L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on and dance. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. 4 minutes de retard, ça va, c'est la norme, hein, c'est ce qu'on fait d'habitude, à peu près, des fois même un peu plus. Bienvenue, vendredi 24 novembre, hein, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, avec un interview qui va être fort sympathique ce soir, hein, parce que je suis en test avec notre invité depuis hier et je sens qu'il y a des choses qui vont déjà me plaire à moi personnellement, déjà c'est bien, voilà. Donc, petit rappel pour tous ceux qui nous connaissent, voilà, et surtout pour ceux qui viennent d'arriver, et bonjour à toi, si tu es nouveau ou nouvelle. Et il faut que tu saches une chose, c'est que cette interview est diffusée en même temps en live sur Facebook et sur Twitch. Et il y a des avantages et des inconvénients. Sur Twitch, l'avantage c'est qu'il n'y a aucune coupure de son et une latence qui est normalement assez faible, voilà. Il n'y a pas de censure. Par contre, surtout sur Facebook, là, il y aura un petit désavantage, c'est que je vais être obligé de couper certains extraits sonores parce que sinon on se fait gronder par les majors, parce que sinon on va être accusé de faire perdre de l'argent aux majors et nous on veut pas faire perdre de l'argent aux majors, hein. Voilà. Donc il y a aussi la chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois faut que j'en parle dès le départ, hein. Notre chaîne, on fait un point, on a combien là? On est, regardez, je le mets à l'écran, on est à, je sais pas si on le voit, les followers. Attends, je vais le mettre. 788, je crois, un truc comme ça. 788 à peu près. Ouais. Ce serait bien qu'on fasse un point avant et après l'émission quand même. Attends, je mets en haut. Est-ce qu'on le voit? Ouais, 788 abonnés. Voilà. Donc, ça serait bien si tu es nouveau. Si à la fin de l'émission, on en gagne un ou deux, peut-être qu'on vous offrira un cadeau. Voilà. On va essayer. Le mec est prêt à tout, tu sais, pour avoir des abonnés. Non. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à rappeler? Les étoiles, bien sûr, oui. Si vous voulez envoyer des étoiles, ça c'est sur Facebook. On n'a pas encore mis en place l'équivalent sur Twitch. Donc, si vous voulez nous envoyer des étoiles, c'est possible. Hein, ça permet de nous rémunérer un petit peu pendant le live. C'est avec plaisir. Ça permet d'acheter un peu de matos. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc du coup, je pense que j'ai rien oublié. On va juste voir, ça va toi Jean? Vas-y, parle, un jeu, check. Salut, 1, 2, 3, ouais, micro. Bon, je me vois là, voilà, ça va. Voilà, je me vois sur Twitch de toute façon. Bon, tu vas sur Twitch? Ouais. Voilà, c'est bon. C'est parti, donc l'émission, on est à combien déjà? 59, waouh, 59e émission quand même. Ouais. Donc la 59e émission, c'est parti. Je sais que j'ai oublié un truc à dire. Hein, tu vas le dire, c'est pas grave, tu prends le temps, tu réfléchis. C'est pas grave, bon, on a lancé un peu la bourse, c'est pour ça. Ouais. Donc, ouais, bon après, oui. Ah oui, si, c'est vrai que si jamais tu regardes cette émission quand on n'est pas le 24 novembre 2023, c'est que tu regardes le replay, hein, tu paniques pas et tu t'abonnes quand même si t'es pas abonné, hein. Ça change rien au truc. Voilà. Bon, on fait un tout petit coucou à notre invité. Matt, oula, mais c'est mal, tu fumes des cigarettes. Non, mais c'est légal. C'est légal, il a dit. Ben, salut à toi, Ben. Donc, Jean va te présenter. Alors, on fera Matt Ben ou Benjamin, parce que ça fait double Benjamin, donc. Je sais pas. Tu peux dire Matt Ben, comme ça t'arrange. On pourra nous dissocier plus facilement. Ouais, allez, Matt Ben. Allez, en plus, c'est pas chiant à prononcer, Matt Ben, ça va. Ouais, non, toi, je t'appellerai Benjamin et lui, je l'appellerai Ben, parce que sinon, ça va me perturber. D'accord. Ok. Allez, bon, ben, bienvenue à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, car je vous rappelle, on pose toutes les questions dans le live. Voilà. Et si on vous oublie, vous réinsistez, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, bah écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait une petite pause, ça faisait un petit moment. Ça fait plaisir d'être en live avec vous tous, vous toutes. Alors ce soir, nous recevons un petit génie de la techno, Matt Ben. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Alors ça sera Benjamin pour les intimes ou Ben. Donc après 3 albums de multiples EP et puis aussi nombre de collaborations et de remix assez impressionnants. On a l'honneur de pouvoir recevoir Ben. Ça faisait un moment qu'on pensait à lui et du coup on est ravis. Sans faire du name dropping, même si c'est quand même intéressant parce qu'on est quand même des petits Français et à chaque fois c'est important de pouvoir le signaler. Donc il y a eu quand même pas mal de collabs avec des noms importants comme Damon Wild et Tim Taylor, Laurent Garnier, Jules Wells et Laurent Maldo, on les salue. Paul Nasca aussi, John Digweed, T99 pour ceux qui
qui aiment la old school, Southsonics, Traumer, Timid Boy, que j'ai eu l'honneur d'interviewer, je sortirai l'interview bientôt, vous verrez, je vous en parlerai. Et aussi des labels de renom. Alors là, c'est quand même du lourd. KMS, Scandium, Bedrock, Traum, Astropolis, Elum, le label de Macéoplex, Tulipa, etc., etc. Donc on va parler comme d'habitude des influences musicales de Ben. On va prendre les choses chronologiquement comme à notre habitude. Il a déjà écouté quelques-unes de nos émissions. Le parcours musical, les influences, du début, en fait, les premiers émois musicaux, et petit à petit, progressivement, on avancera dans le temps. Ben, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. La parole est à toi pour nous parler de tes influences musicales. Alors, écoute, elles sont diverses. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous. Comme tu le disais, j'ai déjà vu 2-3 de vos émissions, donc je suis ravi d'être avec vous ce soir. Tu veux qu'on revienne sur on aimerait savoir, ça c'est parce que c'est très révélateur et c'est toujours intéressant pour tous les invités qu'on peut avoir, de savoir à la maison, dans ta jeunesse, donc dans les années 80, qu'est-ce que les parents écoutaient d'abord, et après toi en tant que post-enfant, pré-ado, tu vois, quels ont été tes souvenirs de musique électronique, peut-être même dès la fin des années 80, début des années 90, tout ça, de nous expliquer tout ce parcours. Écoute, quand j'étais jeune chez moi, alors déjà il y avait un truc intéressant, c'est que mes parents avaient des enceintes de hi-fi, tu sais, dans le salon. Mon père aimait bien avoir un bon ampli, une paire d'enceintes, donc il y avait toujours de la musique, et souvent, on va dire, de la musique qui tournait chez moi, même si c'est pas moi qui l'a sélectionné à l'époque. En tout cas, il y avait très souvent de la musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Ça a commencé avec des choses assez classiques. Il y a eu du rock, tu vois, il y avait un peu de musique classique, il y avait de la soul, il y avait de la chanson française. Ça passait de, je peux te citer Arnaud, un chanteur belge, tu vois, en chanson française, chanté en français en tout cas. Ça pouvait être Bachung, ça pouvait être Eurythmics, ça pouvait être vraiment plein de choses. En fait, finalement, j'ai eu cette chance d'écouter beaucoup de choses quand j'étais jeune, donc d'avoir l'oreille assez attentive en tout cas au fait qu'il puisse y avoir dans un salon de la musique de diffuser, et ça je trouve ça assez cool, et ça m'a amené moi finalement assez rapidement, quand j'ai eu ma première chaîne hi-fi. Je pense que notre génération, on a tous eu, tu vois, à une époque, une chaîne hi-fi dans notre chambre avec un lecteur cassette, un lecteur CD pour les plus chanceux, et puis moi j'ai connu les CD 2 titres. Alors avant les CD 2 titres, j'ai même connu le fait d'écouter à la radio. Moi, j'avais 15 ou 16 ans, tu vois. J'habitais dans le nord de la France à l'époque, et je captais des radios belges. T'étais où exactement dans le nord ? Pardon ? Alors, j'étais dans l'Avesnois. J'ai fait mes études à Lille, pour la ville, une des villes les plus connues, on va dire, du nord de la France, mais j'habitais et j'ai grandi à 1 heure de là, à la frontière belge, finalement. Je peux te citer une ville qui était pas très loin de chez moi, de l'Avesnois, qui est assez connue pour sa bière, ça s'appelle Chimay. Ah oui, d'accord. Voilà. Si le CSA nous regarde, voilà, c'est pour eux. Et donc voilà, j'avais cette chance de pouvoir enregistrer. Je me souviens très bien. Je m'endormais, j'attendais pour m'endormir et lancer le rec, tu sais, sur mes cassettes, 90 minutes. Fallait pas prendre les 60 parce qu'il fallait pas rater la demi-heure en plus. Et j'enregistrais des soirées qui étaient retransmises depuis le Fuse, par exemple, à Bruxelles, qui étaient retransmises. Je me souviens qu'il y avait un live c'était Radio 21, la radio que j'écoutais beaucoup à l'époque. Et j'enregistrais ces soirées, et c'est comme ça, avant même de pouvoir sortir dans ces clubs et ces endroits dont on me parlait par les grands frères des potes, tu vois, parce que nous, on n'avait pas l'âge d'aller dans ces clubs, mais j'avais la chance de pouvoir enregistrer et d'être assez attentif à ce qui se passait déjà. Et avant ça, parce que j'ai sauté une étape quand même, j'ai parlé des CD 2 titres. Oui. J'ai connu les CD 2 titres avec ma première chaîne hi-fi quand je devais avoir 12-13 ans, où j'allais acheter mes premiers CD 2 titres au supermarché, tu vois. Eh oui. Et voilà, ça c'est quand même assez drôle. C'est quand même assez drôle. Donc voilà, pour te dire que j'ai eu finalement
assez jeune, l'oreille attentive à pas mal de styles musicaux. Moi-même, quand j'ai acheté mes premiers CD, j'ai été assez varié dans ce que j'écoutais, puisque ça pouvait aller du rap. J'ai souvenir d'avoir acheté le premier album d'NTM, tu vois, d'avoir acheté des choses authentique. Voilà, j'ai acheté le premier CD de titre, c'était Hadaway What Is Love. What is love? Baby, don't hurt me no more. Là, ça va pas nous. Voilà, c'est un moment revival. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai aussi écouté beaucoup de métal à une époque, du rock, à l'époque du lycée. D'ailleurs, avant d'acheter mes premières platines, ma première boîte à rythme ou mon premier clavier MIDI, j'ai acheté une batterie puisque j'ai commencé à vouloir me mettre à la musique plutôt par le métal et j'avais envie d'apprendre la batterie. Donc j'ai pris des cours, je faisais du solfège, j'ai fait 1 ou 2 ans comme ça, où je m'amusais et je me défoulais sur une batterie. Et puis un beau jour, j'ai eu mon bac, je suis parti faire mes études, j'ai eu un appart étudiant et je me suis rendu compte que la batterie, ça passait pas dans les apparts étudiants, dans les résidences étudiantes, c'était pas cool, quoi. En parallèle, j'écoutais déjà pas mal de musique électronique. Et puis je commençais à la mixer chez des potes, tu vois, on se faisait beaucoup d'apéros les uns chez les autres. Les grands frères nous débriefaient les sorties du week-end où à l'époque nous on n'était pas majeurs donc on pouvait pas sortir. Mais on commençait à essayer de passer des premiers disques, tu vois, avec le matos qu'on avait les uns chez les autres. Et puis petit à petit ça s'est transformé en j'ai l'âge de sortir. Et là, je vais vraiment écouter ces premiers artistes qui pour certains, me mettent des claques monumentales. Alors attends, et Ben, là, attends, je te coupe. Juste, on va y venir, hein, bien sûr. Mais comment on fait chronologiquement? Après, sinon, on loupe des étapes. J'aimerais ça. On va repartir dans les années 80, parce que je la pose toujours cette question. Parce que, bon, moi, c'est sûr que c'est ma passion, mais c'est toujours intéressant. Toi, évidemment, tu es né en 80, donc à la fin des années 80, tu étais un enfant, tu avais 7, 8, 9, 10 ans. Mais à 7, 8, 9, 10 ans, on est quand même au courant de ce qui se passe autour. Est-ce que tu as des souvenirs de dance music, de house music, de new beat, de choses comme ça? Moi, tu sais, j'étais dans le nord de la France, donc tu te doutes bien que la new beat, c'était genre le truc révolutionnaire à l'époque. Moi, je te parle de ça, j'avais 10 ou 11 ans, je me souviens très bien, j'habitais un petit village. On se regroupait toujours sur la place du village, tu sais, avec tous les potes. Allez, j'avais peut-être 11-12 ans. 13 ans, la journée, j'allais passer 1 heure sur la place voir des potes. Après, quand tu as 13-14 ans, tu restes un peu le soir. Enfin, tu vois, il y a des steps à franchir quand même. Et j'ai tout à fait souvenir que les grands frères à l'époque de mes potes, eux, étaient déjà à donf dans la new beat, avaient acheté les premiers vinyles, tu sais, avec les gros smileys dessus. New beat belge, hein, j'entends. Moi, c'était vraiment ça que j'entendais à mort. Et puis, il y avait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait écouter la première fois de la musique électronique. Je pense que c'est la new beat. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ouais, vraiment. Mais comme le mec à ta gauche, pareil. Ouais. Peut-être un peu avant quand même. Oui, un peu avant. Mais c'est en fait, c'est vrai qu'à l'époque, c'était une façon. C'est ce qui a introduit la musique électronique. Hein. En tout cas, en Belgique, c'est arrivé comme ça pour moi. De mon expérience de l'époque, puisque j'étais très jeune, donc elle était par expérience, on va dire, interposée par les grands frères des potes. Bien sûr. Et puis après, tout s'est vite accéléré dans la musique électronique. En quelques années, ça a vite explosé. Et surtout dans cette région qui était la Belgique, enfin dans ce pays qui était la Belgique, qui était carrément plus en avance que nous en France, je trouve. Et il y avait pléthore d'événements, tu vois, il y avait la culture club, elle était dingue là-bas. Enfin, il y a déjà beaucoup de documentaires et de films qui en ont parlé. Hein. Je vais pas refaire le film. Mais j'ai eu la chance de connaître ça, on va dire, à l'âge où j'ai pu sortir les premières fois. Donc c'est vrai que c'était quand même très chouette. Oui, voilà, c'est vrai que toi, ton adolescence correspond à la période de l'explosion de la techno. Exactement. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vraiment pris la techno au moment donné où, boum, ça a complètement pété. Et c'était top. C'était top. Enfin, moi, Est-ce que tu étais en Belgique encore... Jusqu'à quelle année tu étais en Belgique? Question.
Alors j'étais pas en Belgique exactement, j'étais à la frontière. Ouais, mais je veux dire, pardon, je voulais dire dans le nord, quoi. Là où je sortais en Belgique, j'ai commencé en 97 et j'ai effectivement fait mes études. J'ai passé mon bac, j'ai fait mes études jusqu'en 2003, je pense, 2004. J'ai dû quitter, je pense, le nord de la France en 2006 ou 2007. Oui, donc t'as tout connu. Oui, t'as connu une dizaine d'années, tu vois, à peu près, où vraiment, alors je vois dans les commentaires, parce que j'ai ouvert une fenêtre I Love Techno de l'époque, oui, clairement, c'était carrément ça. J'ai fait les premières I Love Techno, là où il y avait Garnier, Daft Punk et tout ça qui venaient jouer à I Love Techno au tout début, tu vois, au Flanders Expo, dans mes souvenirs, à Gand. Et ça a été mes premiers gros souvenirs de festival, mais qui étaient encore, on va dire, pour moi, comparable à une rave, parce qu'il n'y avait pas encore... c'était tout nouveau tout ça, tu vois, les gros événements comme ça, c'était tout nouveau. Alors, justement, petite parenthèse, il y a Manu Chaman qui m'envoie un petit message, un petit SMS, il me demande de te faire une bise. Ah, Manu, mais putain, ça fait tellement longtemps. Ouais. Et il y a aussi Florent qui a envoyé 1000 étoiles. Voilà, quand même. Je comptais le dire. Merci, donc, Flo, merci beaucoup Flo pour tes étoiles et ton soutien indéfectible. Et Manu Manu te disait que des bons souvenirs avec lui entre Nancy, Astropolis, Strasbourg. Passez-lui le bonjour de ma part, la bise. Depuis les chaînes de traîneau où il est en Laponie, un truc comme ça. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu vas bien Manu. En tout cas, je profite de cette émission pour te faire un coucou, ça fait plaisir. Voilà, le message est passé. Voilà, donc voilà, alors justement, quelle était ta première sortie en club ? On peut être mineur pour être sorti en club. Est-ce que tu te souviens de ta première sortie en club ? C'était où ? Alors, la toute première sortie, je pense vraiment que ça devait être dans un club vraiment pas ouf. Plutôt un club, tu vois, perdu dans la campagne. Ouais, généraliste quoi. Voilà, mais normal. Club généraliste, mais tu sais, ça se faisait beaucoup à l'époque. Tu avais une salle généraliste. Et tu avais une salle où il se passait un truc où ça passait de la techno quand même, tu vois, malgré tout. Donc les premières sorties, vraiment, les premières fois où tu y vas, t'es pas majeur en fait. Enfin, t'es à l'aube d'être majeur, mais t'es pas majeur. C'était clairement ce genre d'endroit parce qu'en plus il laissait passer sans trop regarder. Et ensuite, je pense que un des tout premiers clubs où je suis allé, le Fuse. Ah, le Fuse à Bruxelles. Ouais, tout à fait. Le Fuse, l'H2O, j'allais beaucoup aussi à une époque. La Bûche, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, le Cherry Moon, il y avait le Café d'Anvers pour aller de l'autre côté en Belgique. Il y avait, il y en avait plein en réalité. Hein. Il y en avait vraiment. À l'époque, c'était vraiment l'émulation. Vraiment, quand je te parle des premiers clubs. C'est cela, c'est toute cette, c'est la fameuse autoroute que tu prenais, enfin la voie rapide qui t'emmenait sur ces dizaines de clubs belges là, avec des bagnoles garées le long des routes, partout, des parkings immenses blindés, et il y avait une effervescence de malade mental quoi. Ouais, c'est génial que tu aies pu connaître ça. Moi, c'est vrai, je suis un peu jaloux parce que moi, j'étais pas trop dans la bonne région pour pouvoir vraiment profiter de tout ça, mais c'est vrai que j'adore entendre parler de cette époque et de ces lieux qui sont devenus mythiques en fait. Mais en fait, oui, parce qu'ils ont été révolutionnaires à leur époque en fait. Oui. Pour moi, en tout cas, en tant que public, je me suis pris vraiment une baffe parce que, d'une part, ils avaient clairement des super résidents. Musicalement, c'était vraiment top. En tout cas pour l'époque, hein, et même avec du recul, j'ai passé de très bons moments avec les résidents du Fuse. Je pense à Pierre du Fuse par exemple. Il faisait toujours des sets de malades, tu vois, ça diguait, ça allait te chercher des disques. À l'époque, il n'y avait pas, quand même, faut juste aussi recontextualiser, la chose. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Shazam et tout ça. Hein, tu vois, quand tu cherchais des disques. Le mec le jouait en vinyle le disque et il fallait être capable d'être chez ton disquaire les semaines suivantes au jour d'arrivée pour essayer de retrouver les trucs qui avaient été joués, tu vois. Et si le DJ avait pas mis soit des autocollants, soit il prenait un marqueur, tu sais la technique, je sais pas si t'as capté, les gars prenaient un marqueur, il laisse tourner le disque, ça te fait une spirale et en fait tu peux pas lire, c'est fait exprès, tu vois. Mais c'est clair. Mais parce qu'à l'époque effectivement c'était vraiment le délire d'avoir
une exclusivité sur certains disques, tu vois. Le fait que ça soit un pote qui avait sorti le truc et qui te l'avait envoyé et du coup, tu étais un des seuls à avoir le disque. Ou alors d'avoir trouvé le petit bootleg ou la petite série d'un label obscur qui venait un import de je ne sais quel pays, mais le mec avait le disque et pour le trouver à l'époque, il n'y avait pas Discog, il n'y avait pas tout ça. Quoi. Ouais. Ah ouais, c'était un vrai parcours du combattant. Hein. C'est vrai, on en parle souvent, mais c'était ça qui est excitant aussi, tu vois. Alors pardon, je rebondis. On a Antoine avec nous, donc Electric Rescue, qui nous fait un petit. Voilà, on a Jérôme aussi. On a Jérôme qui était résident, si je dis pas de bêtises, à l'H2O, dans des boîtes belges justement, donc j'ai fait un gros bisou. Et j'étais chez lui à 3/4 d'heure en urgence, parce que j'ai eu peur que ma voiture ait un gros souci, mais Jérôme m'a rassuré il est venu de la Belgique vers chez nous, donc maintenant il est avec nous. Et c'est vrai que Flo nous disait que qu'en Belgique il y a beaucoup de soirées rétro en ce moment, avec des gens qui sûrement ont les mêmes souvenirs que nous, et c'est vrai qu'on n'a malheureusement pas trop ça dans nos contrées, enfin en tout cas du côté du sud, hein. Après il y a d'autres régions ça bouge un peu plus, mais je suis un peu, voilà, alors, je dis ça, mais demain j'ai l'honneur, les amis, c'est validé, demain j'interviewe CJ Bolland. Donc je suis tout excité. Donc voilà, demain je serai avec CJ Bolland. Donc vous en profiterez évidemment. Hein, quoi, voilà. Donc c'est petite parenthèse sur la Belgique qu'on aime très fort. Ouais. Ah, yes. Donc, pardon, j'étais un petit peu coupé sur le. Alors voilà, on parlait des clubs. Alors justement, il y a les raves. Parce qu'en Belgique, comme on en parlait souvent avec la Belgique, il y avait tellement de clubs, il y avait tellement tout ce qu'il fallait qu'au final les raves, ils en avaient pas tellement besoin. Nous, comme c'était un petit peu pirate, il y a eu les raves, c'était obligatoire parce qu'il n'y avait pas le choix. Est-ce que quelle est ta première rave ? Est-ce que tu te souviens ? Des premières, c'était à Paris, clairement. C'est en France, hein, j'entends. Parce que comme tu dis, alors. Pour pas te mentir, et voilà, j'ai passé genre 100%, je pense, de mes 7-8 premières années sur le dance floor en Belgique. Hein. Je sortais même pas en France, c'est-à-dire que je venais pas pour les soirées en France, je me déplaçais pas parce que j'avais ce réflexe, je m'étais fait un réseau de potes en Belgique, tu vois, il y avait toute une... on va dire, il y avait un déroulé du week-end qui faisait en sorte que c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'habitudes. Ouais. Et les premières raves que j'ai faites, il y en a eu une à Paris, je serais incapable de te redonner le nom, mais ça devait être 99, pas très loin de l'époque où la technoparade se finit, tu vois, à Répu. Je sais plus quel était son nom, mais en tout cas, une chose est sûre, mes premières raves que je considère avoir fait rave entre guillemets étaient vraiment des soirées qu'on appelait, je sais pas si tu connaissais ça à l'époque, les soirées Cosmos. Oui, bien sûr. Donc ça, moi, c'est vrai que on a parlé des disques, tu vois, à l'instant où on n'avait pas Shazam, on n'avait pas Discogs, etc. pour aller diguer, parce que là, on parlait déjà du côté futur DJ ou DJ qui commence à chercher ses premiers vinyles, mais avant d'apprendre à essayer de mixer à l'époque, je sortais, il y avait aussi la question du comment on trouve les bons plans pour trouver les bonnes teufs, tu vois, même en Belgique. C'était pas que pour la France. La France, comme tu le disais, il y avait vraiment cette obligation de passer par la rave parce qu'il y avait énormément de restrictions. En Belgique, il y avait beaucoup moins de restrictions et c'était beaucoup plus dans la culture, déjà la musique électronique. Mais il y avait quand même toute une série de soirées en dehors des clubs qui, moi, m'intéressaient beaucoup après avoir fait déjà quelques clubs qui étaient complémentaires pour moi et surtout sur des jauges plus grosses, des lieux qu'on exploitait, enfin qui étaient exploités une fois, tu vois, ou deux fois, pas plus. J'aimais bien aussi cette idée de sortir du club parce que le club, tu as l'envie d'y aller par rapport aux invités musicaux et Dieu sait qu'à l'époque j'ai eu la chance de voir, on en parlera si tu veux après, mais pléthore d'artistes de malades en plus des résidents qui jouaient dans ces clubs. Mais dans les raves, nous on appelait ça des teufs à l'époque, mais les teufs n'avaient pas la même connotation en France. On allait dans des lieux qui étaient exploités une fois ou deux, où il y avait un line-up de montée. Et j'aimais beaucoup Cosmos, j'aimais beaucoup Project. J'aimais beaucoup, voilà, et j'avais quelques noms comme ça, les premières I Love Techno, tout ça,
j'avais pas, si tu veux, cette vision qu'on peut avoir aujourd'hui du business festival et de l'industrie musicale. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, de jeu de scène. Enfin, tout était axé sur la musique. Et les gens venaient pour la musique. C'était pas parce qu'il fallait venir à cet événement, c'est parce que les gens venaient écouter la musique et qu'il se passait des trucs de fou sur le dance floor. Ouais. Après, je parle d'un air hyper nostalgique, mais en vrai, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Bon, après, tu sais, ça revient tellement souvent et c'était tellement un plaisir que d'en reparler et ça fait pas de mal, tu vois. C'est ça. Pourquoi on n'en parlerait pas? Puis on partage plus ou moins tous là les mêmes. Je pense que si on est là tous, c'est qu'on a plus ou moins les mêmes valeurs, la même histoire, même si on a des générations légèrement différentes. Mais globalement, c'est bon, fin des années 60, fin des années 80, si on prend à la louche, la majorité des gens avec qui sont là. Donc, effectivement, ça nous rappelle quand même des souvenirs et c'est vrai que mais c'est vrai que, en plus, il y avait le côté de se looker, parce que moi, je me rappelle quand j'allais dans une rave, j'allais en mode UK, moi, donc je me mettais masque à gaz, lunettes de soudure, tu vois, la capuche, le masque alternate, moi, j'étais comme ça. J'y allais, moi, on était habillés, je suis retombé sur des photos, c'était épique, je suis retourné jouer pour la Before the Name Festival il y a un mois environ à Lille, donc j'en ai profité pour voir des potes, mes potes d'enfance, et on est retombé sur des photos des premières sorties qu'on faisait justement, I Love Techno, Cosmos. Je vois qu'il y avait dans les commentaires un 10 Days, effectivement les 10 Days on les a fait à mort au Voroit à Gand. Ça, c'était incroyable. Notamment, j'ai souvenir d'un set de Jeff Mills qui m'avait complètement retourné là-bas. Et je suis retombé sur des photos, des looks qu'on avait de l'époque. C'était quand même assez énorme. Hein. On mettait les lunettes de soleil en pleine rave. Enfin, on était habillés avec des baggy. Le baggy, moi j'avais un baggy orange. Mais oui, évidemment. Et c'est tellement drôle. C'est tellement drôle de revoir ça aujourd'hui. Et de voir aussi qu'une partie de cette culture se reproduit aussi aujourd'hui, tu vois, il y a des codes qui reviennent. Oui, tout ça va, mais c'est vrai que c'est et c'est parce que ça quitté, à chaque fois ça revient. Hop là. C'est vrai que ce sont des cycles, effectivement, il y a un côté rigolo de voir que finalement c'est des fois plus les gens sont jeunes et plus ils acceptent et ils comprennent notre côté un peu à l'ancienne, parce que pour eux c'est nouveau, puis et ça revient, quoi, et sur ça c'est rigolo. Alors il y a une réflexion de Antoine Electric Rescue qui dit attends, bande de boomers. Alors désolé Antoine, mais on est la génération X, on n'est pas des boomers. Attention, c'est pas pareil. Et il y a Fred Duméli qui est avec nous, le boss de l'enfer à Dijon, pour ceux qui ne ça rappelait pas. Donc on est toujours ravis d'avoir Fred souvent dans nos émissions. Et quand on fera la spéciale l'enfer, ça va être quelque chose de ouf aussi. On le prépare doucement, tranquillement, et ça se fera. Attends, il nous dit, Antoine, vous avez rien compris, la vraie vie de la rave, c'est possession. Alors attends, possession, c'est quoi? Possession, ce sont les teufs parisiennes. Ah, d'accord. Qui ont éclos il y a 6 ans maintenant à peu près. Hein. Ouais. Je connais pas. Non, mais Antoine fait une blague en fait. je sais saisir son ironie. D'accord. Bon, mais non, mais c'est bien de l'expliquer, tu vois, c'est vrai que... Bon, d'accord, nous n'en dirons pas plus sur possession du coup. Ah non, mais on pourra en parler avec grand plaisir, mais il y a des codes, effectivement, c'est ce que je disais justement, à mon avis, il a rebondi là-dessus de manière ironique, mais il y a des codes, effectivement, des années 90 qui aujourd'hui sont des grosses tendances, en fait. Mmh. Ouais. Et même dans les sonorités, c'est impressionnant. J'ai plein de contacts, notamment par rapport au label, avec des jeunes, 20-25, et ils ont complètement intégré. Alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout connu ce dont on parle là, et ils l'ont intégré à leur façon. Donc ils sont très attirés par cette espèce de rétro quelque chose, je sais pas comment on peut l'appeler. Et voilà, donc c'est toujours intéressant et passionnant pour un vieux comme moi, on va dire. Je vais juste, alors il y a un support que nous adorons et que nous chérissons chez Nocturbulus, c'est le vinyle. Alors là, ça c'est le petit test pressing de notre prochain EP qui sort, donc il est en pré-vente et il sort demain. Petite auto-promo.
Je voulais vous amener un disque, mais je les ai oubliés chez moi, ils sont arrivés hier. Le vinyle, Ben, quel est ton rapport avec ce support, cet objet? Je vais mettre le Bandcamp quand même, regardez. Ouais, voilà. Donc c'est voilà, ça sort officiellement demain. C'est Jackie Meurice, le grand Jackie, SA42. Alias SA42 quand voilà, même. SA42 qui nous a fait l'honneur d'un EP. Que t'as peut-être connu en Belgique à l'époque, hein. T'as peut-être écouté un peu Lui, SA42, il est de Menin. Donc Menin, tu vois, c'est... Non mais je veux dire Menin, musicalement. Ouais. Musicalement. Alors, Menin, c'était effectivement vraiment à côté de l'île. C'est l'endroit où on passait à la frontière quand on voulait pas prendre le poste de douane. Ouais, voilà. Parce que la ville, elle est coupée en deux, effectivement. T'es moitié France, moitié Belgique. C'est ça. Tu passes le pont. Limitrophe. Tu passes le pont et voilà. Donc le vinyle, est-ce que tu es un collectionneur? Ça t'évoque quoi le vinyle pour toi? C'est quoi? Le vinyle pour moi, c'est mon rapport à l'apprentissage du mix, tu vois, tout simplement. Alors, je sais pas si vous m'entendez parce que je vois que ça. Si. Si. Ah si. Super. Excuse-moi, j'ai la fenêtre qui a planté parce que je regarde si l'émission fonctionne. J'ai en fait moi appris à mixer sur vinyle, tu vois. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de platine CD et tout. Enfin, il y avait, mais tu sais, c'était des trucs avec les petits jugs là, comme ça, là, de 3 cm de diamètre et qui étaient en rack. Ouais. Il y avait les premiers DJ qui mixaient sur CD comme ça. J'avais essayé, c'était un véritable enfer le pitch quand tu avais l'habitude de la technique. Ouais, c'est sûr. Et en fait, je te parle de technique, mais si on parle un peu de matos, j'ai pas eu mes premières techniques tout de suite parce que ça coûtait une fortune et j'ai dû bosser quelques étés pour m'en payer une paire. Ouais. Mais j'ai comme tout le monde à l'époque appris sur des bonnes vieilles platines à courroie vinyle bien dégueulasses. et le vinyle pour moi ça me BST 90. Ça me renvoie directement à l'apprentissage du mix. Et avant ça, parce que chez mes parents il y avait des vinyles, il y avait une platine vinyle, à l'écoute de la musique aussi. Si on parle du support en tant que tel. Mmh. Tu as ta collection? Tu as une petite collection? J'ai effectivement continué à acheter des disques. J'ai pas une grosse collection parce que j'ai fait la connerie il y a quelques années d'en revendre pas mal. Ouais. Pour m'acheter un petit peu de matos, tu vois, j'ai un petit peu de matos autour de moi. Quand je me suis mis au tout début à composer, donc c'était il y a une quinzaine d'années, pour te resituer le truc, je mixe quand même depuis plus longtemps que je compose. J'ai d'abord été DJ avant d'essayer de composer de la musique. Et à un moment donné, je me suis rendu à l'évidence qu'il fallait que j'achète une bonne paire d'enceintes, une bonne carte son, un ordi pas trop dégueulasse, un clavier maître et une licence, alors pas au début mais ensuite, de Ableton ou de Reason que j'utilisais à l'époque au tout début. Ouais. Et là, quand j'ai fait l'addition de tout ça, je me suis dit mais attends, c'est une blague. Ça coûte ça là vraiment de se mettre à la compo avec un minimum, tu vois, on va dire, je te parle pas d'avoir un studio comme j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, mais juste le minimum syndical pour bosser dans de bonnes conditions, c'est quand même un loisir qui est assez coûteux. Oui. Donc j'ai revendu des disques à l'époque pour me financer une partie du matos. Et il doit me rester aujourd'hui, je sais pas, peut-être 1500 vinyles. Ah, quand même. Qui sont... de temps en temps, je m'amuse à en piocher un. J'en vois derrière, non? Ils sont là-bas derrière toi, non? Ouais, alors là, il y en a une partie. Après, j'en ai pas mal encore en carton. J'ai déménagé depuis à peu près un an et demi. Donc, j'avoue que il y en a que j'ai pas encore sorti parce que dans mon meuble, j'ai pas la place pour ranger tous les disques. D'accord. Parce que je peux montrer si je fais ça. Tiens, hop. Tu vois, le meuble est quand même pas très grand là. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, c'est bien, t'as une. Ah, c'est pas mal, C'est quoi, c'est un grand angle? Comment t'as fait? Oui, c'est avec l'angle du téléphone. Tiens, c'est pas mal. Hein. Évidemment, pour ceux qui ne vous inquiétez pas, on va parler matos. Quand le moment sera venu, on fait progressivement, mais évidemment, quand on voit toutes ces machines, Ben nous fera faire un petit tour du studio tout à l'heure quand on abordera le chapitre matos. On n'a pas passé de musique. Alors, attends, parce que moi, juste avant que tu passes de la musique, il y a Nicolas qui a grondé parce qu'il a dit qu'il y a un teaser. Alors du coup, je suis en train de le récupérer. On nous disait pour Jackie CV, je l'ai montré, on l'a pas mis. Bon, à la limite, on va passer. Je viens de le récupérer. Le teaser. Ouais. Bon, on va mettre le teaser de notre nouvelle EP. Allez. Alors, on va voir s'il est là. Allez, c'est parti.
Voilà. Alors oui, à ceux qui sont sur le cross-postage sur la page de Mad Ben, pour qu'on lise vos questions, faut aller sur le chat, donc sur la vidéo du Nocturbulous, soit sur le Twitch, soit sur le Facebook. Parce qu'il y en a qui posent des questions dans le cross-postage de la page de Mad, mais on la suit pas forcément, parce que sinon après ça fait compliqué, ça fait déjà deux chats à suivre. Bon, mais du coup... oui, je vois qu'il y a un certain pléomate dans la conversation. Ouais. Voilà. Il connaît très bien de ce dont je viens de parler, puisqu'il était parmi dans le public pour les premières soirées que j'ai organisées à Lille à l'époque, avec une asso qu'on avait montée avec des potes. Ok. Donc c'est drôle. Extra. Du coup, sur Twitch, on nous a dit alors, hein, le vinyle, machin. Bon, alors on fera gagner un vinyle, le vinyle de Jackie. La prochaine émission. Non, peut-être tout à l'heure. Hein, ouais. Après tout, ça sera vraiment une excuse parce qu'il n'est pas encore vendu puisque je les ai reçus hier et ils partiront sûrement demain. Voilà, donc on fera ça tout à l'heure, peut-être lors d'un blind test ou quelque chose comme ça. On peut passer donc dans les influences de Mad Ben. Il y avait, alors évidemment, hein, quelque chose que tout le monde connaît, mais c'est tellement. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire. Attends, on va voir. Ah oui. Blind test. Ah bon. Oh non, mais là quand même. Non, il y a beaucoup de nouveaux auditeurs. Là, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, bah oui. Par contre, ceux qui ne trouvent pas, éjectés. On les appelle. On l'attaque. Ah, au fait, vous avez vu ? Ouais. Merci attends, je te mets un gros plan. Merci à Benoît Chopin qui nous a fabriqué des mugs Nocturbulous. On a vraiment des abonnés en or. Merci beaucoup. À ta santé. Bon, ça a été trouvé sur Twitch. Alors, on va faire ça bien comme d'habitude. Ouais, bon, vous avez trouvé l'artiste, mais alors c'est quoi le titre du morceau par contre je le mets à l'écran. Parce que Red One, c'est un EP, c'est pas un morceau. C'est Wiz. Aïe. Allez, je le mets. Et là. Le baron, nous dit Nodem. Le baron. Wisdom to the wise. Eh ouais, Dave Clark. Ouais, intemporel, nous dit Titi, c'est vrai. C'est. Tu le joues encore, hein ? Ça, je peux encore le jouer potentiellement, ouais, ça peut m'arriver. Là, on est en pleine à l'époque dont on parlait tout à l'heure. Grave. 96. La sortie. Si je me trompe pas. Ouais. Bah ça, oui, je l'ai acheté, je pense l'année d'après sa sortie, tu vois, quasiment ce disque. Quel magasin de disques tu l'as acheté, justement ? Alors, à Lille, il y avait 3 magasins. En fait, j'avais mes petites habitudes. Je savais quel jour arrivaient les nouveautés dans chacun des shops. Je connaissais un petit peu, dans certains shops, en particulier dans un, je connaissais bien le vendeur qui me faisait ma petite sélecta parce qu'il savait ce que j'aimais. En général, j'arrivais, j'avais une petite pile de disques déjà à écouter. Et il y avait donc USA Import dans le Vieux-Lille. Il y avait B-Side à Sébastopol. Et il y en avait même 4. Et il y avait. Je te mets, ouais, regarde. On va mettre un petit onglet là, tiens, regarde. Peut-être ça te donnera des idées. Yes. Bon, ben, US Import, voilà, tu en as parlé. Et, voilà, US Import, ouais, tout à fait. Moi j'avais B-Side. Un peu plus tard, il y a eu New Loop. D'accord, ouais. Dicky Records, c'était à Moucron, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'y allais. J'allais également. Il y avait un shop dans le Vieux-Lille, mais alors j'ai oublié le nom par contre. En plus de USA Import qui était lui aussi dans le Vieux-Lille. Enfin bref, j'avais 4 shops à Lille et après j'allais aussi à Music Man à Gand et à Music Man à Bruxelles. Ah ouais. Ah oui. Oui, à Gand, Music Man, c'était quand même quelque chose. Distributeur, label, magasin. Exactement. Et c'était du coup Dr Vinyl aussi où j'allais à Bruxelles. Moi, j'avais une petite dizaine de disquaires, tu vois, physiques, puisqu'à l'époque je commandais pas sur internet à nouveau, on se le redit,
Mais les vinyles, tu les voulais, il fallait aller dans les magasins, quoi. Exactement. Et c'était très cool parce que du coup, il y avait, je me souviens, il y avait une belle effervescence, tu vois, dans les shops à l'époque, parce que quand je te disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on trouve les soirées où aller, les teufs, machin, on les trouvait comment? Bah, les flyers chez les disquaires et pour ceux qui ont connu, Outsoon, Oui. le webzine, Oui. enfin, le magazine, le freezine, pardon. Voilà, qui était en deux langues, en néerlandais et en français. C'est ça. J'en ai encore un carton complet ici que j'ai gardé pour le souvenir. Ah oui, Outsoon, ouais, putain, c'est toute une époque. Ouais, et sur le live, on nous parle effectivement de Dicky, donc un bisou à Bruno Sanchoni qu'on a interviewé. On vous invite parce que celle-là, elle vaut le détour. Après, il y a Disco Smash à Menin, comme dit Pléo. C'était ça, ouais, il y avait ça aussi. Voilà, donc là, c'est l'écurie de Bruno Vangars, etc. Donc, Jackie Murray, ça en faisait partie d'ailleurs. Et USA Import, mais ça c'était Anvers. Peut-être qu'il y avait un autre magasin qu'Anvers, c'est possible aussi. Et puis Music Man. Lille, ouais, t'en avais un. Ouais, voilà. Ah oui, voilà. Et oui, bien sûr, pardi que je suis bête. Et après, Music Man, voilà. Music Man qui avait. Je crois qu'ils en avaient 3. À Ostende, à Bruxelles et à Gand. Et à Gand. Mm. Ouais, non, mais c'était effectivement le parcours, on va dire, traditionnel pour acheter mes disques. Et c'était un petit budget quand même, hein, parce que déjà à l'époque, alors c'était en francs, putain, on fait vraiment vieux grabataire là, hein, mais vas-y. c'était entre 50 et 70 francs le maxi, quoi. Ouais, ça faisait 10 € quasiment, donc c'était pas donné quand même, hein, surtout à l'époque. Ouais. Hein. À l'époque, oui. Clairement. C'était je me cher. souviens que quand j'arrivais à m'acheter 2-3 disques la semaine, j'étais content, tu vois. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on a pu claquer. Mais bon, après, tu me diras, la valeur reste constante, voire elle augmente aussi. Donc ça reste presque, entre guillemets, froidement, on peut dire c'est un placement, malgré tout. C'est pas de l'argent qui a été jeté par les fenêtres, quoi. Ah, mais c'est clair, mais des fois, je me suis amusé à une époque à commencer à rentrer quelques refs, tu vois, de mes disques dans Discogs, et j'ai vu les cotes de certains disques, des trucs que j'ai achetés 50 francs qui valent maintenant 100 €, tu vois, ouais. en cote. Donc, oui, et puis avant tout, moi je le vois aussi comme quelque chose que j'ai encore aujourd'hui dans mes mains, tu vois. Je suis pas sûr qu'un CD. J'ai gravé des CD à l'époque, hein. Ouais. Je les ai plus, hein. Je sais pas où ils sont passés, hein. Ouais, c'est vrai que. Puis, on s'aperçoit que les CD qui devaient durer 100 ans, il y en a des fois, tu les passes et ils se sont effacés, quoi. Il y a une couche organique. Ouais, du coup. Ouais, c'est clair. C'est bien dit, ça. Mais... C'est le terme exact, donc. Après, j'ai rien inventé. Hein. Non, mais. Ah, quoique, non, attends. S'il y a des experts, la couche organique, c'est quand c'est dégravé. Ah. Je crois que quand c'est pas une couche. Mais même un c'est pas gravé original, pareil. Il est pas c'est une couche organique que ton laser vient graver. Quand c'est en industrie, c'est pas pareil. C'est une autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pas les mêmes couleurs. Je sais pas si t'as vu. Oui, c'est vrai, ouais. C'est comme... Je crois. À vérifier, ce serait intéressant. Ouais, ça serait intéressant. Ouais. C'est très technique, mais. Et on n'a pas trop parlé de la partie DJ. C'est vrai que j'ai pas pensé à te demander quels ont été les artistes qui t'ont influencé et qui t'ont impressionné en tant que DJ, artiste DJ, je parle. On parlera des artistes et du son un petit peu après. Eh bien, en DJ, alors je cite toujours les mêmes, hein, mais parce que voilà, je vais pas les réinventer. Hein, c'est ceux-là, hein, clairement. On vient d'écouter un morceau de Def Clark. Moi, clairement, Def Clark à l'époque, le fait qu'il ramène de la technique du hip-hop dans la techno, j'adorais. C'était un des mecs, moi, qui utilisait au mieux, je pense, la fameuse table de mixage pionnière DJM, tu vois, avec tous les effets, les delays, les passe-passe, les flangers, les échos. Il avait toujours, même avec le sampler de la table, il avait toujours des tricks, tu vois, dans ses sets que les autres ne faisaient pas. Parce qu'il avait appris ça du hip-hop et il retranscrivait ça dans la techno. Et moi, je trouvais ça dingue. Et puis, il y avait une putain d'énergie dans ses sets, en techno et même en électro, hein, parce que il a fait des tueries aussi en électro. C'est cet électro, l'époque de World Service, pour ceux à qui ça parle. Bien sûr. Moi, j'ai adoré. Après, il y a eu, dans les Français, il y a eu forcément Laurent Garnier, qui m'a beaucoup impressionné sur des longs sets à l'époque. Voilà, ça a été une de mes grosses claques, clairement. Il y a eu
sur le côté à nouveau technique. Alors j'étais très orienté technique, hein, tu vois, en te le disant, je m'en rends compte. Jeff Mills, c'est vrai que moi, dès qu'un mec était un peu technique au platine, tout de suite ça me faisait transpirer sur le dance floor en fait, parce que j'entendais ce qui se passait, tu vois. Je faisais la corrélation entre le fait que le mec soit bon techniquement et ce qui est diffusé dans les enceintes. Et c'est comme ça, moi, que j'appréciais vraiment le son, et le fait que ça soit mixé à 2-3 platines, avec des effets, des passe-passe, des machins, tout ça me stimulait beaucoup, tu vois, en tant que public. Et après, d'autres personnes qui m'ont influencé, ça peut être par la couleur du son qu'ils ont proposé, tu vois, ça peut être des gars comme Green Velvet, des gars comme Speedy J, CG Bolland, en fait, il y en a tellement. Pierre du Fuse à l'époque, moi, je le dis toujours, mais en résident, j'arrivais toujours hyper tôt dans les clubs quand j'allais, en tout cas au Fuse, parce que j'adorais écouter ces longs warm-up qui étaient juste ouf. Il y avait tellement de choses, mais voilà, il y a eu beaucoup d'artistes et beaucoup de courants musicaux et d'aspects techniques, voilà, qui m'ont donné envie et impressionné, en tout cas. On a perdu la caméra. Il va revenir. Ouais, écoute, oui, c'est vrai même que tu le dis, il y avait quand même un côté un peu commun à Jeff Mills, Def Clark, tout ça, c'est effectivement, il venait de l'électro-boogie, du rap, du hip-hop et d'une autre école. Oui. Et quelque part, c'est eux qui ont inventé une nouvelle façon de mixer la techno, c'était intéressant. Justement, alors on parlait aussi de Laurent Garnier, on va passer un petit morceau qui est dans ta liste des morceaux préférés. Yes. Peut-être pas trop longtemps parce que c'est sur Facebook, parce que sinon on va se faire dégager là. Hein. Le clip était rigolo. Tu sais quand on faisait gardien d'ascenseur là. Ouais. Je coupe Facebook parce que j'ai trop peur. Alors ce morceau, je l'ai entendu, petite anecdote personnelle. J'étais allé avec Jeff Strike. Hein, on est allé à la Sala del Cel. Tu connais cette boîte, la Sala del Cel en Espagne ? Non. Alors c'est une boîte très connue, bon, pour ceux qui étaient fin des années 90, ça a duré jusqu'en les années 2000. Hein. C'est une boîte de nuit pas trop loin de la frontière. Et qui faisait venir des gros plateaux, quoi. Enfin des gros plateaux, gros DJ. Ouais. Et un jour, il y avait Laurent Garnier qui jouait. Et Jeff, il me dit, ouais, j'y vais, écoute, je t'embarque. Allez, pas de soucis, allez. J'embarque avec Jeff, hein, qui est un DJ d'ici, de Béziers, hein, qui fait partie du label aussi. Hein. Et on arrive là-bas. Et là, il mixe. Et là, il arrive, il demande un DAT. Et il a joué ce morceau en DAT, parce qu'il venait de le faire, en fait. Donc c'était une pré-version qu'il avait fait en DAT. Il voulait l'essayer en public. Et elle devait pas être définitive exactement comme ça. Peut-être, ça se trouve, c'était pas tout à fait la même. Et ça l'avait fait. Et je me rappelle, il y avait un ange, c'est-à-dire une femme dénudée avec des vraies ailes d'ange pour te donner l'ambiance, et qui descendait comme ça, qui remontait avec des. C'est quand même pas mal, hein, la boîte. Ah oui, d'accord, accroché par un fil. Accroché, et voilà. Donc il y avait cette musique et moi je regardais un ange. Alors j'avoue que je regardais bien l'ange quand même, comme ça. Là. Et il y avait ça qui passait, quoi. Voilà. Souvenir. C'est une belle époque de Garnier, ça, en termes de producteur. Moi, à cette époque-là, je crois que c'est l'époque que je préférais dans ce qu'il faisait en termes de production. J'ai eu la chance de jouer avec lui en gagnant un concours quand même. Bon, j'ai raconté l'anecdote une fois, mais c'était cette période-là, cet album-là, de Sound. Behavior, c'est quoi? The Sound of Unreasonable Behavior. Exactly, my friend. Ok. Et après, alors toujours pareil, on va aller un peu dans les tracks que tu nous as mis en favorite. Alors attention, là j'aurais peut-être une petite surprise pour vous sur ce track. Bon, attention, je vais être obligé de striker Facebook. Hein. Je laisse quelques secondes. C'est vrai qu'il est bon ce track, hein, j'ai réécouté. T'as dû halluciner, Ben, hein, quand t'as entendu ça la première fois.
Le Aphex Twin. Ouais. Ah bah oui, c'est la grosse claque, la grosse claque. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Pour ça. Voilà. Je vous mets la pochette, hein. Pochette qui a quand même fait à la fois scandale et à la fois voilà, qui a fait aussi partie du succès ainsi que le clip, hein. C'était un tout, hein. La pochette, la musique, le clip et la pochette. Et après, si vous avez ça, j'ai une petite surprise. Il y a Titi qui dit la surprise, c'est que tu as le derrière de la pochette, Benja. Presque. Ça aurait été un petit roulement de tambour. Alors la surprise. Vous connaissez tous donc pendant des années donc la pochette de Aphex Twin, donc ici présente, c'est mon logiciel de gain. Voilà. Et tout le monde un jour s'est dit mais de qui vient ce montage? C'est qui la meuf? C'est qui la meuf? Ah, tu le sais? Alors, Ben, ça t'intéresserait de savoir à qui c'était la meuf? Vas-y, je suis très. Alors, j'allais dire une grosse connerie, mais vas-y. Alors, tu peux dire une grosse connerie, sachant que je ne sais pas, personne ne sait son prénom et son nom, c'est pas vraiment qui c'est. Alors, mais. Non, alors c'est définitivement une connerie. Je pensais qu'il avait potentiellement détourné le corps d'un inconnu, mais en fait, pas du tout, peut-être. En fait, a priori, c'est pas une inconnue, mais c'est un grand mystère dans le truc. Mais par contre, il y a des fous et des acharnés sur internet qui ont retrouvé la vraie photo. Allez, si vous êtes chat, je vous la mets. Hein. Ah ouais. Est-ce que sur le chat, allez, je vais faire un peu comme. Attends, il faut faire du teasing parce que là tout le monde est comme des fous. Là. Attends, il faut mettre un truc. Mais une pub. Mets une pub. Une pub. Allez, mets une pub avant, mets une pub. Faut pas envoyer la photo maintenant, faut laisser un peu. Après la pub. Après la... j'ai toujours une pub sous la main, hein, mais bon. Allez. C'est pas Sabrina, alors je vous dis, c'est pas une personne connue. Et cette personne s'est jamais manifestée, d'ailleurs, vu le. Je pense qu'elle a pas osé même se manifester. Allez, vas-y. Allez, vous voulez savoir, les enfants? Je regarde ça. Putain, ils disent n'importe quoi. Allez, les enfants, en exclusivité. Alors, pas vraiment, parce que je l'ai chopé quand même. Voici la vraie personne. Pardon, alors t'aurais dû laisser, c'était. C'est pas grave. Là, si, la vraie personne, la vraie photo originale en fait, mais avec le vrai visage. Allez, et hop là. Ah merde. Et voilà. C'est énorme. Ça a été retrouvé sur internet, hein, les gens ont retrouvé. C'est vrai qu'elle est brune en fait, derrière on voit qu'il y a un peu les. Ouais, d'accord, ouais. Putain, il y a des diggers, hein, je peux vous le dire. Ouais, il y en a des fous. Ah, dis donc. Allez, je vous mets les deux en même temps. Bah, Voilà. je préfère la nouvelle photo finalement. Alors, si vous regardez bien, il y a les cheveux, vous voyez les cheveux qu'il y a sur la gauche. Oui. Les boucles d'oreilles, Ouais. ils les ont laissés. Alors, c'est pour ça que ça faisait bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont laissé Ils ont laissé les cheveux. Attends, les cheveux aussi, ouais. Parce qu'il y a ces cheveux qui reviennent sur son épaule à droite. Ils ont inséré. C'est un niveau de Photoshop pour l'époque qui était très haut parce que. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont expliqué qu'ils l'ont fait sur Photoshop. Hein. Donc, ils l'ont fait sur Photoshop. Et en fait, donc, bon, j'ai trouvé ça sur Internet. Ils expliquaient que donc, il y a un reportage sur le clip. Et a priori, on voit cette fille dans le reportage de loin. Et ils l'ont identifié assez sur ciel. Mais par contre, elle s'est jamais manifestée et personne ne sait qui c'est. Voilà. Mais à cause de toi, maintenant tout le monde le sait. Non, on sait son visage, mais on ne sait pas qui c'est. Comment elle s'appelle, elle s'est jamais manifestée, voilà, on ne sait pas. Il faudrait qu'on la retrouve, qu'on lui Ouais, voilà. Mais sachez que maintenant on a son visage, le vrai visage. Alors je sais pas si c'est une exclue dans une interview ou autre, hein. Bon, en tout cas, regardez, il est là. Anecdote de ouf. Voilà, petite anecdote de ouf, regardez. Aphex Twin. Avant, après. Et voilà. Attention. Voilà. Les deux en même temps, voilà. Donc à l'époque, c'était du bon niveau effectivement de montage. Voilà, c'était pas mal. Voilà. Bah écoute, voilà, écoutez, cette émission sert voilà. aussi à ça. Les historiens, écoute, on n'est pas historien pour rien. C'est de l'histoire, tout ça. Voilà.
Bon, du coup, tu voulais. Aujourd'hui, elle a les boobs qui tombent, Titi dit. Ah, sûrement. Ah, tu sais, sûrement, c'est la loi de surtout l'attraction. l'époque. Voilà. Après, vous voulez une publicité, ben pub. Au Jacques Bar. Sirop Sport fraise pour les balaises. Sirop Sport grenadine pour les gamines. Qu'est-ce que je te sers, mon petit gars? Jackie, mon sirop citron, sirop. Merci, Jackie. Si t'es fort, t'es Sirop Sport. T'as connu d'ailleurs Est-ce que ça tu étais Sirosport, toi? C'est énorme, les gars, ce que vous nous avez ressorti là, Jackie, quoi. Tu veux une deuxième version? On l'a déjà Toi, mis. t'es la génération Club Dorothée, donc c'est Ah bah oui. Sirosport. Forcément, ça me parle. Ça te parle? Bah, celle-là va te parler aussi alors. Salut les balaises, salut les gamines. Un sac à dos fluo, une visée radio solaire, une planche à roulettes. La boutique Sirop Sport est arrivée avec tous ces super articles sur lesquels vous pouvez avoir jusqu'à 25 ans de remise pour l'achat d'une, 2 ou 3 bouteilles de Sirop Sport. Si t'es fort, t'es Sirop Sport. Et ouais. Ah là là. Ouais, je pense qu'on se souvient tous du slogan, quoi. Ben oui. Ouais. C'était bon, c'était. Ah, ce Jackie. Il y a Trackwasher, il y a Pierre qui te fait un bisou. Et on lui fait un bisou, nous aussi d'ailleurs. Il y a Trackwasher. Ouais. Pourquoi il est pas venu dimanche dernier, Trackwasher? Ah, bah tiens. Ouais, Trackwasher. Alors, du coup, si on peut continuer dans tes favorites, même si on change de style de musique, tu en avais parlé, tu as évoqué très brièvement le métal. On peut faire un petit chapitre si tu veux. Allez, on va voir là-dessus. s'il y a des métalleux. Est-ce qu'il y en a qui seront capables de trouver? Allez, blind test. Alors là, fais gaffe par contre sur Facebook. Ah là, oui, mais il est pas dit. Alors, il était pas de toute façon. Donc, allez, Facebook. Je mets juste le début sur Facebook. Ah, comme ça. Ah. Bon, j'ai coupé Facebook, désolé, parce que je prends pas de risque. Ah. Bon, pour les chanceux qui sont sur Twitch, je prépare la pochette. Elle est où la pochette? Elle est là. Bon, la pochette, elle est, comment dire, un peu moche. Et nulle. Pour Je peux la mettre, de toute façon. Je me rappelle plus. Je peux la mettre parce qu'ils trouveront pas, parce que la pochette, c'est ça que t'as mis. Donc, Ah ouais. Ah, je vous mets même la pochette en indice. Hein. Allez, je fais fort. Hein. Non, c'est pas Smashing Pumpkins. Ram non plus. Je reviens un tout petit peu sur Facebook. Jan Baines ou Ian Baines, désolé, je sais pas comment on dit, ça va être Ian Baines. Oui, c'est ça, c'est Deftones. Bien Les joué. étalons, non, c'est pas les étalons. Master. Ouais, il y a quelqu'un qui a trouvé. Hein. Qui c'est qui a trouvé? Ça. C'est Ian Baines. Ok. Qui n'est pas leur meilleur album, hein, mais j'aime bien ce morceau dans cet album. C'était une période où tu écoutais quand même la techno aussi. C'était, tu écoutais plusieurs styles de musique. Tu disais le rap, tout ça. Ouais. Tout à fait. Je switchais entre tout ça et ça m'a amené moi à effectivement jouer de la batterie. Et puis à beaucoup de soirées aussi entre potes au lycée, tu vois, où on était à donf dans le métal en fait aussi. En parallèle d'ailleurs, j'étais beaucoup plus dans le métal que dans la musique électronique à une époque du lycée. Et c'est vraiment vers mes 17 ans, ouais, où j'ai switché vraiment en musique électronique après beaucoup plus. Pléomat te demande c'est le trip-hop si t'en écoutais, parce que ça s'écoutait beaucoup fin 90, début Grave. 2000. Tout à fait, bah ouais, Portishead, Massive Attack. Massive Attack, enfin les gros classiques quoi. Ouais, il y avait une vraie époque de ça avec ce son. Ouais. Ah, t'avais Tricky aussi après, un truc un peu fusion. Exact. Donc du coup, si on parlait un peu de ton côté plus producteur-compositeur, tu peux nous dire justement, alors je crois que tu l'as évoqué, mais première machine, premier setup, on va dire en gros. Tard, très tard. Enfin très tard, comparé à tout ce qu'on vient de se dire. Ouais. Puisque moi j'ai vraiment, si tu veux, d'abord été DJ. Organisateur de soirée entre guillemets à Lille avec une asso, mais on a quand même organisé des trucs très cool, hein. On faisait venir des beaux artistes quand même à Lille dans un club qui s'appelait le Kiosque. Et comme quoi? Comme qui? On a fait venir à l'époque
D-Tron, je sais pas, ça doit vous parler. Bah, bien sûr, forcément. évidemment. Oliver O, Hmm. son alias qui était Rodiv aussi. On a fait venir Red Shape, on a fait venir des artistes de Belgique, un certain Crise qui aujourd'hui a lancé le label, enfin aujourd'hui déjà depuis un moment, le label Token Records. Mhm. On a fait venir Mark Williams, l'époque Hard Groove. C'était la même clique que Ben Sims et tout ça, tu vois. Ouais. On a fait venir pas mal de monde finalement. Et puis voilà, non, c'était top, c'était vraiment top. Et du coup, excuse-moi, ta question initiale, je l'ai perdue. Non, c'était oui, parce que voilà, tu disais que tu étais DJ organisateur et que tu t'étais mis un petit peu tard pour produire et composer la musique et te faire un setup de composition. Oui, c'est ça. Donc en fait, la compo effectivement est venue beaucoup plus tard. En fait, elle est venue quand j'ai quitté le nord de la France, que j'ai quitté Lille pour mon premier job. Là, j'ai arrêté d'organiser des soirées. Je ne mixais plus dans le Nord ni en Belgique, qui étaient les deux spots où je mixais principalement à l'époque. Je me suis retrouvé à bosser comme un malade après mes études, où je faisais 50-60 heures de taf semaine, tu vois, pour un taf de cadre, tu sais, de manager d'équipe dans deux enseignes. Donc, j'ai bossé pendant 6 ans. Et ma journée de repos, j'en avais vraiment une sur la semaine. Je commençais à triturer un petit peu les machines. Enfin, les machines, je n'avais pas de machine physique, mais j'avais un clavier MIDI et puis un logiciel et une paire d'enceintes et une bonne carte son. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé finalement. Et c'est venu bien plus tard, puisque ça, c'est en 2007 à peu près, 2008. Donc, tu vois, il s'est passé 7-8 ans facile, quoi, entre la partie DJ et la partie compo. C'est marrant. Et je pense que j'ai dû envoyer mes premiers morceaux à Laurent, notamment Garnier, qui en a joué dans son émission radio à l'époque sur le Move, It Is What It Is. Ça devait être en 2009 ou 2010. D'accord. Ouais, donc c'est marrant de voir que tu es vraiment considéré. Moi, je t'avoue que je savais pas au départ que tu étais DJ, parce que pour moi, tu avais plus le profil tu sais, on est tous plus ou moins compositeurs ou DJ. Alors, il y en a qui sont bons dans les deux, mais globalement, on a quand même une facette qui est un peu plus élevée d'un côté que de l'autre. Et moi, j'étais persuadé que c'est assez marrant, ça, justement, quelque part d'avoir été presque au début très longtemps DJ et puis d'être maintenant réputé surtout pour tes compositions et tu mixes et tout, c'est d'accord bien sûr, mais t'as composé beaucoup de titres, quoi. T'as fait beaucoup de choses. Oui, bah ouais, j'ai fait pas mal de musique du coup, puisque en fait j'ai commencé donc à composer, j'avais encore mon boulot. Ça a duré comme ça pendant 2-3 ans. J'ai eu une première sortie, quelques premiers morceaux qui ont été joués. Et puis le truc, en fait, à partir du moment clairement où Laurent a passé mes premiers morceaux dans son émission radio, ça m'a quand même ouvert pas mal la lumière sur ce que je faisais. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait plus d'écoute sur mon SoundCloud. À l'époque, il y avait MySpace aussi, je crois, les débuts de Facebook, les balbutiements. Et puis voilà, j'ai vu le truc, j'ai eu quelques premières demandes de dates. J'ai eu très rapidement une connexion qui s'est établie avec la Bretagne, avec Astropolis, le festival. Oui, voilà, parce que tu es sur leur label, tu as collaboré avec Manu, tout ça, donc. Exactement, exactement. En fait, rapidement, Gilda d'Astropolis m'a envoyé un petit message en me disant qu'il m'avait découvert dans l'émission de Laurent, qu'il aimerait bien que je vienne jouer sur un off du festival, tu vois. J'en avais entendu parler énormément d'Astropolis, mais j'y étais jamais allé physiquement, parce que c'était juste à l'opposé de là où j'habitais, dans le nord de la France. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être après ami avec toute la famille d'Astropolis, comme je l'appelle, puisqu'il y a vraiment un esprit de famille, et que j'ai eu la chance de faire les premières sorties de leur label, d'être encadré par Astropolis, d'être aidé, d'être poussé. D'ailleurs, comment dire, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de choses, c'est un label, c'est un festival connu, mais c'est une écurie aussi, c'est comme une agence de booking, je crois que toi-même, si... Il y a une agence de booking, ouais, tout à fait, il y a Manu, effectivement, dans l'agence, il y a d'autres personnes, il y a
il y a Antoine, il y a Kmyle, Samy, Oui. il y a Blutch, il y a plein d'artistes en fait. Il y a plein d'artistes, Maxime Langle. Oui. Et voilà, on est vite tous devenus potes en fait, tu vois. Ça a créé des liens assez cool. Et puis moi, à un moment donné, si tu veux, quand je commençais à avoir quelques dates et tout, et que je devais revenir au taf le lundi matin, on me demandait de motiver les gens. J'encadrais une 30aine de personnes, tu vois. Il fallait que je sois hyper dynamique, hyper au taquet et que je me dévoue à 100% à mon boulot. C'était clairement plus compatible, quoi. Et un jour, effectivement, je me suis dit, bon Ben, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'avais quelques années d'expérience dans mon taf. Ça faisait peut-être 4 ans que j'étais dans la vie active. Je me suis dit, bon, au pire, je mets ma vie active de côté et je tente le truc. J'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait. Ouais. Tu faisais quoi à l'époque? J'ai vécu avec des regrets. Dans la vie active, Il à était, l'époque, il était cadre, mais dans un truc de commercial, non? Ouais, en fait, je bossais. Chef des ventes. Quand j'ai quitté mon taf de l'époque, j'étais à la Fnac. Ah, la Fnac, d'accord. Ouais. Ah, attends, mais tu faisais quoi à la Fnac? Eh ben, j'étais responsable de produit éditorial d'un secteur produit éditorial. Donc, en gros, j'encadrais dans un magasin les vendeurs musique, les vendeurs cinéma, donc tu sais tout ce qui est Blu-ray, etc., gaming et la librairie. Ah. Donc, Et donc tu te commandais des vinyles. Et tu te commandais des vinyles. Eh bah oui, parce que j'avais, figure-toi, dans mes vendeurs, des vendeurs qui avaient de bons goûts musicaux et qui continuaient à référencer des disques. On passait par des distributeurs parisiens qui nous envoyaient des trucs super cool. Il y avait des disques de Carl Craig, il y avait des disques de plein d'artistes de Détroit, de la techno française, des classiques. Il y avait plein de choses résumées dans un bac de 80 vinyles, tu vois, un rayon musique électronique de la Fnac où je bossais. Et après, figure-toi, c'est ce qui était drôle, c'est que je commençais à avoir, il me référençait mes premiers disques qui sortaient. Ils arrivaient dans le magasin. Excellent. Et c'était assez drôle d'avoir 2-3 copies du coup de mes premières sorties vinyles dans le magasin où je bossais. Et c'est là où effectivement j'ai eu ce questionnement de me dire je peux pas jouer plus parce que évidemment j'ai encore mon taf, donc je suis concerné par mon boulot, tu vois. Je vais pas non plus m'absenter, je peux pas m'absenter de mon boulot. Donc il a été, je pense, pertinent de se poser la question, est-ce que tu as envie de vivre avec des regrets ou pas? J'ai dit non, donc j'ai été voir mon boss un jour et je lui ai dit, bah écoute, voilà, bon de toute façon il l'avait bien vu venir depuis quelques semaines, mois, et je lui ai dit, écoute, je vais pas rester, j'ai envie d'essayer autre chose là parce que il se passe un chouette truc. Et puis, tu vois, là, 15 ans après, je regrette pas du tout. Et ouais. Bon, ben c'est bien ça. Mais voilà, quoi. Voilà un petit peu comment s'est fait la chose. Et la compo, donc, est arrivée beaucoup plus tard, pour en revenir à ta question initiale, que le mix. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais après, j'ai eu cette chance. J'estime avoir été hyper chanceux. Après, j'ai pris le risque à un moment donné aussi de tout plaquer, tu vois, de quitter un petit peu mon aisance aussi financière, hein. Quand tu es en CDI, tu as un taf que tu apprécies, tu as des revenus, c'est cool, hein, tout va bien, hein. Et puis je me suis dit, je tente, on verra. Mais après, j'ai eu la chance, vu que ça a fonctionné plutôt pas mal, de pouvoir faire de la musique la semaine, en fait. Tu vois, chose que je faisais jamais avant. Avant, j'avais une journée dans la semaine où je pouvais me libérer genre 7-8 heures pour faire du balbutiement de compo au début. Et je me suis retrouvé, alors au fil des années, j'ai aussi appris beaucoup à exploiter le matos que j'achetais, à arrêter de tester des choses et plutôt comprendre comment fonctionnent les choses et d'y consacrer finalement. Moi, toute la semaine, je fais de la musique, en fait. J'adore ça, tu vois. C'est un espace de liberté, c'est un espace de création qui m'est important. Je pense pas à autre chose. Je suis dans ma bulle, dans mon cocon, et j'adore composer de la musique. Et quand j'en ai l'occasion de pouvoir acheter, tu vois, une nouvelle pièce dans mon studio en complément de ce que j'ai déjà, pour remplir une palette sonore ou de nouvelles façons de travailler, et puis de faire ça la semaine, et puis le week-end d'aller sur des dates. Alors je joue pas tous les week-ends, mais
il y a des mois où c'est un peu plus rock'n'roll que d'autres, on va dire, mais globalement, j'ai cette chance que effectivement, j'ai conscience d'avoir cette chance d'avoir du temps, en tout cas en studio, pour pouvoir composer, ce qui n'est pas toujours le cas D'accord. pour tout le monde. Ok. Petit bisou à Aladdin et qui nous a rejoint. Un petit bisou à Franck et à Hugo qui est connu sous le nom de Mascarpone. C'est un talent qui monte. On a un EP qui va sortir avec lui, très électro. Et électro, c'est, quand je dis électro, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. Et j'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière. Il est venu sur Béziers, c'était extra. Voilà, donc c'est un petit jeune qui monte, qui fait du super son. Un bisou à Ampeline. Et oui, parce qu'avec le week-end prochain, je pars. On parlait de la Belgique, je pars au BIMFest. Pendant 4 jours, le festival de musique industrielle EBM en Belgique. Et je pars avec mes potes d'un petit peu partout. On monte là-haut et on a des interviews sympas qui devraient avoir lieu normalement. Si tout se passe bien, s'il se passe comme prévu, je devrais avoir Lords of Acid en Maurice Engelen, hein, pour ceux qui... Voilà, Jackie, justement, SA42, et puis aussi la moitié de DAF, groupe de légende, et puis pas mal d'autres choses. Donc voilà, ça sera le week-end de Belgique. Petite parenthèse. Ben moi je voudrais qu'on attaque un peu les compositions de Ben. Est-ce qu'on fait un petit point après bon, il n'y a pas de sur les actus, tu vois, est-ce qu'on le prochain invité, ouais, si tu veux, les EP en cours. On peut déjà dire le prochain invité. Le visuel n'est pas encore fait. Non, on n'a pas. on va le faire. Donc le prochain, vas-y, dis-le. Donc c'est le 8 décembre, on aura South Sonics, on aura Antonin, je pense que vous connaissez. Donc ça va être cool. Voilà, ça va être le vendredi 8 décembre. Et puis dans les EP aussi, dans les actus, on a l'EP de Loloman. Je pense que tu connais Loloman, Ben. Tu connais maintenant Loloman ? Moi, je le connais par sa musique, je le connais pas personnellement. Oui, par sa musique, je voulais dire. Ouais, voilà, c'est notre prof d'auto-école, hein, entre autres. Voilà, donc, entre autres, ouais. Voilà. C'est lui qui nous a appris à conduire. Et du coup, on a fait un EP sympa avec lui et avec des remixes de Squalgé et de Jules Wells. Donc, voilà, sur Nocturbulus Techno City. C'est, voilà, techno. Aussi, on fait un petit peu de cette techno-là sur Techno City. On est ravis d'avoir. On peut mettre un extrait. Ouais, tu veux, si tu veux. Lequel tu veux écouter de Loloman? Tu peux mettre Origine. Ouais, ou Origine, ouais, c'est un petit peu plus envolé. Beats, c'est plus percutant et l'autre est un peu plus détroit. Donc c'est disponible, bien évidemment, pour l'instant sur Bandcamp en tout cas. On vous fait un tout petit extrait. Que Laurent joue, je crois, hein. Aussi. Garnier. Ouais, Laurent Garnier. Donc dispo sur le Bandcamp. On l'a pas encore mis en stream, non. On va encore le mettre. Ouais. Donc s'il y en a qui veulent voilà, s'il y en a qui ne veulent pas envoyer d'étoiles, par exemple, qui préfèrent acheter, vous allez sur le Bandcamp, vous achetez le Loloman, ça aussi, c'est bien pour nous. Ça soutient le label. Allez, je vais vous mettre un extrait là de Beats vite fait. Beats BITS, hein, bien évidemment. Il y avait sa chérie sur le chat, hein, je sais pas si Sophie est encore là. Ouais, il était au début, ouais.
Et il y a quand même un remix de Squall J et un de Juice WRLD. Quand même, pas rien comme EP. Hein. Donc je peux toujours pas passer dans ce logiciel. Voilà. Pour mettre en fond. Ok, après du coup, on voulait faire une pause du coup, ou est-ce qu'on met un petit truc on va attaquer le dur, on va attaquer la discographie de Matt Ben. Alors une question, est-ce que c'est bien l'EP de 2010 F-Track qui est le tout premier EP ou la tout premier track que tu as sorti? Non, il y en a un avant. D'accord. Mais celui-là, c'est le premier EP. Avant, il y a un single, mais celui-là a vraiment dû mal vieillir. Ah, d'accord. mais de mémoire, il y a eu un titre, un single qui s'appelait Inattendu, qui est mon tout premier morceau sorti. D'accord. Je l'ai pas trouvé, j'avoue. Ouais, je pense pas. Je suis même pas sûr. Glisse-le-moi si tu l'as, glisse-le-moi dans l'upload. Mais en fait, j'ai changé d'ordinateur 2 fois depuis. Ah, donc je suis certain que je ne l'ai pas sur cet ordi-là. Par contre, je pourrais essayer de te le trouver à un moment donné. Mais attends, tu sais quoi, je vais regarder quand même par curiosité. Genre, est-ce que Google va trouver ça? Bah, sinon je fais ça en direct. Bah, j'ai un extrait sur SoundCloud là, apparemment que j'avais posté. Oui, parce que mon SoundCloud est encore à l'image de ce que j'ai posté dans mes tout premiers posts. Effectivement, il y a encore. Ah. Envoie-moi le lien. Alors tiens, attends, parce que c'est dans une playlist, donc il faut que j'arrive à ouvrir le morceau en dehors de la playlist, et ça m'embête toujours. Attends, je t'envoie. Ah bah mais c'est un mec qui l'a mis dans une playlist à lui, alors attends. Ah oui, d'accord. C'est même pas sur mon SoundCloud à moi, apparemment. Attends, je t'envoie le lien de sa playlist, c'est le premier morceau de la playlist. Tac, je te mets ça sur... Bon, c'est le premier morceau, c'est facile, hein, j'ai juste à faire play. Je te pose, le temps qu'on fasse ça, je te pose une petite question qui me vient sur le live. Quand est-ce que tu viens jouer? Bon, déjà en premier, on demandait en Belgique et sur Nantes. Nantes ou la Belgique, est-ce que tu as prévu d'aller y jouer? Mais Nantes, je viens de jouer au festival Scopiton avec mon nouveau live au mois de septembre. Live qui est issu de l'album que j'ai sorti cette année justement sur le label de Maceo. Et la Belgique, écoute, je sais qu'il y a un ou deux promoteurs qui étaient en discussion, mais pour l'instant, j'ai toujours aucune date. Mais ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de revenir parce que j'adore forcément revenir jouer dans le Nord et en Belgique. Pour moi, c'est juste nécessaire. Tu me l'as envoyé, ou pas? Je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Eh non, je l'ai pas. Ah si, pardon. Ok, attends, j'ouvre. Alors celui-là, je suis pas sûr de l'assumer, les gars, par contre. Ouais, mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, mais tu sais que je me souviens même plus. Je crois que je me souviens plus du morceau en réalité. Je vais le réentendre avec. C'est quelle époque c'est électro, c'est ça? 2009. Il s'appelle Inattendu. C'est dans une playlist de quelqu'un sur SoundCloud qui l'a nommé électro. T'étais dans la minimale, non? Là, c'était mes balbutiements de compo. Et sur Totem 011. C'est ça, mais c'est un label lillois. Alors, ce que ça donne. Ah, vous me ressortez du gros dos là. Enfin, c'est toi qui as balancé le lien. On fait de l'histoire, alors il faut tout. Vous voyez, je suis bon joueur. Hein. Ah ouais, c'est bien, t'assumes, c'est bien. Mais bien sûr, attends. À moitié, mais t'assumes. Bon, là, je peux laisser l'extrait, on sera pas. Je crois pas qu'on sera striké. On va pas se faire shooter normalement. On sera pas shooté. C'est pas minimal non plus, hein. Il y avait un petit côté Detroit, je crois, quand même. Ouais, je vois la nappe qui monte. Ouais, j'entends la nappe qui monte, c'est pas minimal, hein. Oui, un peu sur ces sonorités là, oui, ça c'est les sons d'époque, ça, mais il y a de la mélodie, quoi. Oui. Bah, franchement, il y a pire comme début honteux, hein. Je m'excuse, hein. Non, mais ça va. Je réécoute avec vous, c'est énorme. Bon, il y a pire, hein, comme première compo, hein, sortie, hein, donc. Ça va, j'assume en fait. Ça va. C'est en quelle année? 2009. Ah, attends. Ça doit être 2009, ça, non?
Non, puis là, t'as fait un peu du Détroit à une époque où tout le monde faisait du berlinois, donc déjà c'est respect, tu vois. Ah ouais. Et en 2009, ça me fait penser jusqu'à un truc, c'est qu'en 2009, toi, t'avais fait. C'est après notre première 2009, sortie. c'est Cubo. Non, C'est on avait Cubo. fait un truc en 2008 aussi. Ouais, 2007 aussi. 2007. Ouais, il faut replacer les choses dans leur contexte. Ah. Mais c'est important de le dire, Ouais, tu vois. Jean Bruchu, un peu avant, il faisait ça. Ah non, mais c'est la face B. Et alors, oui, Eh, non, mais la face A, mais il vit. C'est le seul morceau minimal que j'ai fait de ma vie. c'est pour ça que je le passe, hein. Ah, tu vois. Ah oui, mais si tu mets la face A, tu. Qui a Là- été joué et playlisté. Oui, oui, oui. Et la face A, bon, c'est. La face A, connu, c'est ouais. un peu plus, voilà, c'est un peu plus dans mon esprit, Voilà. quoi. Voilà, on remonte en 2006. 2007, je sais plus. 2006. Ouais, 2007, 2008. Ouais, Ou Da Fresh nous avait fait un remix. ouais Très sympa. c'est vrai, t'as fraîche, ouais. Bon, vous l'écouterez sur Bandcamp. Jérôme Vous me verrez. demande. Ouais, vous écouterez sur Bandcamp, ouais. Jérôme me demande d'où tu sortais l'inspiration pour cette compo. C'est vrai que ça ressemble pas trop au son de l'époque, donc c'est ça qui est intéressant. Ben, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, déjà, je pense que je savais pas vraiment utiliser la synthèse comme je l'utilise aujourd'hui, tu vois. Je savais ce que c'était qu'un filtre, je savais utiliser les fonctions basiques d'une enveloppe et tout, mais je jouais un peu les plugins parce que ça a été composé sur Reason. Et donc j'utilisais un petit peu les trucs au petit bonheur la chance pour, tu vois, la nappe, j'ai dû la trouver en bidouillant un module de Reason à l'époque. Et l'influence, en fait, il y en a pas. Je me suis pas dit je vais faire un morceau Détroit, c'est-à-dire je me suis mis plusieurs jours. À l'époque, ça me prenait vraiment beaucoup de temps pour faire un morceau. Mais j'ai passé des jours et des jours à construire un truc qui venait un petit peu comme ça, finalement, au feeling, tu vois. Il n'y a pas eu d'envie, comme je peux le faire maintenant parfois, à me dire ah bah tiens, là, je vais faire un track un peu dans ce style-là, tu vois. Et je sais le faire. À l'époque, je savais pas. À l'époque, tu m'aurais dit tu fais un morceau techno berlinois, j'aurais été incapable de te dire comment on le fait, en fait, techniquement. Avec quel synthé, avec quel traitement sonore, impossible. Ouais. T'en avais qui s'étaient essayé, moi-même je m'étais essayé dessus, c'était avec j'arrête de moi. Le logiciel que j'utilisais après Cubase et avant Ableton, j'utilisais Reason, c'était Reason. Reason, ouais, pardon, voilà, c'est ça. C'est Reason. Ouais, c'est ça. Bah, c'est avec ça que je l'ai fait. Voilà, c'est avec ça. c'est pour ça. Avec Reason, tu pouvais faire un son un peu minimal. Tu pouvais, qu'avec le reste, c'était un peu plus compliqué. Carrément. Mais ça, effectivement, du coup, c'est le tout premier single, les gars, là, que vous m'avez fait vous rechoper. Ben, non, c'est bien parce que, franchement, tu sais, si tu sors des EP dès le début de ta composition, c'est qu'il y a une qualité, tu vois, il y a un talent derrière parce que tout le monde n'a pas son premier disque qui a été sorti ou son premier titre qui a été sorti, tu vois ce que je veux dire, assez rapidement. Ben oui, je pense qu'il a dû se passer 2-3 ans, tu vois, entre le moment donné où je me suis dit allez, je m'y mets, en tout cas avec le temps que j'ai disponible pour m'y mettre, et le moment donné où j'ai sorti mon premier morceau, c'est ça, c'était 2-3 ans. C'était 2-3 ans. Alors, il y a une question de Jock Seal qui demande quel autre genre musical écoutes-tu et qui t'inspire émotionnellement dans tes productions. Alors, je sais pas si la question était à l'époque ou aujourd'hui, mais bon. Bah, en fait, émotionnellement, dans la musique électronique, moi, ça me rapporte beaucoup à Détroit, clairement. Ouais. Pour tout ce qui est mélodie, un petit peu mélancolie, on peut dire ça, hein, tu vois, ouais. dans la musique, parce que voilà, elle a retranscrit une époque, cette techno de Détroit qui était pas vivre à Détroit à l'époque, c'était clairement pas facile, et je pense que ça l'est toujours pas aujourd'hui, tu vois. Mais après, il n'y a pas que dans la musique électronique que j'ai eu des inspirations. Je crois que je vous ai mis un titre de Radiohead, tu vois, dans la sélection que vous m'aviez demandé de vous envoyer. Voilà. Si tu veux de l'émotion, t'écoutes un morceau comme ça, en fait. Pour moi, en tout cas. Eh ouais. Donc t'avais besoin, du coup, de temps en temps, d'écouter ça aussi. J'ai toujours aimé
confronter différentes choses, tu vois, et enfin mixer différentes choses. C'est comme quand je fais un set en soirée, tu vois, je joue jamais un truc de A à Z. J'aime bien mélanger les choses en fait. Je vais pas jouer une niche de techno pendant 2 ou 3 heures. Je vais jouer plein de choses différentes et j'ai toujours aimé. Ça, je pense que je le tiens de Laurent, Ouais. clairement. D'aller un peu faire vivre quelque chose pendant le set, quoi. D'aller puiser, tu vois, dans d'autres choses, quoi. Ouais. Et ouais. Donc, ce morceau, il est incroyable de Radiohead. Ouais, il est bien, ouais. Ouais, Radiohead, c'est un des rares groupes aussi. Quand J'aime le morceau aussi, ouais. démarre, Parce que- quand le morceau démarre avec les violons, la grosse caisse et tout, t'as tous les poils, hein. T'écoutes ça au casque, ça te met les poils, quoi. Pas beaucoup de. Si, Muse quand même, si. Muse, J'avoue. j'allais te le dire. Muse. Je suis obligé de citer Muse, mais c'est vrai qu'avant Muse, justement, parce que j'ai connu, mais bien sûr, Radiohead bien avant Muse, hein, comme beaucoup, je pense. Hein. Mais c'est vrai que c'était. Puis dans les films aussi, hein, il y a certaines films où à chaque fois, certaines scènes, comme dans The Lost Highway, et pareil, c'est une chanson de Radiohead à chaque fois qui. Donc c'est quand même chouette, quoi. Non, mais c'est. Et cette chanson, ça fait longtemps que je l'avais pas entendue. Ben celle-là, tu l'entends dans les séries, pareil. Hein, celle-là. D'ailleurs, cette musique-là, il n'y a pas une fois que j'ai entendu, c'est dans une série ou un film. Hein. Ah ouais. Et ouais. Alors désolé pour Facebook, hein, parce que j'ai coupé, bien évidemment. Le titre de Radiohead, Nodem, c'est Pyramid Song. Ouais. Je le note. Voilà, c'est ça. C'est ça, Pyramid Song. Voilà. Alors, il est est-ce qu'on trop beau. se fait une pause? Carl Craig aurait fait un remix, d'accord. C'est ce que nous dit Master Waves. Bah écoute. Ah, mais je vais aller checker parce que ça m'intéresse. Ouais, bon, on va checker ensemble si vous voulez. Attends. Pyramid Song. Pyramid Song. Qui ça qui dit Carl Craig, mais je sais pas. Je trouvais, t'inquiète. Alors, c'est peut-être pas un remix officiel. Et justement. Ouais. Carl Gregg remix, mais c'est pas ça. C'est bizarre parce que, ouais, en général, quand il y a un truc comme ça, je le trouve assez rapidement. Ah ben, envoie-nous le lien si tu le trouves. Qui c'est qui nous a dit ça? Je sais pas, il y a eu une pause sur le titre d'un coup, les titres, c'est les messages arrivent d'un coup, donc j'arrive pas à le retrouver. Ouais. Je vais l'avoir, moi. Ah si, Master Waves. Ah ben, écoute, si Mais il en est pas sûr, hein, il croit. Ouais, parce que moi, je trouve pas, donc je suis pas sûr. Hein. Parce qu'en général, je trouve de suite. Hein. Si quelqu'un trouve, par contre, envoyez-nous le lien, on écoutera. Du coup, est-ce qu'on fait une pause ou pas? Je me suis amusé. Je me suis amusé à faire un cover d'ailleurs de Radiohead tellement j'étais fan d'un autre morceau. Mais c'est jamais sorti, hein. Ça c'était pour moi. Tu nous Et feras une c'était il y a excuse pas tout à si l'heure, tu nous longtemps. passeras un petit extrait. Petit extrait, bien évidemment. Carrément. Une petite question avant de faire la pause. Est-ce que tu accepterais de nous faire un petit tour de ton studio et éventuellement de faire, parce que on nous le réclame pas mal, hein, je te pose la question. Après la pause. Mais c'est ce que je suis en train ce de que je t'ai dire. dit. Ah non, c'est que je croyais avant moi que tu. Mais non, j'ai dit après. C'est pas avant, c'est après. De faire un petit jam, tu sais, de un petit peu, voilà, nous faire découvrir tes machines. On parlera matos, on parlera. En faisant ton, tu vois, un petit jam avec tes machines. Parce que Nicolas attend ça depuis tout à l'heure, donc. Et là, on va faire parler les machines, plutôt. Ça va être encore. T'es d'accord? Faire un tour du studio carrément. Après, c'est vrai que je suis un peu. Alors, c'est branché, machin, mais je suis un peu bordélique, c'est-à-dire que j'ai pas un layer. Comment t'expliquer? J'ai un template dans Ableton. Mais j'aime bien bidouiller les trucs et les brancher au fur et à mesure de mes tracks. Il y a une partie qui va fonctionner, je sais. Il y a une autre, il y aura quelques petits Après, t'es réglages pas obligé de faire une démo, mais juste. Ou faire tourner. On peut se faire carrément un tour avec plaisir. Bon, allez, avec ça plaisir. marche. Eh bien, on fait ça après la pause. Allez, donc on fait une petite pause. Un petit pipi. Mais attends, avant de trouver la pause, il faut savoir qu'est-ce qu'on joue pendant la pause. Moi, je propose de passer ton premier, enfin le deuxième du coup, mais le F-track, si tu veux bien. Yes. Tu veux qu'on passe l'original ou le Soul of Orléans mix? Allez, le Soul of Orléans, en fait, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que
Pour moi, c'était le morceau qui venait après celui qu'on vient d'entendre, un peu Detroit, mélodique et tout. Et c'était un peu le Soul of Orléans parce que j'étais à Orléans à l'époque. Et alors, attends, j'essaie de trouver si j'ai la pochette. Oui, je l'ai. Ah non, mais j'ai que ça, c'est ça. Parce que tu avais mis le logo. Je sais pas pourquoi c'était ça. C'est ça Ouais, c'est le label. Ouais, alors ça, c'est le logo du label, mais il y a effectivement. Ouais. Alors attends, tu sais quoi? Je crois que non, je te confirme qu'à l'époque, il y avait même pas de pochette sur le disque, c'était juste le logo du label. Ouais, c'est pour ça qu'il y a pas. Ouais. Bon, on va mettre ça. Ça fera de la promo pour le label, ou sinon. Qui est encore actif aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Ouais. Ok, bah écoutez, on envoie Mad Ben F-Track. C'était quoi? C'était le gros mot, F-Track? C'était le F, c'était gros mot. Track. C'était comme. C'est un hommage à Dafresh. C'est Dafresh. Eh ben, c'était pas voulu, mais j'ai vu ça, oui. The Soul of Orleans, le Soul of Orléans en bon français, mix. Petit pipi, très court, et après on se retrouve pour faire le tour du studio de Mad Ben. Ça marche. À tout de suite. Bisous.
Soul of Orléans Mix par notre invité Matt Ben. Hein. Bon bah écoutez, hein, on y retourne. Hein. Je vérifie de ne pas faire une erreur de réalisation. Allez, c'est parti. Give me a mother breakbeat. Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping. Bass comes in on it. Voilà, de retour sur cette belle émission, hein, la numéro 59 hein, de notre invité Matt Ben. Ça se déroule bien, on est bien. Hein. Ouais. Il fait un peu meilleur, hein, le fait que la clim a commencé à faire le... Il faisait 28 degrés tout à l'heure. Hein, mais il fait pas si froid dehors non plus. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, parce que quand il y a tout un tas de serveurs qui tournent, quand le studio est en marche, ça fait beaucoup de chaleur. Voilà, donc pour petit rappel, pour ceux qui ont posé des questions sur le mur de Matt Ben et qui attendent les réponses, venez les poser sur le... J'irai peut-être jeter un œil quand même, mais venez sur le chat de Nocturbus Record. Allez regarder la vidéo sur Nocturbus Record, voilà, parce que ça fait un petit appel sur le mur de Matt Ben, mais si vous voulez vraiment qu'on pose votre question, venez ici. Voilà. Donc on a dit qu'on parlerait matos. Mais yes. surtout, on va faire... Juste en aparté, Vas-y. je vois qu'il y a Yannick qui s'est joint au chat. Yannick Leléanec, ici présent dans les commentaires, qui est donc ma moitié sur le projet Trunkline et qui a mixé tous mes morceaux depuis Inattendu. D'accord. Donc c'est drôle de le voir arriver. Je vois son commentaire, en mode je me connecte et j'entends F-Track. Donc effectivement, ça doit le ramener à quelques années en arrière. Et on a partagé le même studio à Paris pendant 6 ans là, avant que je déménage. D'accord. Salut voilà. Yannick. Mais t'as bien fait de venir. C'est la petite anecdote au passage. Ah bah écoute, Yannick, bienvenue. Si t'es pas abonné sur notre page, je le rappelle, hein, quand on reprend, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que sur notre page YouTube. Hein, parce que je vous rappelle que cette émission sera donc à la fin de cette émission, elle sera dépubliée de Facebook et d'ailleurs de Twitch aussi. Mais pas de panique, le replay sera en ligne tout début de semaine. Normalement, ça va très vite. Grâce à mon nouveau MacBook Pro, je peux faire ça sur les genoux, sur le canapé. Voilà, plus besoin d'être là. Donc, abonnez-vous sur notre Facebook, suivez-nous et abonnez-vous sur notre YouTube, c'est important pour nous. Si c'est pas fait, les amis, franchement, même si vous êtes nouveau, si vous nous découvrez ce soir. Alors, regardez, il y a Jack de Marseille, là, l'interview backstage, meet and greet. Qu'on a reçu aussi pendant la fin du pique-nique. Voilà, il y a l'interview de The Hacker quand même, mince. Voilà, ça y est, l'interview de The Hacker avec en plus les sous-titres, hein, on est d'accord. Ah ouais, dans toutes les langues. Sous-titres dans toutes les langues, hein, c'est-à-dire que on a mis un an pour faire les sous-titres, mais enfin, tu as mis un an pour faire. Mais ça y est, c'est fait. C'est fait, donc la fameuse interview de The Hacker qui était très très bien pendant le Covid, hein, c'est éclaté, hein, c'était vraiment chouette. Attendez, parce que là, il lance une vidéo, je savais même pas que ça marchait. Fermez le lecteur, et voilà. Ok. Il y a les playlists, donc il y a tout. Il y a même des mix de DJ. Enfin bref, c'est génial, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et il y aura sûrement des surprises qui vont venir de temps en temps. Allez, je vais vous mettre, regarde, ce qu'on va faire, Matt, quand on parle matos. Je change l'overlay. Il est où? Que je le vois. Il est ici. Voilà, si je te mets ça, peut-être que ça va te parler. Au-dessus de toi, regarde là sur le truc. Tu as quelques machines, je sais pas si tu en reconnais quelques-unes. Je reconnais plus que quelques-unes. Ouais, carrément. Alors, vous avez remarqué, mais j'ai pas d'énormes classiques, moi, dans le studio. Ouais, tu vas nous faire le tour. Je les connais toutes, là, les machines, hein, mais c'est vrai que j'ai des choses qui ont été reproduites sur les bases de ces machines-là, mais j'ai pas les originales. Tu en as eu un original de celle qu'on voit là, à l'époque? Non. D'accord. Non, parce que déjà, tout à l'heure, on parlait du côté financier, tu sais, mais déjà, rien que le fait d'acheter des bons moniteurs, une bonne carte son, un ordi, un bon clavier maître, machin, j'avais clairement plus une thune. Et à l'époque, je parlais même pas d'hardware, c'est-à-dire que j'étais que software, quoi. Tu vois. Le hardware est venu plus tard, beaucoup plus tard. Et maintenant, il est, on va dire, un air central du studio.
Bah, on voit ça, hein. Regarde, si je mets un peu. On te met un gros plan. Alors vas-y, si tu veux nous expliquer les machines. Tu veux zoomer? Tu peux zoomer, toi. Vas-y, zoom. Oui, je vais vous montrer ça, les gars. Alors, hop, je vais me mettre en mode angle large. C'est beau, regardez-moi Vous verrez pas forcément tout parce que la cam est posée là, vers moi. Donc, si je la déplace, parce qu'en gros, pour ce que vous ne voyez pas, on va commencer par ça, j'ai une console Midas qui est juste ici sur ma gauche, donc, qui me permet de router absolument tous les synthés et les boîtes à rythme qui sont là, rentrent dans la Midas. Et en dessous, j'ai un rack avec ma carte son, mon processing, parce que avec les enceintes que j'utilise, on en voit une sur la gauche. Ouais, on en voit une. Alors c'est marrant, on dirait qu'elle est, comme c'est en grand angle mon téléphone, on dirait qu'elle est à l'opposé de moi. Mais en fait, ce sont des enceintes de la marque française qui s'appelle Prosodia et qui s'écoutent avec une écoute très pincée. Donc c'est-à-dire qu'elles sont très tournées vers l'intérieur. Elles se mettent pas dans un triangle parfait comme on a l'habitude de le faire. Et donc pour utiliser ces enceintes et le sub qui va avec, qui est en dessous du coup de mon Prato là, j'ai ce qu'on appelle une tranche BSS qui permet de faire une calibration mais hardware, c'est-à-dire le mec qui a fait les enceintes, que je remercie au passage parce que c'est ouf ce qu'il fait, et qui est venu calibrer mon studio, a fait une empreinte de ma pièce et on a injecté finalement les corrections de ma pièce dans une tranche qui s'appelle SoundWeb et qui corrige en temps réel finalement la musique qui est diffusée dans mes enceintes. On nous demande si ce sont des plateaux d'isolation phonique qu'on voit au fond, et est-ce que tu es dans une maison, un appart ou une grotte? Alors, oui, ça ce sont des panneaux acoustiques qu'on voit là, et j'en ai mis dans les coins, mais j'en ai pas dans le coin là-bas parce qu'il y a la porte qui m'a posé problème. Alors j'ai fait ce studio, je l'ai monté il y a 1 an, ça fait 1 an tout pile, dans une maison. J'ai fait une boîte dans la boîte, dans la maison, c'est-à-dire que le studio est autonome, on peut fermer les portes, là, il y a une étanchéité de ouf, je peux mettre du son, et dans le reste de la maison, on m'entend pas. Ah ouais, dis donc. Et du coup, ça c'est top. Contrairement à Paris où j'étais avant, puisque j'étais donc avec Yannick dont on parlait à l'instant dans un sous-sol parisien, c'est-à-dire qu'on avait trouvé c'était une cave mais avec quand même quasiment 3 mètres de hauteur sous plafond, donc c'était pas désagréable, mais on était caché complètement de la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière naturelle. J'ai fait 6 ans comme ça, et là quand que j'ai déménagé, que je suis arrivé ici, j'ai fait tout l'inverse, c'est-à-dire que, alors, vous voyez ici, il y a une espèce de fenêtre qui donne côté maison. J'en ai une autre là qui donne côté maison également. Et après, là, il y a une grande baie vitrée que vous ne verrez pas parce que la caméra est mal orientée, mais qui donne dehors. Et là, c'est les arbres. J'ai la tête dans les arbres, en fait, ici. Ah, génial. C'est chouette. Et du coup, là, l'environnement est incroyable et je suis super content d'avoir eu cette pièce qui n'était pas exploitée dans la maison. C'est la seule pièce qui est en étage dans la maison, et ce qui me permet de surplomber un petit peu la végétation qu'il y a autour de la maison. C'est meilleur pour l'inspiration, c'est être en hauteur. Moi, je préfère. Ouais, mais c'est vrai que du coup, il y a des énergies différentes dans la compo. Il y a quelque chose j'ai adoré être dans une cave aussi enfermée, je vais pas vous mentir. J'ai adoré ça. Mais au bout de 5-6 ans, ça commence à peser un petit peu quand même sur ton moral, on va dire. Merci à Flo qui nous a redonné 1000 étoiles. Donc merci beaucoup Flo. Merci. Merci Flo. Et Nodem demande quelle est la version de ton Mac. Alors c'est quand j'ai fait ce studio, j'ai racheté un nouveau Mac. Avant j'étais sur un Mac mini dans ma cave là à Paris. Et là, je suis passé sur Mac Studio et je l'ai acheté l'été de l'année dernière quand il est sorti, peu de temps après. Et c'est le M1. Je sais plus je crois que c'est un Max. Va dans les fichiers préférences. Ouais. Mac Studio. Alors, je vous dis ça tout de suite. Comme Claude Monet. C'est un Apple M1 Max avec 64 Go de RAM et 2 Teraoctets de disque dur. Il existe en version ultra aussi. Ouais. J'avais pas le budget. Ouais. Après, bon.
Mais franchement, c'est très très bien. C'est le gros, on dirait un Mac mini, mais géant en fait, qui est là. C'est ça en fait. Ouais, en fait, il fait 2 fois la hauteur d'un mini. Voilà, c'est ça. d'accord. Ouais, d'accord. Bon, après, entre-temps, ils ont sorti le Mac Pro, qui kiffe. La différence, c'est que le Mac Pro, il peut avoir des cartes PCIe Express à l'intérieur. Donc, c'est plus peut-être pour les gros studios qui, eux, vont mettre des DSP externes à gogo. Mais sachant que ça marche très bien, comme je t'avais dit, par exemple, Claude Monet, donc, pardon, excusez-moi, on a acheté un aussi. Et il a utilisé, pour resté technique, un boîtier PCI Express Thunderbolt. Hein, et ça marche. Il a pu récupérer ses cartes UAD. Il n'a pas eu besoin de racheter une carte son. Et il était content parce que. Ça, c'est cool. Il avait surtout. Il avait un gros panel. Il avait tous les UAD, tous les plugins. Et voilà. Donc il était content quand même. C'est clair. Voilà. Et coup, après. Ouais, vas-y, continue. Pour le branchement, il a directement les ports au cul du Mac, quoi. Du Mac Pro. Ah non, parce qu'il a pris un studio comme toi. Justement, il a pris un studio comme toi avec une sortie. Avant, il était son Mac Pro, c'est ça. Voilà, son Mac Pro. Et ça lui a permis. Alors maintenant, si à l'époque, il n'y avait pas le Mac Pro, le nouveau Mac Pro n'était pas sorti. Mais je pense que si le Mac Pro, il aurait pris un Mac Pro, comme ça, il aurait pu mettre ses cartes UAD directement à l'intérieur. Mais bon, ça marche et il est content de sa solution. Et lui, il a pris un Ultra. C'est énervé. Ultra. Déjà là, je vois le Max, déjà, je suis peinard de chez Peinard. Ouais. Après, tu as le nouveau studio qui est en M2 Ultra aussi. Voilà, donc c'est sûr que tu gagnes un peu, hein, c'est sûr, hein, par rapport à. Et le M3 studio qui devrait sortir aussi, je pense, dans l'année, quoi. Ouais, ça enchaîne grave. Ouais, ça enchaîne grave, mais depuis qu'ils maîtrisent leur propre processeur. C'est ils sont maîtres vraiment de leur feuille de route, comme on dit. Voilà, la feuille de route, ils sont pas tributaires d'Intel. Avant, ils étaient à l'époque, c'était PowerPC, IBM. Hein, faut quand même savoir. Après, Intel, voilà, et maintenant c'est dit ils sont tout seuls. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils ont leur propre feuille de route, ils ont leur propre business plan en avance, et c'est pour ça que ça enchaîne et que ça cartonne, quoi. C'est clair. Voilà. Bon, faut avouer que quand ils ont sorti les puces Apple Silicon, ils ont pris tout le monde de court. Hein. La concurrence, elles ont pas compris. Complètement. Hein. Voilà, même les développeurs de software. Ouais, c'est-à-dire que ils ont sorti ça. Et ce qui est rigolo, au début, il y avait des rumeurs qui disaient Apple, ils faisaient exprès de dire est-ce que vous allez sortir des Mac ARM? Non, tous les ingénieurs disaient, c'est interviewé, non. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il y avait quand même quelques prototypes qui tournaient chez eux, mais pas plus. Et d'un seul coup, ils annoncent ça. Et quand c'est sorti, mais moi, j'ai acheté directement je l'ai encore. D'ailleurs, il me sert de machine de DJ maintenant. C'est un M1 13 pouces. J'avais pris full config avec 2 Tera et 16 Go de RAM. Et c'était impressionnant. Je faisais des captations live avec sur 5 caméras en même temps, sur un SSD externe, et ça bougeait. J'ai souvenir de Kenny Larkin qui avait reçu parmi les premiers un M1 en portable, exactement la config dont tu parles, et qui arrêtait pas de s'extasier sur les performances de son ordi portable. Ouais. Et après sont arrivés les autres MacBook Pro. Et après, c'est quand ils ont sorti le Mac Studio là en ultra, waouh. Donc en gros, vous mettez 100, pour vous donner une idée, vous mettez 128 pistes sur Logic Audio, 128 pistes avec des plugins au hasard, le truc qui bronche pas. Voilà, faut en avoir le. On nous demande quel est ton synthé préféré. J'en ai pas qu'un. En gros, ce qui reste autour de moi là, c'est vraiment les trucs que j'aime, que j'ai voulu garder. J'ai 2-3 autres trucs derrière qui sont dans des boîtes ou que j'ai revendus, machin. Mais ça, c'est à peu près ce qui construit la palette sonore de ce que j'aime avoir dans mes compos. Et parmi mes préférés, ils sont à peu près tous là. Hein. J'ai les 2 boîtes à rythme que j'ai gardées, là, la Terre Vitesse, l'Analog Rhythm de Electron. Dans les synthés, alors j'aime beaucoup mon Ambica là. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Je sais pas si je peux zoomer. Attendez, si tu peux zoomer et peut-être envoyer un peu des patterns ou des arpèges, ou je sais pas. Il faut que j'allume tout par contre. Tout est éteint. Ça coûte cher l'électricité en ce moment.
C'est quand je Ouais, parle. non, mais je fais gaffe. Alors, attends, faut déjà que je retrouve la ligne. Il y a Pléomate qui voulait un peu de musique, et ben en compte, on va demander un C'est- live. mais non, mais c'est on va pour ça. demander un live on va demander un live à notre ami Matt Ben. Hein. Après, ça, c'est un synthé qui est un synthé qu'il faut monter soi-même. C'était pendu en composants. Il faut l'assembler. C'est un synthé polyphonique purement Ça, analogique. Alors, par contre, pour router le son, si je veux vous faire écouter en sortie de carte son, je vais pas pouvoir parce que j'ai le micro, tu sais, qui est branché sur le. Ah oui, ça va te couper. Vous allez alors. entendre un son dégueulasse, quoi. Mais si on entend sur les moniteurs, ça, on entendra quand même du son. Je sais pas s'il Ouais, peut l'envoyer sur mais le- alors- Ça va être moche, quoi. Ouais, bah vas-y quand même. Attends, c'est juste pour voir à peu près ce que ça donne. Tac, alors je vous ouvre la session. Tac, tac, tac. La boîte jaune, c'est une émulation de la TB303 C'est ça, c'est la fameuse petite TD3. TB3, De voilà. nos amis. Behringer. Ah oui, voilà. Que j'ai acheté pendant le confinement. Parce qu'elle était vendue au prix d'un plugin ABL. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je crois que ça vaut même encore moins cher maintenant, quoi. Ah, c'est ouf. Je crois que ça vaut 90 balles. Hein. C'est incroyable. Elle est Et bien par franchement- rapport à une vraie. Tu t'as connu la Et vraie? franchement, ça sonne. Oui. Franchement, ça sonne. Vous pouvez y aller sans problème pour le tarif. Vous trouverez jamais mieux de votre vie, quoi. Ouais. Ça vaut largement les plugins ABL. Oh oui. Sans Moi, j'en problème. reviens du ABL. Alors, par contre, il faudra qu'on ait un débat là-dessus parce que il y a un truc qui. On m'avait dit que les meilleures émulations c'était ABL. Bon, entre autres, hein. Il y en a d'autres qu'on nous a cités. Et en fait, je comprends pas pourquoi, mais l'ABL 3, je trouve qu'elle sonne pas bien par rapport à l'ABL 2. Alors, soit je suis fou, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Mais j'ai beau le tourner dans tous les sens, l'ABL 2 tourne plus à l'ancienne que l'ABL 3 qui tourne hyper clean. Alors, je comprends pas. Je sais pas. Mais je me suis pas fait la remarque, c'est marrant que tu dises ça. Pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire que j'utilise plus beaucoup, mais je l'ai quand même, dans mon live notamment. J'ai pas vu une différence fondamentale. Après, je joue juste un ou deux patterns de TB, ça dépend ce que tu recherches, si c'est dans une... Tu parles au niveau du son. Acide, pur et dur, un son acide. Hein. Je parle pas pour faire des basslines, vraiment pour de l'acide. Ouais, donc sur le côté plutôt aller chercher Les dans les résonances. Ouais, là, voilà, dans les évolutions de filtres et tout ça. J'ai un morceau acide que j'ai fait et du coup, je me rends compte que j'avais déjà démarré à l'époque avec la BL2 et j'ai essayé de mettre la 3. J'ai dit mais ça va pas du tout. Ouais, c'est clair. Bah, je me suis pas fait la remarque en tout cas. D'accord. Je me suis pas fait la remarque. Alors attends, je regarde si ça fonctionne. Vas-y. Tac. On va aller voir. Qu'est-ce que j'avais là. Non, vous allez peut-être entendre. Alors, est-ce qu'on entend quelque chose? Non, parce qu'il faut que je le route dans mes groupes. Bougez pas. Hop, je vais faire ça. Je vais ouvrir les tranches. Et quand je vous dis que rien n'est paramétré, j'aime bien commencer un morceau de zéro. J'ai pas de kit déjà préécrit de rythmique ou de patch de synthé ou autre. Je pars toujours d'une feuille blanche. Ouais, tu fais pas comme Antoine. Antoine, il a déjà des choses pré-rentrées et il Il y a brode des gens autour. qui aiment bosser comme ça et j'en fais pas partie. D'accord. Après, c'est clair qu'en termes d'efficacité, tu es beaucoup plus efficace quand tu prépares tous tes templates et tu vas retrouver vraiment ton son à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser tourner un petit hold. Ah, il y a Yannick qui dit qu'il y a un clone de la Deville Fish. Alors, la Deville Fish, pour les gens qui ne savent pas, c'est la TB303 originale que les gens envoyaient. Je ne sais pas si le mec n'était pas en Australie ou je ne sais pas où. Il te l'a modifié, il te rajoutait des overdrive, des trucs qu'il n'y a pas dans la TB303. Tu le payais tant et il te l'a renvoyé, customisé officiellement. Et c'était une Deville Fish, on appelait ça. Et donc, il y aurait un clone de la Deville Fish. Je ne savais pas.
Alors, je capte pas. C'est que comme j'utilise la console pour vous écouter, j'ai l'impression que je peux pas rerouter le son de live en même temps que j'écoute votre micro. Ah ouais, Donc, ouais. Bon. je vais aller voir dans mes paramètres de sortie. Après, on va plus t'entendre. Mais en fait, c'est ça le truc. Alors, attends, je vérifie quand même que je dis pas de bêtises. Là, on entend un vous synthé. entendez Ouais. Ok. Donc, ça sera. La petite subtilité, c'est que ça sera pas joué du coup en interne, mais c'est joué à travers la console. C'est-à-dire Ouais. que je peux pas synchroniser des choses dans mon Ableton, mais je peux vous faire écouter des choses via la console. Allez, c'est parti. Concert. Non, mais là, en Live. gros, sur l'Ambica, on est sur un truc très classique. On a un filtre bien sympa. Alors, je sais pas si vous m'entendez quand je suis au loin comme ça. Si. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, évidemment, il est polyphonique. C'est beau en haut, les LED là, du synthé. Là. Ouais, c'est la RD8, ça. Ou la TR8, pardon. Ouais, la TR. Masterways, il veut que tu fasses du D3. Là, tu joues avec le LFO. Là, en gros, j'ai une note tenue sur un LFO. Le truc, c'est que je ne vais pas avoir de synchro. Si je vous envoie un truc là, ça va être désynchronisé sur la TA. Mais il est très drôle ce synthé parce qu'en fait, il est plein de sons hyper classiques. C'est des formes d'ondes assez classiques et un peu plus complexes. Mais l'une peut influencer l'autre. Donc en fait, on arrive sur on a une palette sonore qui est vraiment très très large. Avec le même son là, vous voyez. Je peux faire. Alors là, je vais retirer un peu d'attaque. T'as appris la musique quand même ou pas? T'avais des À notions? part la batterie, mais... Non, j'ai jamais appris le. Donc autodidacte comme clavier. beaucoup de A à Z quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Purement de A à Z. Ce qui n'est pas forcément bien. Hein. J'encourage les gens à prendre le clavier s'ils peuvent. Hein, tu vas gagner du temps. Le sub, c'est la vie. Pas de Moog ou de mini Moog dans le studio. Il y en a un ici. Ah, voilà, Pléo. Oui, Ouais. il est agressif, le filtre. Ah, et là, dites-vous une chose, c'est un filtre 2 pôles. Donc c'est un filtre soft. Le 4 pôles, il arrache. Ah oui, d'accord, ouais. Et là, je peux vous faire un petit tour vite fait des différents sons, même en mode patch, mais il y a des trucs. Oui, c'est vrai, il y a Fab qui dit t'as au moins commencé la flûte pendant le collège quand même. Oui, Ah, et la guimbarde. C'est tellement utile. Guimbarde. C'est tellement utile que maintenant, ils le font plus, ça n'existe plus. Bien sûr, ça existe plus, ça sert à rien. À part ma collègue de classe qui savait tout jouer. Donc sinon, il y a un truc cool, ouais, mais vous le verrez pas à l'image. Attends, je remets mon layer parce que je ne vois plus ce que je vous montre, vu qu'il y a Ableton qui est devant l'écran. Tac, alors c'est dans Chrome. Je reviens, voilà, super. Là, ici, j'ai un autre truc. Je peux essayer de dézoomer un peu.
il y a un truc que j'ai commandé quand on sait pas jouer de clavier, mais finalement que j'utilise peu parce que je me rends compte que j'aime bien les erreurs heureuses là quand je joue comme un couillon sur mon clavier MIDI. Mais alors je vais dézoomer l'image si je peux. Tac, ouais, ça là. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, non, c'est quoi? Des pads? Un theory board, ça s'appelle. Ah, t'as perdu. Voilà, ça y est. Et ça vient de s'allumer là, au milieu. Ça vient de s'allumer. J'ai l'impression qu'on t'entend plus. Elle a perdu le son. Ah merde. Elle a perdu le son. Ah, c'est le problème quand tu touches. Ça a basculé et du coup le routage du son n'est plus bon chez. Ouais. Vas-y, fais les commentaires en attendant, genre. Donc là, on t'entend plus du tout. Hein. Je sais pas si toi tu nous entends. Il est en train de, il est en train de On s'est parlé technique un peu sur le live par rapport au fait d'avoir un sub dans le studio quand on a un studio d'enregistrement. Et c'est vrai que bon, moi j'en ai pas par exemple, mais c'est vrai que j'en parlais avec André Dalcan, il me disait que c'était voilà. Tu peux avoir du sub et c'est un confort pour la réécoute. Après, si tu écoutes avec un sub trop fort, ce que tu as, tu ne sais pas ce que ça donne vraiment. Donc il faut en avoir, mais avec parcimonie. Vas-y, parle là, on t'entend ou pas, Ben? Est-ce que tu nous entends, Ben? Ah, je suis même pas sûr qu'il nous entend. On le voit, mais... Là, vas-y, là. Attends, il a coupé, là, il va rappeler. Désolé Fab, si c'est technique, bon, c'est vrai que bon, après il y a ceux qui aiment ça, ils ont besoin d'entendre technique, après on va pas non plus passer toute la soirée, mais bon, on essaie de vulgariser aussi, tu vois, d'expliquer un petit peu les choses. Attends, faut que je rappelle. Ça rentrer non plus, bon, ça fait plaisir à ceux qui aiment rentrer dans les détails et ça fait un peu d'initiation J'essaie aussi. De rappeler, Ben. Ouais, tu nous entends? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, il y avait un vieux bug quand j'ai branché ça. J'ai perdu ma voix au passage. Désolé, je vois un coup. Ouais. T'as raison. Prends des vitamines. Titi, il a dit que il nous avait dit que t'étais dans une grotte et que c'était pas en fait t'es dans une grotte et c'est pour ça. Ouais, c'est une grotte aménagée. Ouais. C'est la classe. Non mais en fait j'ai l'impression que ça a fait bugger un espèce de hub que j'ai branché pour pouvoir mettre mon téléphone et tout. On va voir si ça fonctionne, si ça replante. Je vous montrerai comme ça de visu. Vas-y. Mais c'est vrai qu'il y a les aléas du direct. La fameuse Bonaldi, pour ceux qui ont connu les années 80. Ah oui. Oh, putain. Ouais. Ça marchait jamais. Ça marchait jamais. C'était toujours génial, mais ça marchait jamais en fait. Ça marchait jamais. Alors du coup, ça s'appelle le Theory Board. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas appris d'apprendre à jouer du piano, pardon. Ouais. Vous sélectionnez une gamme il y a toutes les gammes quasiment disponibles. Donc là, je vais vous dire, je prends la gamme pentatonique, on va dire majeure, bim. Et là, bah voilà, il y a tout ça qui s'allume. Alors là, je vais essayer de voir si ça fait planter ou pas. Là, on t'entend pour l'instant. Ok, cool. Alors, est-ce que ça va bien contrôler du coup mon ambica? Est-ce que ça n'a pas fait sauter mes paramètres MIDI? On va voir tout de suite. Ah ouais, là, il ne reçoit pas, malheureusement. Alors, attendez, je fais un petit switch. Par contre, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Ah, ça génère des harmoniques et des accords. Exactement. Cette partie-là, c'est la partie accord. Et là, c'est les notes associées, en fait, à l'accord. Ah, et les couleurs c'est par couleur. Exactement. En fait, les fondamentales, tu as l'accord en fondamental Do qui est en rouge, et ainsi de suite, en fait, tu montes. Ah ouais, et en correspondance, t'as les couleurs de l'autre côté. Ah ouais. Et là, en fait, t'as la classique, tu choisis le nombre de notes que tu veux, mais la note qui décompose l'accord, je retire les câbles, on ne voit pas bien parce qu'il y a un reflet à l'image. Je vais peut-être mettre une couleur plus rouge. Voilà, là, ça va se voir. Tu vois, cet accord-là, il est composé de... Ouais, tu peux pas te tromper, même si tu connais rien. Là, je pense que pour ceux qui sont un peu perdus depuis tout à l'heure, vous comprenez que vous avez des accords sur la main gauche de Ben.
d'une couleur, et si tu commences à pianoter sur les notes correspondantes sur la main droite, et ben en fait tu vas faire de la musique alors que tu n'es pas Mozart. Sur les mêmes notes que celles de l'accord. Voilà, et tu vas pas faire de fausses notes. Tout bêtement. Ouais. Après là, tu vois, tu montes en fait à chaque fois dans tes notes, tu changes la fondamentale. Et après, tu peux dans l'accord lui dire de jouer plus ou moins de notes, de les écarter plus ou moins. Ah, si on avait eu ça en 93, oh mon Dieu. Eh oui. Ça génère des arpèges ? Ça, en fait, du coup, sur le même accord, tu peux aller chercher plus d'écart entre les notes. Donc, tu vois, là, il est allé chercher du bas du spectre parce qu'il a rajouté des notes en plus sur les octaves bas, mais sur le même accord. Mais du coup, là, j'ai peut-être trop bourriné si je fais ça. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser ici. Hop. Peut-être changer de son pour voir. Non, c'était pas mal. Tac. Ah, bah tiens, quand on parlait de TB. Pardon si ça pète un peu trop le son. Bon, sur une basse, ça va pas être flag. J'essaie de vous trouver un pad des familles. Un pad, D3. Pad, c'est une nappe, je traduis. Hein. C'est comme une nappe, ce sont comme des violons. Ça. Comme des violons. Alors ça donne quoi? On est en train de faire de l'expérimental en direct. On sortira le morceau après. Alors, Apolline a dit que ça donne envie d'essayer. C'est vrai que c'est curieux, tu te dis tiens. Ben, c'est la musique à portée de voilà. tous. Hein. Tu vois que tu as envie de te régaler, tu n'as pas à passer par la phase frustration et voilà. apprentissage. Alors, tac, peut-être sur un petit pad, je repars de zéro, je mets un accord là. Bon, le son est dégueulasse, hein, mais... Il crache, c'est peut-être un peu plus adapté pour faire de l'électro que pour faire de la techno D3, je trouve, ce synthé-là, non ? Non, parce qu'il a vraiment... Là, j'ai vraiment pris à l'arrache, tu vois, les premiers réglages combinés. Mais il a vraiment des trucs très sympas. Ouais, il a quand même vraiment une bonne palette, on va dire, sonore. Et tu peux en sortir des choses très chouettes. Devant toi, c'est un modulaire. Devant moi, c'est un modulaire et justement, j'étais en train de regarder. Alors, où sont mes câbles ? En modulaire, je traduis, c'est un synthétiseur avec des trous et des patchs. Donc, des trous et des câbles partout. Et quand tu rentres les câbles dans les trous, ça te fait des sons différents. Donc, et tu peux moduler aussi. Tu peux changer ton module, tu changes, tu mets un nouveau truc et voilà. Concerto pour klaxon. C'est ça, là, c'est clairement ça. Yannick. Ça mérite. Bravo Yannick. Non mais ça lui rappellera un peu Paris. Allez, dégage ta merde. Connard. Ah putain, encore un parigo. Putain, un gars du sud qui vient nous faire chier là. Regarde, il sait pas se garer. C'est mieux ça. Ouais. Alors les presets, qu'est-ce que c'est ? Les presets, ce sont des sons
préenregistrés dans la machine que tu n'as pas créé toi-même. Voilà, Flo. Voilà. Ou alors qu'on t'a donné, c'est-à-dire que voilà, ça c'est pratique, tu peux envoyer des presets à les personnes et ils ont juste à les mettre et c'est des sons, voilà, de sons tout créés, tout fait, il y a plus qu'à jouer et les jouer. Alors, désolé parce que j'ai pas mon routing habituel. Tu nous enverras de la rythmique après. Tu verras un petit coup de R8 là. Alors, nous sommes en train de faire un atelier musique avec Mad Ben. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. mais c'est Voilà. pas mes câbles d'envoi, ça en fait. Non, je ne pense pas. Atelier musical pour ceux qui savent pas composer. Au fur et à mesure, c'est pas pour rire, quoi. Je sais même plus, je crois que le patch. De toute façon, ça joue technique dans le chat. Ah, Jérôme, une basse lourde ou sèche doit porter le reste du son médium aigu. Le nouveau Charlie Oleg. Ah ouais, tu pourrais faire du Charlie Oleg là. Mais il faudrait un orgue. Il faudrait faire un son orgue. C'est là que tu vois. C'est là que tu vois les DJ ou je sais pas qui, des artistes qui font des trucs, ça dure 30 secondes, en 30 secondes ils te font un morceau là, tu sais, ils appuient sur des boutons, ça tout qui sort. C'est là que tu te dis que des fois c'est peut-être un peu pipé les dés. Ouais. Là il y a Pléo qui dit bon là on est parti, on va y passer la nuit. Et Yannick qui rajoute putain on n'est pas sorti des ronces. Voilà donc. Ah, il a pas répondu à ta question, il dit si ça fait les arpèges. Vous n'auriez pas dû le lancer là-dedans, on y sort encore demain. Bon, de toute façon, écoute, nous apprenons à jouer de la musique expérimentale. Ah, là déjà c'est film d'horreur des années 70. Ou alors une Formule 1. On est dans Zombie. Non, ou des Formule 1 qui t'as pas d'imagination. T'as aucune imagination. C'est un virage de Formule 1 ça, d'un circuit Formule 1. Ah, j'ai une question, est-ce que tu as composé de l'ambiance? J'ai fait un ou deux projets, mais je les ai jamais sortis. D'accord. Les ronds, c'est bon pour le sang. Ouais. Bref. Ouais. Donc, vérité aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire que le modulaire, là, j'aime bien utiliser ce petit effet qui s'appelle Black Hole DSP. Qui permet avec vraiment un son de base tout bête. Bah, j'aimerais bien reprendre le klaxon, tiens, pour vous montrer, mais je sais plus où je l'ai garé. Je crois que c'était lui. Non, c'est ce piano, ça. Ah, ça, c'est Détroit, ça. Inner City. C'est bien mélancolique. Sauf qu'on n'a pas écouté beaucoup de morceaux de Mad Ben. Hein. Il va falloir on revienne après à la prod. Effectivement. Il faut pas commencer à toucher aux machines. Envoie la R8 là un peu. Envoie la R8. Vas-y. Envoie la R8 là un petit coup là. Une pattern. Ouais, je peux vous montrer la PR. Alors, hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer Vas-y. Je peux vous montrer. Alors maintenant, atelier boîte à rythme. Pour les gens qui n'y connaissent pas grand chose en machine, c'est vraiment un des classiques. Il y a la 909, la 808, vraiment les boîtes à rythme, on va dire. Les plus classiques de chez classique. C'est ça. Utilisés dans la techno dès le début. Et donc ça va. Alors attendez, je vais essayer de router parce que pareil, elle n'est pas routée forcément, sinon c'est pas drôle. Tac. J'arrive. Ouais, Jérôme il dit elle a un beat pumping là. Allez. Alors Titi qui disait de ranger ses câbles, mais bon. Allez, vas-y. Je sais pas si vous entendez grand-chose. Si, on entend. Vas-y, Charlet. À la Jeff Mills, là. Allez, on joue sur le decay du Charlet, là. Du hi-hat. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de créer un morceau de musique en direct.
Ça me donne envie d'envoyer une pattern une basse de TB là. Là, ça groove en mode Chicago. Allez, Jeff Mills style. Bon voilà, vous avez compris l'histoire quoi. Écoute. Eh ben nickel, c'était bien ça. Eh ben écoute, on a rien oublié là dans tout le matos là. On peut passer 25 minutes. On peut passer 25 minutes par machine, hein, c'est pas gênant. Je vais pas m'amuser à les triturer, sinon ça va être très chiant. mais remarquez, moi j'ai une tendance à vite m'étendre. Ouais, il crée des morceaux, tu sais, comme ça. Et du coup, on a en boîte à rythme, en deuxième boîte à rythme, vraiment l'électron où j'en ai parlé tout à l'heure, qui est très cool. J'ai également une petite disto là qui se cache ici. Attendez, je peux même utiliser. J'appelle Bonaldi. Allez, hop là. On a cette petite disto là de chez Electron qui est assez cool, qui s'appelle Analog Hit, qui fait vraiment des sons assez débilos. Comment ça, Fab, on a oublié Abinouz, c'est quoi? Ça se voit, pas besoin de le dire. Hein. On dit pas à l'antenne et on dira pas que c'est une blague. Non, on va pas faire de pub. Mais c'est une petite brasserie, c'est pas une bière industrielle. Ah, mais c'est bien. Bah tu peux alors, montre. Si c'est vraiment un brasseur du coin, vas-y. Elle commence à être indus quand même, mais. Tiens, je connais pas. Donc ouais, c'est chez toi alors. Hein, ouais. Allez, c'est quoi? C'est une brune ou une c'est une IP, une nouveau western IP, ils appellent ça. Je suis pas très fan des IP, mais bon. Voilà. C'est Jean-François Moulin, le cousin français de Jeff Mills. Ouais. Jamais celle-là, elle me fait rire. Yannick. Voilà, des bons vanneurs. Mais Yannick, on a un beau client. Yannick et Titi, c'est des master vanneurs. Hein. Je mets, attends, ce que ça va paraître, attends, vas-y. Là, il y a de la concurrence, Titi, là. C'est Jean-François Moulin, le cousin de Jeff Mills. Allez, je franche. Vous imaginez ce que ça donne quand on fait du studio pendant une semaine ensemble. C'est quand même, c'est mystique. Ouais. Bon, je vous rassure, on va écouter de la musique de Mad Ben dans pas longtemps. Hein. Ouais. Mais de la vraie, du fait. Pour revenir tout à l'heure sur la remarque de quelqu'un, j'ai quand même un Moog, il est ici. Ouais. Là, c'est Pléomat. C'est Pléomat. Voilà, c'est un Sub Fati qui est le premier synthé vraiment que je me suis acheté, c'est celui-là. Et je l'ai encore. Et Alix pose une question, techniquement tout est branché sur une interface MIDI, type Motu, ou tu passes par une synchro? Alors en fait j'ai une Motu effectivement, une MIDI Express 128, on va rentrer dans le jargon de puriste. MIDI Express 128 qui part dans des Kenton, des boîtiers Kenton, et j'utilise des MIDI Screw. Des boîtiers de synchronisation. Kenton, c'est la marque, et c'est des boîtiers de synchronisation. Pour que tout ce qui est informatique permette de synchroniser les machines qui, elles, sont un peu. N'ont pas de séquenceur. Enfin, si elles ont un séquenceur ou pas. Bon, bref. J'essaie de vulgariser là, mais c'est pas évident. En fait, ça permet finalement de faire communiquer mon studio avec les machines pour que l'un et l'autre s'envoient des notes, tout simplement. D'accord. Et ton logiciel, c'est Ableton? Ouais, tout à fait. Nickel. Tout à fait. Donc voilà, après, mon dernier beau bébé, c'est celui-ci, le Waldorf Iridium, là, qui oui. De gros cheval de course que je n'ai pas encore pris le temps de maîtriser parce que j'ai bossé pendant 2 mois sur mon ASTT. Mais je peux vous le montrer là. Là. Celui-ci, là, c'est quand même un chouette bébé. Ça, j'ai été conquis quand j'ai été chez Macéoplex l'été dernier, qui me l'a montré. Voilà. Qui m'a montré les quelques derniers morceaux qu'il avait fait avec, justement, dans le gros côté nappe. Il y a moyen de faire des trucs de malade avec ça, entre autres. Bon, ça, faudra qu'on en revienne sur il y aura un chapitre Macéoplex, donc voilà. Ça fait partie des questions qui étaient notées. Mais voilà, après, on va pas se mentir, hein, je pourrais passer la soirée à vous parler du studio, mais je suis pas sûr que ça va. Non, mais là, spéciale live. On a fait un bon chapitre studio. Je voulais revenir sur ta discographie. Quand tu as fait un EP, justement chez Astropolis, là, We Want to Rave. Attends, c'est quoi déjà le terme? We Want to Rave. Ouais, voilà, c'est ça. On peut attaquer sur cette EP. Vas-y. Bien sûr.
Ça correspond à l'époque où j'étais rentré dans l'écurie? Oui, alors c'est l'époque We Want to Haven et Promised Land. Ouais, exactement. En vinyle, t'étais content d'avoir ton vinyle? Grave. Et un remix de Scanix. Ah, quand même. J'ai oublié de le dire tout à l'heure en plus. J'ai oublié de le dire, tu vois. Un remix de Stéphane, qui a d'ailleurs, je crois, mixé les morceaux à l'époque pour le vinyle. C'est lui qui avait fait le mastering. le master, pardon. Mastering. Ah ouais. Le mastering. On me pose des questions sur ton apprentissage d'Ableton. Je suppose que tu l'as fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, effectivement. Je l'ai fait tout seul, ouais. Et puis YouTube, quoi. Tu sais qu'il y a des tutoriels Et super. puis quelques masterclass d'ailleurs. On parle de Stéphane, mais il avait fait une masterclass Ableton à l'époque pour Astropolis que j'avais bien kiffé. Pour les fans, on vous invite, on a fait l'interview de Scanix. Et on a fait aussi un duo avec Laurent Garnier pour spécial code QR. Si vous aimez Scanix, allez, écoutez-le parce que c'était très très intéressant. Hein. Puis il a une très bonne mémoire et il est très pointu. Carrément. C'est sur notre chaîne YouTube, je rappelle. Il y a quand même une influence américaine. On a beaucoup parlé de la Belgique en début d'émission, mais plus j'écoute tes morceaux, plus je sens une influence américaine en fait. Bah, je pense que c'est parce que j'ai vu beaucoup d'Américains en Belgique. Ah ben c'est sûr qu'ils ont influencé les Belges ont influencé les Américains et les Américains le l'ont bien rendu quoi. Ça a été un échange en fait, c'est intéressant. Carrément, bah, ouais, tout à fait. Il y a eu une belle mixité. On demande si Promised Land c'était un clin d'œil à Joe Smooth. Eh ben, pour l'anecdote, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et le morceau de Joe Smooth, c'est Promised Land. Et c'est assez drôle. J'ai pas du tout voulu faire un clin d'œil. Et beaucoup de monde me le dit. Parce que forcément, le Joe Smooth, c'est un gros classique. C'est comme le F-Track par rapport à Da Fresh. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, mais des fois, les idées sont... C'est des idées qui arrivent au même endroit, à des endroits différents, pardon, à des moments différents, mais sans que forcément... Après, tu as quand même... tu es quand même sorti sur... Juste après, là on est en 2013 encore, là, sur le morceau qu'on écoute. Mais en 2014, tu as sorti un EP sur Bedrock, le label de John Digweed. C'est quand même... Ça commence à peser, là, tu vois. Tu peux nous raconter la rencontre? Mais alors, John Digweed, il commençait à jouer ma musique quand j'ai sorti ses morceaux. Promised Land et We Want to Haven et un ou deux autres également. Et puis je crois que le premier Bedrock, c'est un morceau qu'on a fait avec Yannick qui s'appelle Neighbors. Je crois que c'est ma toute première signature sur Bedrock. D'accord. Et du coup on a fait ce morceau et je lui ai envoyé parce qu'on discutait par mail et puis il m'a proposé de le signer. Ouais. Donc ça c'était en 2014. Par contre je l'ai pas. Breathe et Neighbors. Et pourquoi je les ai pas? Breathe et Neighbors que 2014. Merde. Ah. Attends. Non, puisque tout est classé par année. Donc si c'est pas en 2014, c'est qu'il y a. Peut-être c'est bizarre. Peut-être je l'ai pas trouvé alors cette EP là. Ouais, c'est possible. Il avait. Dommage. Il avait plutôt pas mal marché le Neighbors. Laurent le jouait en boucle, John Digweed aussi. Il y avait plusieurs artistes comme ça qui le jouaient beaucoup.
Et c'est le tout premier morceau qu'on a fait avec Yannick qui a, on va dire, Comment il s'appelle introduit Trunkline. Je te l'ai écrit, c'est Neighbors comme voisin. Exactement. Écris-le-moi. Enfin, je me suis trompé, j'ai oublié le I. N-E-I. Pas écrit. N-I-G-H-O-U-R-S. Mad Ben et Yann. C'était d'ailleurs, vous étiez en collab. Ouais, c'est ça. C'est notre tout premier morceau ensemble. Et pour l'anecdote, je venais d'emménager en région parisienne, à Boulogne-Billancourt, et Yannick habitait au bout de ma rue. Et c'est avec Yann, c'est ça? C'est avec Yann. Ouais, tout à fait. Avec le fameux Yann qui fait les blagues de klaxon. Yann, regarde. Ouais, vous étiez voisins, quoi. Et ouais. Et on s'est fait quelques sessions studio, alors qu'avant, il mixait mes morceaux à distance quand j'étais à Orléans, on se voyait pas, quoi, physiquement. Vous continuez à collaborer? Oui, on a un projet qui s'appelle Trunkline. Ouais, exact. Un groupe Trunkline. Ouais, Trunkline, je vous ai envoyé, je crois, hier l'EP qu'on vient de sortir sur la label Scriptum. Oui, je l'ai. C'est la dernière page. Ça, c'est les nouveautés donc, hein? Ouais, ça c'est sorti la semaine dernière. Alors pas ce qu'on entend, mais celui que je vous ai envoyé hier. Ouais, on va écouter ce que vous faisiez justement en 2014, joué par Garnier, tout ça, sur le label de John Digweed. Et après on mettra, on pourra mettre une petite excuse. Trunkline c'est un peu plus tard, ça a démarré en 2016-2017. Je crois. Attends, je dis pas de bêtises, ouais je crois que c'est ça, ouais, 2016-2017. Romain demande comment vous vous êtes connus avec Yannick. Par un ami en commun qui nous a connectés parce que Yannick mixait, avait une compétence que je n'avais pas qui était de savoir mixer les morceaux, donc les différentes pistes des morceaux pour faire un mixage avant d'envoyer au mastering. C'est tout un art. C'est tout un art. Je le répète jamais assez. Le mixage, c'est tout un art. En fait, il faut connaître les bases fondamentales. Si on veut composer de la musique, à mon avis, c'est même plus important que de faire du solfège. C'est prendre des cours de mixage. Parce que c'est fondamental, en fait, il y a des bases. Enfin, je le vois, nous, dans le label, on reçoit des démos et tu vois tout de suite quelqu'un qui a mixé ça. Même si le morceau est super, si c'est mal mixé, tu pourras vraiment pas forcément faire quelque chose. Donc, il faut vraiment le travail des fréquences, l'équalisation, piste par piste, les niveaux. Il y a des bases à apprendre et je pense que c'est plus important que le solfège dans notre musique, en tout cas. Ouais, mais clairement, moi, à partir du moment donné où Yannick m'a donné des clés dans le mixage et Stéphane du coup Scanix aussi, derrière je les ai appliqués tout de suite à la composition et tu gagnes un temps fou. Ouais, c'est exactement ça. Moi c'est le conseil que je peux donner à ceux qui... Effectivement tu peux faire quelques plugins à Ableton, mais si tu dois vraiment investir dans quelque chose, c'est une formation sur le mixage. Moi j'ai fait avec André Dalcan. Et là, ouais. et là depuis quelque temps j'ai repris les bases de zéro, tu sais, bah, c'est bon aussi droit, avec Hendrik Schroeder. Donc là, au niveau pointu, au niveau de l'oreille, c'est Hendrik. Ouais, en gros, et c'est une conversation qu'on a eue déjà avec Scanix, notamment par rapport à l'époque du rock dont on parlait en tout début d'émission. Mais les meilleurs ingés dans le rock qui ont fait sonner des trucs qui sonnent encore aujourd'hui, c'est l'art de se servir d'un equalizer en fait, tout simplement. Hey, c'est bon ça. Vas-y. Viens me voir. Ouais, tu m'étonnes que Laurent Garnier le jouait ça. We need your full attention. We now feel a strange atmosphere. Strange atmosphere. We are all neighbors. We now feel a strange atmosphere. We are all neighbors. Ça c'est à l'époque où il y avait une petite montée du Front National en France. Petit clin d'œil. Pour revendiquer le fait qu'on était tous voisins. Et la petite blague, le fait qu'on était voisins, moi et Yannick aussi. Ouais.
C'est la voix de Ben, nous dit Yannick. Ouais, c'était ma voix, ouais, tout à fait. Ah, tu l'as bien placé. Tu l'as déformée avec quoi? Elle est juste détunée? Elle est déformée avec l'effet robot de la DJM 700 de l'époque. Ça le fait. It doesn't matter who you are, it doesn't matter where you come from. Ouais, effectivement, là on devait le jouer, ça c'est sûr. Ouais, ça j'avoue que j'ai été à pas mal de dates où il le jouait et ça fonctionnait bien sur le dance floor. Ouais, t'étais content non quand il le jouait? Ah bah de toute façon, voilà, moi ça m'a mis le gros smile les premières fois où j'ai vu Laurent jouer les morceaux sur des énormes scènes devant plein de monde. Tu vois le morceau sortir de ton studio et être dans les mains d'artistes comme ça devant énormément de monde et voir toute l'ampleur du morceau sur un gros sound system, ça te met ta claque. Hein. Ouais. Allez, on en met d'autres, hein. Ben, on peut mettre, du coup, vu que c'est la même équipe, la nouveauté. On peut aller un peu dans les nouveautés. On fait un Alors là, on peut faire un bond de 7 ans plus tard. Ouais. Avec une techno beaucoup plus brute de décoffrage, plus analogique. On se fait des sessions comme ça où Yannick ramène des machines, on les branche et puis on fait des petites jams de machines et puis ça donne Trunkline et on fait un live sur scène qui est full machine sans ordinateur avec une console entre nous deux, à l'ancienne. Intéressant. Du coup Ben, tu peux chercher justement les nouveaux tracks là? Ils sont là, c'est le dernier. Tu les as dans... Disco 5. Ouais, sûrement. Non, Disco 4. Ouais, Disco 4. Alors. Trunkline, Break Scriptum. Ouais, c'est ça. C'est ces 4-là séparés là. D'accord, Trunkline, Mega, New Place, Work That Ass, Scriptum. Work That Ass, ça fait penser à du ghetto. C'est électro. Bah, ça va te plaire, c'est un gros clin d'œil. Ah, tu c'est peux le électro mettre si tu veux. Oh, si c'est électro, c'est pour moi. Ça va te plaire. Le New Place. Ah non, pas celui-là. Pas celui-là. Ouais, ça c'est Chicago, ça. Ah, voilà. Et c'est l'autre qui est électro. Ah, c'est ce que je sentais, tu vois. Avec un titre comme ça. Voilà, c'est des. Faut qu'on écrive le titre. On a le visuel, Benjamin? Non. Ouais, parce que dans tes influences, t'avais cité un titre de DJ Hyperactive, justement, qui est 100% Chicago. Je mets les titres, hein, les gars. Bouge ses fesses. Ah. Donc ça c'est une nouveauté, hein. C'est sorti ou ça va sortir? Ouais. Ça c'est là, on est passé du tout premier morceau qu'on a fait avec Yannick, où à l'époque on s'appelait Matt Ben et Yann, à Trunkline, dernière sortie, la semaine dernière sur le label français Scriptum. Donc c'est tout frais, tout chaud. C'est tout chaud, exactement. Et ça c'est joué par Richie Houghton en ce moment, il le joue pas mal. Ah. C'est marrant, je retrouve du Hyperactive justement, tu vois. Ouais, bah on adore avec Yannick. T'as un clin d'œil à DJ Dion aussi, tu vois, à tous ces artistes DJ Funk. Toi, c'est ta voix aussi? Non, là c'est pas nos voix là. Sur le morceau qui s'appelle New Place, dans le même EP, c'est ma voix, mais pas là. Ça envoie, hein. Et si tu écoutes les autres morceaux, tu vas voir si tu veux mettre les extraits.
On aime les choses qui sentent le cul. T'as Yannick, je t'ai envoyé un message privé, Yannick. Regarde sur ton Facebook, Yannick. Travaille ses fesses, travaille ses fesses. C'est une IA qui a fait la voix? Ouais. Oh my god. Ça y est, on y est là. On y est, ça y est. On est dans le futur. Ça y est, la techno revient dans le futur. Ça faisait un moment. Ah, on est là. Putain, c'est génial que ce soit une IA qui a fait la voix. C'est énorme. Il a accepté de dire un gros mot en plus. Normalement, il devrait refuser. Ouais, on l'a un peu forcé. Ah, quand ça fait Chicago, moi je me régale. Hein. Ah, moi dans les années 90, c'était ça le son que j'aimais. Ouais, bah pareil. On peut faire un petit parallèle de justement, ça me fait penser à ça. Alors, c'est une illustration justement du son, parce que je trouve qu'il y a une, c'est un bel exemple. C'est ça. Ça là. Pam pam pam. Ça c'est un classique en fait de Chicago 96 je crois. Ouais. Hyperactive, ouais. Je sais pas pourquoi c'est marqué à 2012, mais c'est moi qui ai dû faire. Voilà. Ça c'est voilà, c'est les bases de. Ça le faisait ça avec la montée là, tu sais quand il y a l'organe l'orgue pardon, qui... quand il met le release là sur l'orgue. Ouais, ça repart. Et puis il recoupe complètement le release, ça coupe complètement tac 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 tac. Ouais. Ah, il y a Pléomat, il est comme un fou. Il dit quoi, Chicago? C'est la Belgique. Alors, pour être précis, Pléo, en fait, quand la Belgique a commencé à faire de la techno 92, 13, 14, c'était sous l'influence directe des sons de Chicago. Faut quand même le rappeler malgré tout. Hein. Donc, si on écoute beaucoup de sons belges de pumping, hein, de l'époque 93, 14, 12, 13, 14, c'était sous influence directe de Chicago, faut quand même le rappeler, c'est comme historiquement, faut pas l'oublier. Même si les Belges ont fait des super trucs, mais ça reste de son de Chicago, hein, parce que les Américains le faisaient en 88, 7, 8 déjà, ils faisaient ce son-là. On peut écouter des Steve Poindexter, Mike Dunn. Si t'écoutes ça en 80, c'est de 87, c'est ce son-là de 87, c'est le même. Hein. Je vous invite à écouter tout ça. C'est con qu'il n'y ait pas la montée là, qu'on n'ait pas la montée. Ça fait penser à du Jacksup. Ben oui, Titi, Jacksup signait tous les artistes de Chicago. Donc c'est un label hollandais, mais il signait énormément d'artistes de Chicago. Pas que, parce qu'il signait des Hollandais aussi beaucoup. Quelques Allemands, quelques Français, quelques... Mais c'était vraiment beaucoup Chicago. Hein. On va juste... il va y avoir le petit break, juste quand même, Mania. Te régales le mixer aussi. Ouais, ça va trop bien ça. Parce que tu le faisais monter doucement. Eh Ben, tu te rappelles au Take House, c'est celui-là? Ouais, à tous les coups on le passait. Ouais, bien sûr. Allez, vous allez voir. Le break qui va arriver,
Allez. Imaginez, on est sur la piste là, il y a de la fumée partout. Là on mettait la fumée, t'as vu la fumée? Tout le monde les bras en l'air, allez! Je cherche mon iPhone. Allez! Voilà, c'était pour le petit retour en arrière, hein. Le petit hommage. Petit flashback. Les sifflets, ouais, tout à fait. Ouais, les sifflets, c'est clair. Alors il y a un morceau électro, me dit Benjamin, alors dans le dernier EP. Ouais, cherche-le. C'est New Place? New Place, ouais, exactement. Bon, parce que moi l'électro, hein. Donc là c'est le dernier EP de Mad Ben avec son acolyte sous le pseudo Trunkline sur le label Scriptum d'Electric Rescue. C'est ça. Le morceau s'appelle New Place. C'est ta voix là? C'est ma voix, ouais. Ouais, c'est ce que m'a dit Yannick. Ah, c'est bien. T'as utilisé quoi? Alors ça, c'est fait avec un plugin. Donc il faudrait que je retrouve le nom parce qu'il est sur mon ancien Mac. Malheureusement, je peux pas l'installer sur le studio. Et c'est un gros clin d'œil aux traitements vocaux qui étaient faits sur les morceaux électro des années 2000, genre World Service, tu vois, Def Clark, grosse influence. Et là, toute la partie mélodie, elle est faite avec l'Iridium là. Ça sort en vinyle? Non, Antoine les sort en digitaux. D'accord. Il a arrêté de faire des vinyles. Eh ouais, c'est compliqué. Tu fais des sons un peu trans, demande Jérôme. Et ben là on en a un, mais ça sera sur le prochain EP qu'on est en train de potentiellement signer, mais il y a un morceau un peu influence France. Ouais. Toujours avec Trunkline du coup. Cool.
Les effets que tu utilises, c'est quoi? C'est Valhalla, des VST? Pour les reverbs, j'utilise des Valhalla. Après, j'utilise pas mal d'effets qu'il y a dans le modulaire là, avec lequel j'ai fait une mise de secondes tout à l'heure. Et puis quelques autres plugins, mais quelques distos, pareil modulaire. Là, j'ai une disto ici dans le modulaire que j'utilise beaucoup. J'ai le magnéto aussi de Strymon que j'utilise pas mal pour les délais. Bon, je vais puiser pas mal dans le hardware et dans le software. Le meilleur de chacun. C'est vrai que les reverbs, Valhalla, ils font quand même des trucs super. Après, il y a les délais aussi, des fois, faut trouver ailleurs des délais. Je suis pas trop satisfait des délais Valhalla, mais. Ouais, après, j'utilise aussi, j'ai un DP4. Oh, tu l'as? Le Ensoniq DP4 hein? Ouais, il est là dans le rack là, que j'utilise pas mal pour tout ce qui est plutôt flanger et puis délai reverb un peu aussi, ouais. Pour la petite info, le Ensoniq DP4 c'était le roi des effets, des multi-effets des années 90 quoi, c'était un truc de fou. Ah bah Daft Punk hein. Je crois qu'il n'y avait pas un studio sans un Ensoniq DP4 hein. C'est clair. C'était les flangueurs de folie. Ça faisait des sons. Si tu plongeais ton son dedans, ça faisait des trucs. Ah ouais, en poussant le feedback et tout, ça faisait des trucs de débile. Bah la techno de Chicago, elle est passée par là. Je crois qu'il y a un des plus gros classiques de Chicago qui est juste une erreur du DP4. Un sign, je crois, du DP4 qui rentre dans une disto du DP4 et ça fait le lead d'un des plus gros classiques de Chicago dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra peut-être après. Ouais. Oui, parce que à l'époque, ils l'avaient tous, DJ Skull, DJ Rush, Mike Dearborn, Miss Jax, elle en avait dans son studio aussi pour Jax Up, tous les gars qui faisaient de l'acid. Grave. C'était. Mais même encore aujourd'hui, hein, ça le fait grave. J'ai pas trouvé d'effet virtuel qui sonne autant qu'un DP4. Je n'ai toujours pas. Alors peut-être je connais pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais je n'en ai pas trouvé. C'est-à-dire que des fois je me dis si peut-être je sais pas. Putain, parce que le problème c'est que mon setup maintenant il est vraiment virtuel. Mais je me dis purée, ça serait trop bien d'avoir une DP4 parce que ça. Nico il en a. Nico, celui qui nous fait les jingles, qui nous fait les trailers. Il en avait dans ce studio, il en avait 2 je crois. Ouais, bah c'est une bonne machine. Ah ouais. Une bonne machine. Tu mets même tu mets juste quelques kicks de 909 des charlets, ça va te le tu mets des effets dessus sur les charlets, des effets sur le snare, ça te fait tu séquences ça te fait un morceau quoi, c'est Ouais. Ah non mais c'est hyper intuitif. Ouais. Du coup, j'avais plusieurs choses à voir. DP4 ou DP4 Plus. Ah. Alors là par contre, je vois pas la différence Bulle, je sais pas. Ouais. Bulle, il fait des DP4 tout court. D'accord, ouais, OK. Hop. Oui, alors, une question importante. Flo, vu que le vinyle, il aurait bien acheté ton vinyle, mais il n'y a pas le vinyle. Pour acheter cette EP, comment on s'y prend? Le Trunkline, tu veux dire? Ouais. Eh bien, écoute, je te renvoie vers la page Scriptum, Bandcamp, à mon avis, ou Beatport. D'accord. Puisque c'est dispo qu'en digital. Par principe, on va privilégier le Bandcamp parce que c'est mieux pour le label, donc on va plutôt parler du Bandcamp parce que Beatport c'est toujours des bribes de trucs. Alors c'est sûr, c'est clair. Ça fait bien de dire je suis premier Beatport, bon, pour celui qui a la chance de l'être, mais sinon au final c'est des bribes quoi. Donc Bandcamp au moins tu sais où ça va. Benja, tu peux mettre le Bandcamp de Scriptum éventuellement. Comme ça, attends. Ce que je veux faire. C'est un truc. C'est quoi, Matt? Je te rappelle sur WhatsApp, hein? 2 secondes. Hein? Tu décroches? Hop. Je suis obligé de quitter vite fait. Ah, t'as pas trouvé? Parce que je vais te l'écrire. Scriptum, c'est pas forcément évident. Non, c'est SKRYPTOM. Et puis Records. Ok. Allez, donc je le rappelle, c'est le label de notre ami Antoine Electric Rescue qu'on vous invite à voir l'interview longue qu'on a fait avec lui. Elle est sur YouTube. On va faire ça. C'est bon, tu nous entends hein Ouais, c'est tout bon. Alors attends, hop, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Ah c'est oui, bon. circuit breaker. Allez, hop.
Allez, on va y arriver. On me parle de Circuit Breaker. Non, on le passera après. Ça marche. On va y arriver. Voilà, non, parce que j'essaie de prendre Yannick au téléphone depuis tout à l'heure, et là, ça, tu nous entends? Il va bien raconter des Ouais, par contre, on t'entend très mal. Ça y est, alors, attends, et on t'entend, vas-y, Matt, parle. Ouais. Ouais, tout le monde s'entend? Ah ouais, tu m'entends? Ouais, on s'entend. Ouais. Ouais, c'est beau. Voilà, j'ai mis Yannick. Salut Yannick, enchanté. Salut Yannick. Et en attendant, Salut. je vais chercher comment s'appelle tu voulais le Scripton. C'est la deuxième moitié de Trunkline que nous avons en ligne avec nous. Mais tu peux m'appeler Yann, si tu veux. Yann, Ouais. allez, ça ira plus vite. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Yann, alors du coup, sur ta collaboration avec Matt Ben, des anecdotes et des choses Bah écoute, anecdote, bah, effectivement, là, cette EP, comme vous pouvez le remarquer, est assez variée. En fait, on a Benjamin et moi, on a cette envie, on a toujours eu cette envie d'essayer de représenter la diversité de la musique électronique. Et donc, si vous remarquez dans la discographie de Trunkline, à chaque coup, il y a une variété de styles, c'est-à-dire on se ferme aucune porte et on essaie d'explorer la majorité des styles de musique électronique. Donc là, en l'occurrence, on a un morceau un peu booty Chicago, un morceau électro, on a un morceau purement techno et un morceau break. Et voilà, First Shoot, le premier EP First Shoot, c'était de la techno pure et un morceau un peu booty, parce qu'il y a toujours une trace booty dans ce qu'on fait. Il y a un moment donné où il y a un truc booty ou ghetto tech qui traîne dans ce qu'on. Pour ça que je me disais, on aime les morceaux qui sentent le cul. J'ai mis la pochette à l'écran, j'ai mis le Scripton. Là, ouais, l'influence Chicago, voilà, il n'y a pas que l'influence de Détroit, voilà. Non. Ah non, dans Trunkline, non, il y a très peu d'influence Détroit dans Trunkline finalement. Ah ouais, on est plus près, nous, on est beaucoup plus près de Chicago. Alors, Berlin, un petit peu de Détroit. Chicago. J'ai une question, la pochette, c'est aussi l'IA? Non. Alors ça, la pochette, faudra demander à Antoine puisque C'est Bureau 23. C'est Bureau 23 qui a fait la pochette. D'accord, c'est quoi? C'est un graphiste. C'est un graphiste qui fait les pochettes de Scriptum. Ah. D'ailleurs, je vais vous poser la question à tous les deux, parce qu'elle m'a été posée juste avant, là, parce que c'est pas mal de questions. Au niveau de l'IA, parce que c'est comme il faut, le futur c'est ça, et on y est le pied dedans, parce que la techno, bon, c'est plus le futur depuis quelques décennies, malgré ce que certains pouvaient dire, hein, ça reste quand même toujours un peu les mêmes bases. Mais là, il y a un nouveau truc, et ça c'est vraiment le futur, ça pour de vrai. L'IA, comment vous vous en servez? Est-ce qu'on peut faire un petit chapitre IA? Parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet passionnant. Voilà, soit on ignore, soit on a peur, soit concret, on trouve ça génial. Il y a que 3 catégories, il n'y en a pas d'autres. Dans quelle catégorie êtes-vous? Oh voilà, là sur Trunkline, c'était la blague, c'est qu'en fait il y a des IA génératives qui génèrent juste des formes de voix en fait qui à partir de texte, on écrit un texte, juste un texte. C'est pour ça que Work Dadas, on l'a écrit. Donc on est auteur de ce texte. Work Dadas, Move Dadas, on est auteur. Tu vas toucher des droits à la SACEM, c'est très bien. Exactement, c'est déposé. C'est notre premier dépôt d'ailleurs. Quand j'ai fait le dépôt à la SACEM, j'ai eu ma petite larme. On a déposé Work Dadas. Et je pense que voilà, en tant qu'auteur, Benjamin et moi, on est fiers de pouvoir déposer ce texte. Écoute, on fera un bilan dans quelques années de combien ça nous a rapporté. C'est génial, no comment, mais c'est tellement. Enfin, moi, je jubile sur ce genre de trucs parce que c'est. Donc du coup, il y a en vrai là sur ce coup-là, on a juste utilisé un peu un text to speech amélioré. Le text to speech, c'est on met un texte et il y a une voix qui est générée synthétiquement qui va lire le texte avec sa voix. Par exemple, si vous prenez le traducteur de Google, vous mettez un texte dans le traducteur de Google, vous appuyez sur la petite icône de haut-parleur et vous entendrez la voix de Google. Donc c'est à peu près ça. Sauf que il y a des IA il y a des text to speech beaucoup plus qui sont améliorés, qui sont beaucoup plus puissants parce que elles utilisent les empreintes vocales de chanteurs, de voix annexes ou de machin. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu, on voulait une voix américaine. Puis je fais Benjamin, vas-y, je connais un truc qui s'appelle UberDuck. Et UberDuck, c'est simple, hein, on cherche un type de voix, rappeur, voix de radio, voix de machin. On met son texte et puis on le fait générer. Et nous, à partir de ce moment-là, cette voix-là qui a été générée, après, nous, on l'a trafiquée aussi. Parce qu'en fait, à la base, c'est une voix de meuf. Et nous, cette voix de meuf, on ne voulait pas une voix de meuf. On voulait une voix
plutôt d'un mec. Et donc on l'a trafiqué pour que ça ressemble à une voix de mec. Donc en fait, il ne reste même plus rien de la voix d'origine. D'accord, ouais. Ah. Et d'ailleurs, regarde, je suis sur Google Traduc, alors démonstration. Salut, tu vas bien. Voilà. Salut. Salut, tu vas bien. Et en néerlandais, ça fait. Hallo, hoe gaat het met jou? Voilà. Hoe gaat het met jou? Voilà. Ah ouais, hoe gaat het met jou? Voilà. Goed. Bah là, tu peux faire un texte. Là, tu peux faire un morceau avec hoe gaat het met jou, hein. Ouais, bien sûr, on peut le faire en allemand si tu veux. Hey, wie geht es dir? Ouais. Ah bah, pas mal ça aussi. Ouais, c'est vrai. Après ça fait la ponctuation, je crois. Oui, ça fait la virgule, ça fait les points d'exclamation. Mais bon, après, au-delà de ça, si on parle vraiment purement de composition avec de l'aide de l'intelligence artificielle, enfin, ouais, on appelle du machine learning plus que de l'intelligence artificielle, je pense que... Tu es un peu méga relou, non? Qui ça, quoi ça? Attends, je t'en remets. Salut, tu vas bien? Tu es un peu méga relou, non? Et ça fait en allemand. Hallo, dir geht es gut. Du bist ein bisschen nervig, oder? Du bist ein bisschen, tu es un petit peu relou, hein, n'est-ce pas? Alors, excellent. On va le faire en indonésien parce qu'il faut des langues qu'on connaît pas. Halo, kamu baik-baik saja? Kamu agak menyebalkan, bukan? Oula. Ouais. Bon, ouais, c'est pas mal, hein. Attends, l'islandais, ça, je le sens bien, ça, fais voir. Halló, gangi þér vel, þú ert svolítið pirrandi, það ekki? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a Antoine qui est revenu avec nous. Il demande si vous avez parlé du clip. Il y a un clip? Il y a un clip? Il y a un clip. Il n'y a pas eu de clip. Non, il n'y a pas eu de clip. Comment ça, Antoine? Alors, qu'est-ce que tu fais, Antoine? Il est où le clip? T'as pas les sous? Ils sont où les prods là-haut? Scripton, il n'y a pas de pognon, quoi. Oh. C'est la crise. Antoine, tu ne peux comprendre ce qu'il poste sur Facebook que si t'es ami avec lui et que tu comprends sa private joke, en fait. Ouais, attends. Non, il y a pas eu de nous, par clip, contre, l'IA, alors tiens, je montre, on va l'utiliser tout à l'heure. Voilà ce que nous on a fait. Ah oui. Regardez, c'est une photo. Voilà, nous on a fait ça avec. On mettra tout à l'heure pendant le quiz Radio Punch. Voilà, on s'est amusé à faire ça avec l'IA générative. Alors là, il y a un mélange de DALL-E avec du Photoshop, les deux mélangés. Voilà. On a réussi à faire ça, par exemple, tu vois. On a fait la pièce dans laquelle on se sentirait le mieux. Voilà, on a essayé d'imaginer les pièces où on se sentirait bien. La plus belle pièce au monde, en fait. Voilà. Il y a des bornes arcade, platine vinyle, des disques partout, des vieux posters. On va passer pour des gros pervers parce qu'il y a une meuf, mais en fait, c'est pas forcément. Mais voilà. Mais c'est la pièce idéale, donc la pièce idéale, ouais. Voilà. Ouais, on en a plein, mais pour l'instant, j'ai que celle-là qui est au bon format. Il y en a qu'une avec une femme au milieu, il a choisi celle-là. Je me désolidarise. Il y en a deux, mais c'est quand même une pièce idéale. Parce que moi, je t'avoue que je joue au bord d'arcade avec du public comme ça. Moi, je joue. Pas de problème. Je peux faire un Pac-Man même si tu veux. Voilà. Bon, écoutez, voilà ce qu'on peut faire. Et après, effectivement, si vous voulez parler un peu d'IA, je sais pas ce qu'ils en disent sur le chat, mais oui, on va y avoir droit. Ouais, c'est forcément, on n'aura pas le choix. Ils ont répondu sur leur utilisation, en tout cas pour l'instant, de tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on va avoir après, si on veut parler purement de composition, c'est-à-dire d'utilisation de composition générée par IA. Bon, aujourd'hui, il y a des choses qui se font, il y a beaucoup d'études et beaucoup de recherches là-dessus. Maintenant, c'est pas encore ultra au point. Non, c'est ça pour l'instant, mais dans l'avenir, tu vois, le synthé que tu nous as présenté, Ben, là, ce que tu nous as présenté tout à l'heure pour faire les harmoniques, l'IA a commencé à arriver là-dessus aussi. J'ai commencé à voir. Ah, mais c'est pas une IA, ça. Non. Non, mais des IA, c'est juste un. Que tu diras, par exemple, voilà, je veux un truc qui ressemble, je veux une gamme, avec et l'IA te sortira tes trucs avec les harmoniques déjà faites et tout. Ça va arriver dans très peu de temps. C'est quasiment déjà là. Ouais, te faire une suite d'accords, ouais. Te faire une suite d'accords, ça existe même déjà en fait. Il faudra continuer à lui dire que il faut que tu joues tel synthé, et le synthé, en l'occurrence, c'est pas toi qui joues, mais c'est moi qui vais te dire lequel il faut jouer, quoi. Ouais, pour l'instant. Mais là, quand tu vois ce qu'on arrive à faire avec les photos, et je t'avoue qu'on s'est amusé, là, avec mon pote Nico, là, il est allé au lit parce qu'il a un tournoi de baby-foot, mais on a fait des battles, des nuits blanches de battle, là, il y a une semaine ou deux, en essayant de générer des photos avec des thèmes. On se donnait un thème et on se dit, tiens, allez, par exemple, si t'avais vu, la chambre d'ado ultime, tu vois. On s'est amusé à faire la chambre d'ado ultime des années 90, bien évidemment. Voilà, on a essayé de reproduire, et franchement, c'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Et ça va forcément arriver pour la musique, où tu diras, je veux une boîte à rythme un peu comme ça, je veux un petit peu comme la Terre 909, je voudrais, et ça, on va y arriver. Alors, ça va te sortir pas forcément des trucs que tu voudras, un peu comme les images d'ailleurs, voilà. Mais on y est dans... Vous savez pourquoi ça bloque officiellement? C'est les majors, encore une fois de plus.
Parce que Google avait Ouais, déjà après, sorti avait déjà sorti. Et c'est une fois de plus ces majors qui ont dit ouais mais là, attendez, c'est du The Weeknd là, donc vous êtes basé sur notre base de données de The Weeknd. Et une fois de plus c'est les majors qui font tout pour bloquer le truc. Mais ça fait que ralentir, hein. Elles font que ralentir comme chaque fois. Hein. Après, je pense qu'au-delà des majors, il y a aussi à un moment donné une question de qui est le créateur. Oui. D'un point de vue droit d'auteur et composition, quand tu demandes à une IA de faire, est-ce que c'est toi qui fais? Ah ben, de toute façon, sur les images que tu génères sur Dall-E, t'en fais ce que tu veux. Hein. C'est la prime à celui qui va déposer les droits. Hein. Oui. Voilà. Ah oui, c'est juste non, un outil, hein. C'est juste un outil. Hein. Donc c'est Bien pas eux sûr, qui auront bien les sûr. droits. Hein. Donc si Mais toi du tu coup- génères une musique par IA, tu seras propriétaire de ta musique. Ouais, mais je pense, je sais pas. C'est une Non, mais il y a question- déjà le problème avec les images, hein, les droits. Il y a déjà un problème avec les images. Il y a des gens qui commencent à dire, attendez, c'est bien beau, mais votre machin, il apprend à partir de beaucoup de modèles qui sont facilement reconnaissables. Et il y a des patterns qui sont reconnaissables. Par exemple, t'as des artistes qui ont commencé à dire, ouh là là, ça. Mais c'est le cas de Dall-E. Dall-E est en train de, tu peux pas tout. Alors il y a des failles, hein, on s'amuse à les trouver avec mon pote Nico et dès qu'on s'engroufe dedans pour s'amuser. Mais c'est normalement tout ce qui est copyrighté déjà. Mais il t'empêche de le générer. En fait, il y a deux protections dans Dall-E parce que maintenant que je l'ai parce que je paye ChatGPT un turbo pour la programmation et autres. Donc du coup, pour moi c'est du bonus de pouvoir faire des images. Donc en fait, il a un premier script quand tu prompt, vous savez, on appelle ça un prompt, quand tu écris ce que tu veux, il analyse d'abord ton texte, et déjà il fait une première analyse en disant non, ça je te le fais pas. Mais même s'il a fait ton image, c'est-à-dire que, il fait son image, et après il analyse l'image. Parce que ces IA sont très très fortes pour analyser une image. Hein. Tu lui donnes une affiche de film, ça te décrit l'affiche, ça te fait peur. Là, si par exemple je mets votre affiche dans Dall-E, d'ailleurs, si vous voulez, on peut le faire après. Hein. Je lui demande, que penses-tu de cette affiche? Il va te sortir une thèse. C'est un truc de fou. Donc, c'est très difficile de le piéger. Voilà. On a essayé de faire justement un studio de musique en mettant des trucs un peu illicites dedans, tu vois. Mais il a pas voulu. Et même en essayant de le piéger, parce qu'après il analyse la photo, il dit ah non, ça ressemble trop à ça, donc désolé, je vous génère pas la photo. Enfin, il l'a généré, mais il refuse de la donner. Et pour la musique, c'était un peu ça. Ça avait commencé avec Google, les majors avaient rien dit. Et effectivement, tu commences à faire des trucs à la The Weeknd et compagnie. Hein. C'était un truc, j'avais écouté, j'ai dit putain, wow. Et du coup, ils ont mis dessus, pop. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ils se sont basés sur les modèles. Faut bien se baser, faut apprendre. Et sur quoi t'apprends? Les photos, t'apprends sur les photos publiques. Et sur quoi t'apprends? Faut savoir que ChatGPT, sa base de données, c'est tout ce qui est public. La base de données de Dall-E, c'est toutes les photos publiques. Et le son qu'avait fait truc, c'était sur la base de données publique. Mais tout est public. Et là, il y a un droit juridique et un flou, en fait. Il y a un très gros flou juridique pour l'instant. Il y a Advitam qui dit l'IA ne remplacera pas les émotions et la composition, c'est certain. Non, il y aura toujours quelqu'un pour piloter, ça c'est sûr. Voilà, moi ça me fait pas peur, hein, je vous le dis de suite. Hein. C'est au contraire, ça sera plus un outil qui va encore faire découvrir des artistes qu'on n'aurait pas découvert s'ils n'avaient pas ça. Hein. C'est un peu, rappelle-toi Ben et aussi Yannick, hein, les VST au début tout le monde râlait. Maintenant on a plus besoin de studio pour faire la musique, on peut faire ça avec un ordi. Alors aujourd'hui on est bien content de les avoir quand même, hein, ces artistes. D'ailleurs toi Matt, tu peux pas faire le parallèle là pour le coup parce que là on parle d'outils techniques qui vont reproduire des synthés existants ou ce genre de choses ou des manières de produire. Là on parle à la condition intrinsèque de la musique ou la condition intrinsèque de la peinture, c'est-à-dire la musique c'est de créer des notes, créer des émotions, des successions de notes. Tu peux pas dire à l'époque on a fait une révolution parce que aujourd'hui avec un Mac Studio, un casque et un écran, tu peux faire un album, et ce qui est vrai. Mais là ce dont on parle, c'est vraiment la condition intrinsèque d'une œuvre, c'est-à-dire sa propriété, sa condition de transmetteur d'émotions ou transmetteur de choses qui sont impalpables. C'est ça qu'on touche, c'est-à-dire finalement au propre de l'homme en fait, c'est-à-dire à l'envie de créer et de transmettre des émotions. Alors si une machine le fait à ta place, effectivement, même si tu lui fais un prompt en lui disant je suis dans un salon, je prends ma tasse de café, je me sens mélancolique, et là à partir de ce moment-là il va te faire une musique.
quid de toute façon, on verra bien ce que ça donne, hein, parce qu'on va y arriver. Hein. Donc ça, on n'aura pas le choix. Donc, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais on n'aura pas le choix. Voilà. C'est comme tout. C'est une vraie question philosophique. Bien sûr, c'est une question très, très intéressante. Je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui. Et ça serait bien après de refaire des émissions après, tu sais, dans 5 ans, dans 8 ans, parce que moi, si tu veux, qui suis technologique. Moi, je le vois d'un œil très positif. D'ailleurs, toi aussi, Ben, j'ai remarqué que tu étais très technologique. T'es un peu geek dans l'âme. Je sais pas chez Yannick, tu es toi aussi. Mais moi, je suis un gros geek, un gros nerd de voilà, parce que moi, mon père, c'était un Sharp Jadis 80 à la maison, un temps 10 000, après un Apple II. Bon, moi, j'ai vécu ça. J'ai eu la chance d'avoir ça quand j'étais jeune. Donc j'ai vécu grâce à mon père qui était un gros geek avant l'heure et moi qui forcément on a été un. Voilà, donc j'ai vécu toutes ces révolutions là, je les ai vécues et je me revois un prof, tu sais, au début des années 2000 quand Google est arrivé en fin des années 90. Le moteur de recherche, je parle. Hein. Au début, il y a Internet. Rappelle-toi, Jean, quand on était sur, il n'y avait pas Google. C'était quoi déjà? J'ai oublié le nom de ce moteur de recherche. Ouais, il y avait avant Yahoo, il y avait Alta Vista. Ouais, merci. Voilà, bien joué. Alta Vista, les gars. Mais même avant Alta Vista, tout ça. Et quand Google est arrivé, je me rappelle, ils interviewaient un prof d'université qui est ça. Puis le prof à l'époque, alors je sais plus ce qu'ils avaient dit. Et après ce même prof, je crois, il avait été interviewé il y a pas longtemps sur certains trucs par rapport à ChatGPT. Ouais, les élèves maintenant ils font des copies avec ça. Il dit mais vous savez, quand Google était sorti, c'était la panique à l'époque. Hein. Et on pensait que déjà que c'est. Et puis aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tout le monde est sur Google. Et voilà, on sait très bien que les gamins vont chercher des réponses et autres sur Google. Ben là, c'est juste un outil supplémentaire. Voilà. Donc on verra ce que ça donne dans plusieurs. Ça soulève, et c'est ça que j'aime. T'as raison, Jean. Ça soulève toujours des débats philosophiques. Ouais. Et t'as ceux qui ont peur. T'as ceux qui réfléchissent, et t'as ceux qui suivent le mouvement, cherchent pas à comprendre. Et c'est le tout de tout ça, en fait, qui fait que ça fait la richesse du truc, en fait. C'est intéressant. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui, par exemple, est réticent, bah, ça se trouve dans 4 ans, tu vas voir qu'il sera fond dedans. Donc. Pourquoi moi ça m'intéresse? Parce qu'en fait, je trouve que c'est la seule chose nouvelle depuis. Allez, les smartphones. Et encore. Oui, allez, les smartphones, on va dire que c'était nouveau. Donc les smartphones, c'est quoi? C'est le premier iPhone, c'est 2003 ça 2007. 2007 Premier iPhone. Premier iPhone. Ouais. Donc 2007. premier smartphone. Ouais, 2007. Donc ça fait plus de 15 ans qu'il s'est rien passé de nouveau. Donc du coup, moi je suis excité parce qu'il y a enfin un nouveau truc technologiquement. C'est du même avec Nico, parce que Nico disait dans la révolution qu'il y a eu dans la vie, bon, il y a eu justement le smartphone, Internet. Voilà. Il y avait Internet juste avant, et avant c'était quoi? Les synthétiseurs. En révolution, la musique, les logiciels où t'es pas obligé d'avoir une guitare pour faire de la musique. Bah oui, le Minitel. Ouais, Minitel, c'est petit. Non, mais français. je parle tu vois, oui, le Minitel, on peut s'en passer, c'était pas. Non, mais est-ce que c'était une révolution? Oui, parce que c'était avant Internet quand même. Hein. On était un des rares pays à avoir inventé Internet avant que ça arrive, quoi. D'ailleurs, Steve Jobs, quand il est arrivé en France, quand il a vu Minitel, il a pété un câble. Il a dit mais c'est génial ce système. Alors attends, tu vas rire la blague, mais avant le Minitel, il y avait un groupe de scientifiques qui commençait à travailler sur un système de relation entre ordinateurs en France. Et en fait, quand ça a été proposé au président de l'époque, je sais plus qui, ils ont fait non, on a le Minitel, quoi. Donc en gros, il y a comparé aux scientifiques à la DARPA aux États-Unis, on n'était pas loin, quoi. On aurait pu avoir Internet en France aussi, hein, très très tôt. Ouais, une ébauche, ouais, mais bon, c'est toujours pareil. Mais bon, on est en France. Voilà. Bon, on a eu une Minitel quand même. On va repartir sur la musique parce que on a notre pauvre. C'est qui? Pléo, il pète un plomb, il en peut plus. Il est fatigué, mais il veut à tout prix entendre. Il veut un peu de son. Allez, on va remettre un peu de son. On va mettre le Circuit Breaker. Mais c'est vrai qu'on n'a pas écouté beaucoup de musique, les gars. Ouais, c'est clair. C'est pour ça, là, je me suis dit, là, j'étais devant le truc, je fais, mais on fait quoi, là? Eh ben, alors, c'est parti. Mais nous parlons, nous échangeons des idées. Alors, il y a le juste souci, c'est que il y a Yannick qui est lui qui parle près de son téléphone, et toi, Ben, ton micro il est en arrière-plan, donc il y a une différence de niveau entre vous deux, je peux pas la régler. Ah non, attends, je me mets là si tu veux. Ouais, voilà, ouais, comme ça, mets-toi limite en arrière. Ouais, comme ça, je te mets au même niveau. Vas-y, parle Ben pour voir vite fait. Alors, est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tout est bon? Ouais, bon, tu seras plus fort que Ben, tant pis. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est comme ça, moi j'ai une grande gueule. J'ai l'habitude. Voilà. Parce que j'ai une grande gueule. Montez le son. Bah, il est à fond, hein.
Ah, on a Captain Moustache avec nous. Salut Fred. Oh Fred, ça va? Hello. Fred, j'ai encore rejoué ton remix, ta collab avec Def Clark. Hein. Très bon, hein. Captain Moustache, il a fait une collab avec Def Clark. Très très bon. Ah, mais voilà. C'est la petite machine jaune derrière toi? Eh ben non. Ah. C'est quoi alors du coup? C'est Nabel? Non, je l'ai fait, ce son, je l'ai fait avec l'Ambica. Ah ouais, d'accord. Ça sonne pas bien. Le morceau là est fait intégralement avec l'Ambica. L'espèce de bassline TB qui n'en est pas une mais qui ressemble beaucoup. Ouais. Mais ça et le synthé qui arrive dans un deuxième temps. Ah, le son il est fat, c'est vrai que je le voyais mal sortir. Non, je dis une connerie. La bassline TB elle est faite avec un synthé que vous voyez pas mais que je peux vous montrer parce qu'il est pas branché, c'est le phénol. C'est lui. Il est là. En gros, c'est un synthé modulaire mais avec des bananes. Ça là. Okay. Moi, j'arriverai pas à le lever plus parce qu'il est quand même. Oh putain. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Fais pas le con. Qu'est-ce que t'as fait tomber? C'est rien, c'est des câbles qui étaient posés sur un filtre. Il y a une petite boîte comme ça là, c'est un petit filtre maison qu'un pote nous a fait pour Trunkline et j'avais des câbles. C'est marrant ça, mais t'as même du matos maison quoi. Et tu nous montres ça que maintenant, tu sais. Ça, c'est du do it yourself. C'est même estampillé, je sais pas si vous verrez. Trunkline, putain, voilà, c'est bien, oh. C'est bon ça. Le track est bon aussi, hein, les gars. Ça, c'est un filtre. C'est un filtre, exactement. Ça fait très analogique, hein, c'est vrai. Hein. Avec la vieille snare en mode serre à 78. Il aime bien les klaxons de camion. Hein. L'Ambica en même temps il fait des klaxons. Hein. Pareil est magique. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bien, ouais. Ça, Pléo, il est content là. Et il a son son. Il va bien dormir après. Même avec nos voix dessus, il a monté au casque. Ah, attends, nos voix sont bien aussi. Oh. Comme ça, il nous a... C'est la version vocale. Il se régale, hein. Léo Mat aussi. Hein. Ça va le son par WhatsApp, Yannick? Ça va. Ouais, moi ça va super. Très bien. Il y en a qui demandent le titre, je l'ai noté sur les deux, sur Twitch et sur Facebook. C'est Circuit Breaker. Circuit Breaker. Pour info, c'était le nom de casseur de circuit. C'était le pseudo de, c'était un des pseudos de Richie Houghton. Tu le savais, Matt? Ah Ben, tu le savais ou pas? Que Circuit Breaker, alors pour la petite blague, Richie Houghton il y a 15 jours joue le morceau Work Dallas qu'on a passé tout à l'heure dans une teuf où on a été j'ai été tagué je crois dans la story avec Trunkline ou je ne sais plus par quelle raison j'ai vu cette story
et il avait un t-shirt Circuit Breaker. Et j'ai envoyé cette photo à Macéoplex en me disant putain regarde, il joue le track Chicago que je t'ai fait écouter la semaine dernière, et en plus il porte un t-shirt Circuit Breaker qui est le nom du single de l'album que j'ai sorti cette année. Petit prétentieux, mais non. Donc tu le savais pas en fait. Donc encore une fois de plus, tu fais des trucs. Attends, c'est le troisième. Hein, attends, ça veut dire que c'est Macéoplex qui t'a appris que Circuit Breaker c'est ça? Non, ouais, c'est vous qui venez de l'apprendre. Ah, ouais, d'accord. à l'instant, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis que c'est la troisième fois. C'est entre Dafresh tout à l'heure. Ah non, c'est pas. Après, c'était quoi l'autre? C'était le deuxième, c'était le titre. Ah oui, Promise Land. Promise Land, ouais. Promise Land avec Joe. Et maintenant, Circuit Breaker, tu savais pas que c'était un pseudo de. Non. Et en fait, Trunkline, c'était le premier nom des Daft Punk. C'est vrai? Bah non. Non, parce qu'il faut jamais croire ce que Yannick dit en fait. C'est un peu celui-là, les gars. En tout cas, c'est très bon. Ouais, tu peux l'arrêter. Ouais, c'est excellent. Là, ça fait l'unanimité. Donc, c'est, pour ceux qui demandent, c'est sur le Bandcamp. Alors, je sais pas, c'est issu de ton dernier album. Troisième. Qui est sorti au mois de mai sur Elom, le label de Macéo. Voilà, troisième sens sur le label Elom. Voilà, c'est ça. Elum. Donc, du coup, si on veut, pareil, c'est quoi? On va sur c'est le Bandcamp de Elum. Il doit en avoir. un. Ouais, carrément. Ouais, je te confirme. Donc, je le marque Elum. Donc là, faut quand même qu'on aborde le chapitre parce que c'est pas rien quand même. Parce que tout le monde parce que réclame. Macéoplex, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Alors attention, parce que quand même, tu as choisi dans tes morceaux. Oui. Voilà. C'est vrai. Alors attention, parce que là, j'ai quand même une anecdote sur ce morceau. Donc là, on est en train de passer un morceau de Macéoplex que tu as mis dans tes favorites. J'ai pas osé le couper, je suis obligé de le mettre du début. Je suis désolé. C'est une très bonne résolution. Voilà. Tu sais à quoi ça me fait Attention, Facebook, je vais être obligé de couper. Tu sais que ça me fait penser à un morceau de Clapton. Bon, ce morceau, anecdote. Ben, moi, je l'ai découvert que l'année dernière. Et pourtant, je t'avais appelé Jean de ce jour-là. Donc, en fait, faut que tu saches un truc, Matt, Yannick, voilà, que je suis très très deep house. Je joue de la deep house depuis quel âge? De tout temps. Depuis que j'ai commencé à mixer en fait, quasiment. Donc, et moi j'adore la deep, donc forcément j'adore énormément Macéoplex, pas mal de ses tracks. Et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant en 2012, je sais que je mixais énormément. Et l'année dernière, je télécharge le pack, comment ça s'appelle en allant sur Beatport. Ils ont fait une playlist des 100 meilleurs morceaux les meilleures ventes de toute l'histoire de Beatport en Deep House. Et je passe. Et là, d'un seul coup, je prends ce morceau dans la gueule. Ah oui, tu m'en as parlé, voilà. Ça m'en Je l'ai écouté, je vous mens pas, je pense plus de 20 fois à la suite. C'est-à-dire pendant plus de 2 heures. Parce que j'avais mon contrôleur et je comprenais pas comment j'ai pu passer à côté de ce morceau, et pourquoi pas en 2013 je l'ai pas entendu, pourquoi je l'ai pas entendu en 2014, pourquoi je l'ai pas entendu en 2015, bon bref, je vais pas tous les faire. Et là je tombe sur un morceau que j'ai encore écouté dans ma voiture il y a 2 jours. Voilà. Et ce morceau, alors on va en parler Ben, parce que je pense que voilà, on a beaucoup de choses à dire sur ce morceau. Mais juste, je l'ai remis un petit. Attendez, je coupe un peu encore sur Facebook. J'ai pas envie d'être. Je vais le remettre là, attends. Mais pour moi, ce morceau, il y a tout. Il y a assez. Regarde. Laisse le tourner. Ah oui, ouais. Je vais vous mettre la pochette quand même, si je la trouve. Qu'est-ce que c'est bon, putain. J'ai acheté en vinyle à l'époque. Putain, mais tu me fais baver, parce que j'aurais trop aimé l'avoir, mais je l'achèterai en vinyle celui-là. Obligé.
Oh là là. Bon alors du coup sur le morceau, parlons-en un peu quand même. Ben. Ouais, mais alors moi pour la petite anecdote, ce morceau, je l'ai acheté à sa sortie en vinyle. Ouais. Parce que j'adorais le groove et l'émotion derrière ce morceau. Et je connecte avec Maceo Plex il y a quelques années. Comment ? On commence à faire des projets ensemble, donc il me signe des morceaux, des EP sur son label, etc. Comment ça s'est fait, soyons précis. Comment ça s'est fait le premier contact ? Parce que c'est pas évident d'avoir... Le premier contact, c'était pour une soirée Tsugi au Trabendo à Paris. Tsugi me book pour faire un long warm-up de 3 heures ou 4 heures avant Maceo, où on était à 2 à jouer sur la soirée. Et puis, je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, je connaissais sa musique évidemment. Je fais mon warm-up, apparemment, alors moi je suis dans mon truc complet, hein, sur scène en train de jouer, je kiffe grave, c'est blindé, machin. Et puis en fait Maceo était déjà là depuis 1 heure avant de jouer. Et puis on me dit ah non mais il va pas reprendre tout de suite en fait, est-ce que tu peux encore jouer un peu ? Je fais bah ouais y a pas de souci, je continue à jouer, machin. Et puis, une demi-heure après l'heure prévue, Maceo reprend les platines, on se salue, machin, on se dit bonjour. Moi, je reste à la soirée parce que j'avais plein de potes sur place, machin, c'était bien la tête et c'était bien le feu au Trabendo. Et à la fin de la soirée, la soirée se termine, machin, et on se pose dans les loges au Trabendo avec Maceo. Et puis là, on commence à discuter, à boire un verre. Après son set... Et puis, voilà, il me dit putain, mais ton set c'était vraiment cool, ça m'a trop rappelé mes premières teufs des années 90, parce qu'il faut savoir que Maceo a quand même un background musical de ouf, hein, il a une culture quand même dans la musique électronique qui est assez énorme, il a bossé dans un disquaire dans les années 90, il a une grosse culture. Oui. Et puis voilà, il m'explique que putain mais il a trop kiffé et il me dit mais est-ce que tu peux m'envoyer des morceaux la semaine prochaine, j'aimerais vraiment écouter et s'il y a des trucs qui collent, vas-y, je te fais une sortie sur mon label quoi. Et il a tenu parole hein, parce que des fois c'est comme on dit, il y a un adage qui dit ce qui se dit la nuit ne se passe pas le jour. Et là en l'occurrence ce qu'il m'avait dit, il a tenu parole. C'est-à-dire que je lui ai envoyé 2-3 morceaux dans le mois qui ont suivi. J'ai fait un peu de musique et je lui ai envoyé. Et puis, il a commencé à jouer les morceaux et il m'a proposé mon premier EP sur Elom. C'était il y a peut-être 3 ans, 4 ans maintenant. Et voilà comment l'histoire a commencé avec Eric. Putain. Écoutez-moi ça quand même. Hein. Oh là là. Et quoi avoir je cours avec, hein, c'est-à-dire que c'est dans ma playlist running et c'est fantastique. Hein. Et Maceo, hein, que écoute, nous on espère peut-être l'avoir un jour dans une loge en interview, au moins backstage. Hein. Donc, ouais, parce que ça avait pas été possible la dernière fois à la Family Picnic. Ouais, enfin. Mais maintenant la prochaine, on se débrouillera de lui faire au moins une interview backstage. Et en plus, Maceo, ce qui est chouette, si vous voulez regarder, quand tu parles de sa culture, de son background, donc on parle souvent de Tomorrowland, du festival Tomorrowland, ça revient, des fois on en parle tout ça. Et j'ai expliqué que tu vois, Tomorrowland, bon, t'as la face avant vachement commerciale, avec les scènes de ouf et compagnie, avec où t'auras tous les artistes, mais à côté t'as les petites scènes. Et dans les petites scènes, tu peux te retrouver avec Maceo Plex qui mixe vinyle, old school. Il y a un set sur internet, vous tapez Maceo Plex Tomorrowland vinyle set et voilà. Et il joue du Laurent Garnier en vinyle, tu le vois. Et tu sens que le bonhomme, voilà quoi. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de le rencontrer, donc écoute, hein, on wait and see. Mais ce morceau, on est pas mal du coup, on est pas mal connectés. On en parlera après. Depuis Tsugi, hein, et puis j'ai eu la même bookeuse que lui pour l'étranger et on a fait pas mal de dates ensemble. On s'est retrouvés même à jouer pas mal en back-to-back, tu vois, sur des grosses scènes, machin. Cool, ça. Et il m'a ressorti le Love Somebody Else dans un back-to-back, justement, où on jouait je ne sais plus où.
Et je me suis repris ce morceau genre 7 ou 8 ans après l'avoir acheté en vinyle. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est vrai, je l'ai ce disque. Ouais. Je l'avais oublié aussi, en fait. Et parce que, bon, moi, il fait partie de mes grands favoris. Et c'est un truc de fou, hein, c'est que de le découvrir 10 ans plus tard. Alors que et il y a un deuxième morceau qui m'a fait ça, c'était le You Make et Secret Cinema. Comment il s'appelle? Ouais, moi, c'était Tata Yo-Yo. Ouais, tant mieux. Ouais, mais ça, c'est moins grave, ça. Tu peux, ou Papa You, Lélé, hein, de Papa You aussi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal. Mais en boucle, Lélé, en faisant mon running. Ouais. C'était le Anxious on Demand de You Make et Secret Cinema. Je sais pas si vous connaissez ce morceau. C'est Anxious on Demand. Je vous mettrai ce morceau. D'ailleurs, il porte bien son nom. Et c'est pareil. Je l'ai écouté 10 fois, 15 fois. La première fois que je l'ai entendu, je l'ai écouté après. J'ai acheté le vinyle par contre. j'avais pas pensé que le Love Somebody Else existait en vinyle. Et là, je viens de le comprendre qu'il existe en vinyle, donc je vais le commander sûrement dans la semaine. Ah oui, tu peux. Il y a Papa You remixé par Derrick May aussi. Mais ça, c'est vraiment sous le manteau. Ouais. Mais après, si tu es fan de ce morceau du Love Somebody Else, il y a aussi pour moi, pareil, on s'est retrouvé à jouer dans un after avec Maceo où il aime bien faire ce genre de phase là, comme le Love Somebody Else dans ses sélectas. Et il m'a sorti un track que je rejoue de temps en temps aussi, qui est assez dingue, qui est sorti sur Elom aussi, qui s'appelle Baby TV, New York is Alright. Attends. Et ça, c'est juste la folie, quoi. Il faut que je retrouve la bonne version, par contre. Écoute, je cherche avec toi. J'ai des demandes. En tout cas, là, ce morceau-là, il fait vraiment penser à toute l'époque Strictly Rhythm, toute l'époque. Alors on a. Tu vois, Baby All Night. Alors c'est le. Attends, je te l'envoie. C'est le Black Spoon, je crois. Putain, il y a plein de trucs en même temps. Sur Facebook, donnez-moi quelques instants, mais j'ai bien capté ça pour le Dance to Death avec Manu et tout ça. Donc ne bougez pas. Non, juste je rebondis parce que sur Twitch on a un petit débat, c'est que ça gronde en disant que ça c'est pas du tout de la Deep House. Alors j'ai dit c'est quoi alors? Et du coup, bon, moi je suis pas d'accord quand on dit que c'est de la Tech House, pas du tout d'accord. Non. Non. Mais carrément pas. Non. Enfin, vous pouvez chercher. Ça fait penser. On classera dans le Deep House à la fin quand il arrive. Ça fait penser. Moi, je dirais que c'est de la house au sens général. Ouais, voilà, c'est ça. House. Attends. House Soulful. Parce qu'en fait, c'était, si tu réécoutes bien les premiers Reese Project, donc c'est-à-dire Kevin Saunderson après Inner City, enfin pendant Inner City, mais il faisait des projets solo. C'était ce son-là, mais avec une rythmique un petit peu moins groovy. Il y avait un petit peu moins de groove. Et à l'époque, on appelait ça de la techno house ou de la house sans forcément préciser plus. Mais c'était pas de la deep house non plus, effectivement. Attends, Ben, tu peux m'envoyer le nom, la version du mix? Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs versions de ce morceau. Je pense avoir trouvé la bonne, mais attends. Si c'est la scène, tu m'envoies le lien, ok? Et je peux pas le préécouter parce que j'ai pas assez de niveau versus pour vous écouter. Ouais, non, mais tu me l'envoies et on l'écoutera ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que ça rapproche plus de la house music. Hein. C'est de la house music comme ça en effet. Oui, voilà, c'est vrai que ça s'appelait. Je te l'ai balancé sur WhatsApp. Ouais, ça marche. Allez, on va écouter. Et après, pour classer ces morceaux, de toute façon, faut pas oublier que les temps changent. La Deep House de 90-92 n'est pas la même Deep House que 2000. Et n'est pas la même Deep House que 2010. C'est comme la House. La House, elle est toujours là. Il y en a qui vont dire ouais c'est la house, mais la house a un petit peu évolué aussi. C'est-à-dire que tu sens quand même que la façon de la faire. Faut pas oublier que la deep house c'est un dérivé de la house music. Oui bien sûr. Avec Mr Finger, Can You Feel It, qui était le premier titre qu'on a qualifié de deep house et c'était en 87. Ouais. Donc bon, c'est toujours délicat. C'est pour ça, donc ça change. Parce que c'est cette version. Du coup c'est celle que tu m'as envoyée, ma Ben. Alors je te dirais que ça a l'air d'être la bonne version parce que je reconnais le pied de. Ouais, c'est celle-là. Wow. On est dans un truc un peu plus dark. Ça me plaît. Et qui est vraiment chambé à mon goût. Un peu plus Marielito et Maitrik. Voilà, pour le coup, c'est Marielito là. En fait, après, ça part avec une voix. Ouais. On dirait que c'est hyper compressé. Hein. On dirait que c'est compressé un peu comme avec le fameux compresseur Alesis de l'époque. Là. Tu es
peut-être. Je pense pas qu'on soit coupé sur ce track, mais je vais peut-être le couper un peu sur Facebook au cas où. Ça, c'est la face sombre que j'aime chez lui. Qui est trop souvent oublié parce que j'ai écouté en plus cet après-midi un mix de lui où il passait que de l'électro et que des sons comme ça. Et il avait joué, je crois, en Allemagne. L'ambiance elle y est, hein, tu sais, elle est posée l'ambiance. Hein. J'adore jouer ce morceau. Faut savoir le placer, mais quand tu le places, c'est très très cool. Ouais, attends, faut que je me le rajoute dans la liste là. Facebook ? Ouais. Faut venir sur... Je le remets un petit peu, mais bon. Bon, je pense que ça. Ouais, mais bon, la dernière fois on avait dit ça, on s'est fait. C'est lui, non ? C'est sa voix ? Là, il y a un petit saxo qui va arriver. J'adore cette ambiance. Hein. Ouais. L'ambiance elle est posée là. Faut écouter. Ouais. Grave. Bon, et ça c'est de la deep house ou pas alors? Non. C'est de la tropical house. Tropical. Tropical house, putain, j'avais oublié ça. Ah oui, quel est le titre? Oui, voilà, ça c'est important. TV Baby, New York is Alright, Black Spoon Minimal Dub. Oh la vache, putain. Il est bilingue le gars quoi. Ouais, presque ouais. TV Baby, New York is Alright, Black Spoon Minimal Dub. Yeah man, il a deux langues pour de vrai. I'm free language. Elle se mélange les deux là, comme ça. Yeah, free and in English, no problem. You can speak with me. Yo, what do you want? Je suis à New York. We can continue only in English if you want. Wow. Ouais, voilà, c'est très très bien. Alors par contre c'est sur TV Baby, donc c'est un pseudo que je connaissais pas. Mais je pense pas que ça soit lui. Alors il a signé ça sur son label, ouais. Mais je ne pense pas que ça soit lui. Non, c'est pas lui. Parce que je vois DJ Kick massé au Plex, effectivement. C'est ça, c'est un morceau de la sélection du mix, quoi. Mais si c'est quand même lui, parce que regarde, si moi je l'ai ajouté dans iTunes et il me l'a trouvé. Alors comment ça se fait qu'il me l'a trouvé? Afficher les crédits.
New York is all white, Black Spoon, Minimal Dub, mix. Attention, il mène l'enquête. Ah, yes, c'est un mix en fait. C'est ça, c'est un DJ Kicks. C'est un mix. Et DJ Kicks, c'est bien Macéoplex. Tu le savais, Jean? C'était encore en pseudo à lui? De quoi? DJ Kick. Non, DJ Kicks, c'est des compiles en Non, fait non, qui pas du étaient tout. mixés. Ah oui, Et d'accord, en fait, c'est des noms de compiles. D'accord, Macéoplex. oui. T'avais plein D'accord. de super artistes. C'était des compiles d'ailleurs qu'on vendait à la Fnac. À Oui, l'époque, bien sûr, dans des boîtes- ouais, dans des DJ Kicks, boîtiers en oui, je me métal. rappelle. Ça, c'est excellent. Voilà, et du coup, Macéo, encore des projets avec? Mais oui, il y a des trucs dans les tuyaux. Là, lui, il a son prochain album qui sort incessamment sous peu. Il est en train de le terminer, que j'ai eu la chance d'écouter et qui me plaît beaucoup. On revient justement sur des trucs très un peu dans l'esprit de ce qu'on vient d'écouter, et ça me plaît grave. Et puis oui, il y aura sûrement des trucs l'année prochaine. Alors je peux pas trop en parler, mais on essaie de bosser sur des trucs. Ouais. Bon, ben c'est bien. Bon, ben voilà tous les Parce que mystères sur le chapitre Macéo, Macéo, forcément, au moins, les gens, hein, donc ça, un remix si que la j'ai adoré. curiosité- Il y a un remix que j'ai adoré qu'il a fait il y a pas longtemps. Un des derniers qu'il avait fait, c'était le remix de Faceless, hein. Insomnia. Oui, Insomnia. Ah là là, putain aussi. Hein, Jean, quand il avait mis là. C'était à quoi? C'était lui elle a qui fait l'avait un joué. pique- ouais, elle a fait une pique-nique quand on n'avait pas pu l'interviewer. Il avait oublié ça avec les USB en plus, donc c'était un peu compliqué. Et c'était c'est bon quand même. Mais de toute façon, Macéoplex, on pourrait en parler parce que entre tous ces pseudos, toutes ces prods. C'est comme le Future Music, hein, tu sais, dans Love Somebody Else. Ce qui est rigolo en plus, attends, je finis. C'est que je vais jouer les autres morceaux de l'EP. Future Music. Donc Future Music, j'ai adoré ce morceau, mais j'ai jamais capté qu'il y avait sur le même EP cette espèce de bombe atomique, quoi. Voilà. Alors, on nous a réclamé sur le. Un peu de Mad Ben, c'est ça? Pour en ouvrir, musique non, pour ouvrir un peu un autre chapitre, c'était que tu avais collaboré avec Manu le Malin en 2018. Donc, c'est malin ça. On nous demandait ça. Ouais. Et ben ouais, carrément. Et Manu. Si tu peux un peu nous parler justement de tout ça? Sur le premier album que j'ai sorti, donc qui s'appelle Fréquence, on a fait un morceau avec Manu et avec Julia, Rebecca Warrior. C'est ça. On était à 3 sur le projet. Et du coup, ça a été Manu, c'est un pote depuis plusieurs années. C'est l'affiliation avec Astropolis. On s'est connus avec Astro. Et on a fait cette espèce d'ovni là que vous avez lancé. Qui est, je pense, le morceau le plus streamé de ce que j'ai sorti sur les. C'est quoi celui-là, le morceau? C'est Dance to Death. Et c'est quel album? Griff Dance to Death. Et parce que en 2018, j'ai Fréquence et The Ceremony. Pour la pochette. Alors c'est l'album Fréquence, ouais. Ok, que je mette la bonne pochette quand même. Et du coup, on a fait ce morceau avec Julia. On a travaillé avec Manu dans mon studio à Paris, là où on était avec Annie. On a bossé toutes les rythmiques. Et après, on a donné carte blanche à Julia, qui est une pote, pour qu'elle écrive un texte, qu'elle chante. Et elle a même rajouté quelques synthés, notamment la ligne de basse qui est dans le morceau. Celle-là, là. C'est elle qui nous l'a envoyé. Donc celle qui a fait la basse là. La ligne de basse là, ouais. Elle nous a envoyé une bonne partie de la ligne de basse, on l'a rebossé et en fait ça a été vraiment un échange tripartite quoi. C'était excellent à faire avec Manu et moi en studio et Julia à distance. Ah, ça c'est créatif ça. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne. On avait fait un chouette aussi à l'époque de la sortie. Ce que je vois c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. C'est excellent. I sentence you to Ça mériterait dans une BO de film ou d'une série, hein, sans problème. Hein. Ouais, mais je vous invite à aller regarder le clip. Vous allez comprendre que ça marche bien à l'image. Il y a un clip? Allez. Il y a un truc sur YouTube. Et en fait,
on s'est inspiré de plein de choses sur ce morceau avec Manu, sur le traitement des voix. Pour la petite anecdote, la façon dont on a traité l'entrée de la voix de Julia quand elle chante en français, on s'est inspiré d'un morceau de Prince. D'accord. Grief. Et là, il y a le côté Manu qui va parler. C'est que de la douceur. Stupide motherfucker. J'aime bien l'accent avec l'accent, tu sais. Le clip a l'air mortel. Alors, est-ce que je mets un extrait? Excellent, hein. En tout cas, c'est atypique, ouais. C'est vraiment un ovni, ouais. C'est génial. C'est un ovni complet, ce morceau. Et je pense que c'est ce qui a fait son succès. Bah, grave. Alors, attends. Hop, on va faire ça. Au revoir. En tout cas, c'était drôle de voir Manu au studio avec Benjamin faire des allers-retours, venir, repartir, machin, parce qu'en fait, on avait 2 cabines. Du coup, c'était marrant de les voir. Ça matche bien alors. Il y a d'autres collabs de prévus avec Manu ou pas? Écoute, Manu, c'est un pote. Il est venu faire le Hellfest chez moi l'année dernière. Il est venu passer le week-end. J'avais pas encore mon nouveau studio, mais on s'est dit qu'on allait se refaire une session studio ici. Ah, parce qu'ils devaient faire du son avec Antoine aussi. Ah bah ils ont leur projet, Volviz avec Antoine. Wolves, ouais. Je passe un peu le clip, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des trucs assez rigolos. On va les écouter. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison, aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de Qui a réalisé le clip? Aucun sens à l'univers, aucune décence. C'est une agence à Paris avec laquelle j'ai bossé qui s'appelle Noblade. La société est une salope, le capital un enfoiré. Il faut brûler les policiers. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Ça a pas été censuré? Il n'y a pas de montagne, non. Il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu. Je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous. Mais le clip, 5 ans plus tard, il est tellement d'actualité encore. Je passe un peu. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement, sacré projet, hein, parce que c'est du gros budget, là, c'est clair, comme ça. Ouais, ça plaisante pas, hein. C'est franchement bravo, hein. Tourné où? Ah là, le clip, ils ont bossé, mais les mecs qui ont fait ça, c'est des cadors. C'est des cadors dans leur style, tu vois. Ça a dû coûter un bras. En post-prod, en effet, le mec qui a bossé là-dessus, il est tellement bon, quoi. Ça a été tourné où? En Normandie. D'accord. On nous a demandé de parler de Mathieu d'Astropolis. Oui, bah Mathieu, paix à son âme, hein, paix à son âme, qui est décédé il y a pas longtemps. Donc ouais, grosse pensée pour Mathieu, qui était le partenaire depuis le début de Gilda d'Astropolis, les deux précurseurs du festival en fait, hein, les 2 personnes qui ont monté le festival et Astropolis dans les années 90. Ok. Je vais peut-être reprendre mon interview, moi. Hein, parce qu'on a fait freestyle là. Je vais te poser la question Back to the Past, Ben. Ouais. Donc tu sais, tu t'installes dans la DeLorean
comme dans Back to the Future. Ouais. Tu peux choisir une date et un lieu, vécu ou non. Tu choisis où et quand. Tu as un choix. Alors, vu qu'on est dans le contexte de parler de la teuf et tout ça, je dirais, allez, ma première I Love Techno. Tu retournerais la vivre? Ouais, je retournerai la vivre une nuit là-bas, à l'époque, avec les mêmes potes, avec les mêmes, avec une oreille. J'aimerais bien retourner avec mon oreille d'aujourd'hui, en fait. Est-ce que ça serait mieux ou pas? Eh ben, il faudrait le revivre pour le savoir. Il faut appuyer sur le bouton alors. Ça l'IA, c'est pas encore le faire, mais bon, peut-être. Non, pas pas pour l'instant. Non, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, ouais, je pense que je revivrai ça, ouais, pour le kiff. Alors, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la musique électronique actuelle? Dans la musique électronique actuelle, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il n'y a plus de barrières. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me souviens avoir reçu quelques critiques de personnes parce que je jouais trop de classiques ou trop de morceaux différents dans mes sets. Aujourd'hui, il n'y a plus, comment dirais-je, c'est une sorte d'élitisme finalement où on te dit si tu joues un style de techno, mec, faut que tu me joues 2 heures de ce style et t'as intérêt à avoir digué. À l'époque, c'était ça, tu vois. Maintenant, tu peux jouer un set où tu vas jouer de la techno de Détroit avec de la techno de Chicago et de la house ou deep house, appelons-la comme on veut. Si c'est bien fait, les gens vont surkiffer en fait. Ouais. Moi, j'aime bien ça parce que, comme on se le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveaux producteurs qui sont un peu inspirés, qui essaient de revivre ce qu'on a vécu dans les années 90, mais avec une nouvelle façon de le faire. Et il n'y a plus les barrières, même si... À l'époque, moi j'ai souvenir que dans les teufs où je sortais ou dans les clubs, il y avait un warm-up house, après ça montait techno, ça pouvait partir art techno et ça finissait trance, tu vois, il y avait cette diversité dans la musique qu'on écoutait, mais pas forcément dans un seul set d'un artiste. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et voilà ce que je retirerais moi de toute cette nouvelle génération qu'on peut écouter aujourd'hui, c'est le fait de casser un peu les codes et d'ouvrir un peu les barrières entre les différents styles de musique électronique. Très bien. Et alors, si tu veux, à l'inverse, alors là, je vais être plus précis. Hein. Qu'est-ce qui te dérange dans la scène électronique d'aujourd'hui? Je suis précis. Hein. En fait, ce qui pourrait me déranger et ce qui me dérange, c'est pas tant la scène, parce que la scène vit parce qu'elle fonctionne comme ça actuellement, mais c'est plus la place qu'ont pris les réseaux sociaux et le formatage des réseaux sociaux à l'encontre de l'art qu'est de composer de la musique, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des artistes qui cartonnent sont des artistes qui vont publier tous le même genre de contenu sur les réseaux sociaux, qui vont avoir des formats très réseaux sociables. Donc en gros, on ne poste que des drops de morceaux ou des breaks qui durent 20 secondes, 30 secondes. Et les gens, sur un extrait de 20 ou 30 secondes, vont se faire une image, un avis d'un artiste qui est complètement biaisé, parce qu'on est juste en train de filmer 20 secondes d'un set. Et c'est intéressant parce que je discute avec des personnes qui ont surkiffé, par exemple, des artistes sur les réseaux sociaux de ce qu'ils ont pu en voir, et qui, une fois qu'ils se retrouvent dans une soirée à aller l'écouter, me disent « Putain, mais c'était naze en fait. L'extrait l'extrait de 30 secondes des réseaux sociaux, ça cartonne, mais si t'écoutes 2 heures de son set, en fait, c'est chiant comme la pluie, quoi. » Et aujourd'hui, tout s'est formaté sur cette omniprésence des réseaux sociaux et qui est devenue une façon de vendre un profil d'artiste plutôt que l'art qui est censé représenter l'artiste. Eh bien, c'est bien clair. Hein. Oui, je pense que... Oui, alors, c'est vrai que quand on pose cette question, quel que soit le profil de la personne, son niveau de... Tu vois, parce que
Ce sont des cycles aussi, hein, le succès. Il y en a qui ont un succès, qui en ont un peu moins, d'autres qui montent, etc. Il y a des différentes générations, mais ça revient quand même globalement plus ou moins la même. Voilà, c'est vrai que autant que la technologie, le son, il y a des vraies avancées. Autant que sur la scène en elle-même, c'est vrai qu'il y a des. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais après, les artistes n'y sont pour rien, c'est-à-dire que j'ai envie de te dire qu'ils font ce qui fonctionne. Exactement. C'est-à-dire que l'écosystème de la musique électronique aujourd'hui, si tu veux en vivre, est quand même vachement celui-là, tu vois. Et c'est un truc qui fonctionne. C'est un business model finalement quelque part, comme une entreprise peut en avoir un. Tout à fait, ouais. Après, c'est pas quelque chose. Là, on parle de la France. Après, c'est les cartes sont rebattues différemment selon le pays. Oui. Après. C'est ce qui est un peu rassurant. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller jouer dans plein de pays là ces 3-4 dernières années. Et c'est pas du tout la même chose d'un pays à un autre. On est tout à fait d'accord. Bah, tu vois, ça me fait. Tu vois, la soirée qu'on a fait dimanche, parce que dimanche, là, j'ai dans un concept de soirée assez spécial, hein, c'était tartiflette et techno. Voilà. Il y a qu'à Béziers qu'on trouvera des. Et soirée très sympa, ça commençait à midi, donc c'est un dimanche après-midi en fait, c'est de midi à minuit. Et franchement c'était cool, tu peux venir avec les enfants et tout, et t'avais de la techno, donc voilà, de midi à minuit. Donc moi j'ai fait un set en mode cool, parce qu'en fait j'ai 2 pseudos, j'ai Benjamin le Dauphin quand je joue Deep House, justement quand je joue cool jusqu'à, on va dire quoi, techno gentil on va dire, hein. Et après j'ai à Benjamin le Requin, hein, voilà, où là ça plaisante pas, quoi. J'avais fait les deux. Et là, il y a un gars qui, pendant qu'on discutait, genre, il y a un petit jeune qui vient me voir, et puis il me fait, faut qu'on discute d'un truc quand même. Je sais pas pourquoi il me parlait de ça comme ça. Et il me dit, trouve pas que les gens, ils écoutent plus de musique aujourd'hui? Et là, je le regarde comme ça, j'ai fait, ouais, mais là, t'es en France. J'ai fait, donc, tu peux pas savoir. Parce que si tu sors des frontières, tu vas en Espagne, en Angleterre, même en Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Voilà, tu verras que les gens écoutent de la musique. Donc, ce que je pense qu'il voulait me dire que les gens, ouais, ils écoutent la merde qu'on leur donne et tout ça. J'ai dit, oui, mais t'es en France. Voilà. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Alors, ça veut pas dire qu'on est nul aussi en France, mais après, globalement. Il y a des régions. C'est-à-dire qu'il y a la France et il y a des régions. Donc, en fait, c'est vrai que si tu bouges un peu, tu t'aperçois que le public est différent. Celui qui a la meilleure réputation, c'est le public de l'Ouest. Donc, tout ce qui est Bretagne, Normandie, tout ça. Une scène très, très pointue, très intègre, on va dire. Et ça revient très, très souvent. Et tu le vois avec le festival, justement, Astropolis. Nous, on est un peu c'est le plus vieux festival, hein. Ouais, exact. Nous, on est la région, là, peut-être une des plus sinistrées, on va dire. Alors, petite question. Est-ce que tu sais comment 14 Hunger appelle le sud de la France? Le techno au-dessus de la France. Attends, le sud, attention. C'est hors Marseille, hors Toulouse. Ouais. C'est-à-dire. Entre Marseille et Toulouse. C'est voilà, mais c'est hors Marseille, hors Toulouse. Faut préciser quand même. Voilà. Bah, il appelle ça le Kosovo de la techno. Ah ouais. Bon, pour des raisons à lui, hein, on est un peu dur, on est un peu dur avec nous-mêmes. On y est nous, on est en plein dedans, donc on vit dans le Kosovo. D'ailleurs, il y vit lui aussi, c'est pour ça aussi mais vous voyez demain là, à Montpellier, je vais voir CJ Bolan, comme j'ai dit, mais j'ai halluciné que les orgas, moi c'était notre idée au départ, on voulait faire des trucs comme ça. C'est back to real techno, ça devait être, ils appellent ça comme ça, nous c'est exactement l'idée qu'on avait. Mais on a essayé de faire 3 petits trucs, et en fait on s'aperçoit que ça n'intéresse personne. Alors j'espère que demain, Montpellier va me faire mentir et qu'il y aura du monde, mais j'ai peur qu'il y aura personne. C'est au Dièse, hein, pour info, demain, parce qu'il y en a qui veulent rejoindre. Si vous voulez écouter de CJ Bolan, c'est au Dièse à Montpellier. Bon, moi je me lève à 6h30 le lendemain matin, donc je serai pas de la partie, mais sinon je suis revenu quand même. Mais c'est vrai que c'est. Oui, en sortant. Ouais, voilà, non, laisse tomber. Et mais c'est vrai je l'ai que. fait à l'époque, ça. Alors que si tu envoies CJ Bolan en Écosse, aux Pays-Bas. Tu vas blender un festival, tu vas avoir des milliers de gens qui vont y aller, c'est évident. Mais nous on n'a pas ce truc là, quoi. En tout cas dans la région. Je sais que les Belges, ils entretiennent leur mémoire beaucoup avec des soirées revival, avec avec tous les grands, quoi. Les Allemands, je sais pas, je crois pas trop. Les Pays-Bas, oui. Royaume-Uni, beaucoup. Mais c'est vrai que nous c'est un petit peu faut faire la fête à Rennes, dit Marco. C'est vrai, venez en Bretagne. T'allais dire quelque chose, Yann?
Oui, je disais, venez en Bretagne. Ouais. Moi, je suis à Brest. T'es à Brest, toi ? Nous, on est à Astropolis, tout va bien. Ah, c'est un Brestois, quoi. Bah ouais. Ah, c'est bien ça. Bon, t'as pas Mais trop le subi problème la en tempête, France, toi, en là ? vrai, T'as c'est pas eu que- la tempête, là ? Ah si, moi, il a soufflé 157. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Oh, putain, ça dû c'est te régaler. chaud. Oh. T'avais des vagues chez toi, quoi. Qu'on tapait dans ta Ouais, maison. grave. Ah ouais. T'es pas loin de du front de mer. mer ? Non, moi je suis à l'ouest de Brest, qui est déjà bien à l'ouest de la France. Mais non, je suis dans un quartier résidentiel à l'ouest, et en fait j'ai même des amis qui étaient plus encore à l'ouest. Ils ont pris 190. Oh là là. Mais là, t'as le toit c'est pas possible qu'il s'envole. Eh bah tu t'accroches ton slip, hein, parce que effectivement ça souffle fort. Wow. Et même moi ici, qui a l'habitude des tempêtes, hein, enfin moi ça, j'ai vécu à Paris 15 ans, mais je suis brestois d'origine. Et là, je suis revenu à Brest depuis 1 an, et même moi, enfin, en ayant vécu des tempêtes, moi, ça remonte à 87. La dernière grosse tempête, c'était 140 km/h. Là, 157, tu les sens. Wow, la baraque, elle a pris cher. Ah ouais. Dans la tronche, mais elle a tenu, donc ça va. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Parce que déjà, quand ça monte à 70, 80 ici, moi, je pète un plomb. Mais là, c'est 2 fois plus. C'est affreux. Ah non, mais ici, c'est 100, 110. En novembre, généralement, les tempêtes, c'est 110, 120. Ici, ça va. Mais c'est normal. Ouais. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas habitués. Bon, on n'est pas loin de la mer, nous aussi, hein, mais c'est pas pareil. Non, mais nous, c'est la Méditerranée, c'est pas l'océan. C'est peut-être pour ça qu'on aime aussi les trucs un peu plus techno aussi en Bretagne. C'est ça, ouais. Ouais, c'est possible aussi. C'est énervé, ouais. Ouais. Et puis qu'on a. C'est le détroit de la France, la Bretagne. Il y a le Kosovo, on va. C'est quand c'était trop cool, je sais plus quoi, mais il y avait des études sociologiques là-dessus. Si tu vis dans un environnement qui est trop cool, t'as moins de créativité. C'est pas une règle de scientifique, hein, mais il y a une tendance sociologique, on va dire. Ah bah moi je peux te dire, il pleut tout le temps et pourtant j'en sors pas des tracks. Hein. tu fais pas partie de la règle. Ah, il y a Jean-Marc qui nous dit il y a des trucs hype en France, French Touch, mais pas de culture techno vraiment enracinée. Non, c'est vrai. Ça a toujours été le cas. Après, on a quand même, attention, il y a un public averti. Il y a toujours été là, mais c'est vrai que globalement, quand je revois lui qui me dit les gens écoutent pas de musique, hein, tout ça, je fais mais ça a toujours été le cas. Hein, tu sais, les gens écoutent encore que François aujourd'hui. Hein, quand tu sors, ils attendent tous. Toujours après en France, après on a peut-être parmi les meilleurs talents au monde. Oui, c'est ça. Après que la guerre soit passée, il y a toujours des trucs qui sortent et des fois on va plus loin. Mais avant que la guerre soit déclarée, si tu veux, avant, il y a pas vraiment de pionnier, quoi. C'est vraiment toujours un peu après la guerre, quoi. Après, ce qui est rigolo, en parlant de pionnier, j'ai vu une photo passer. J'aimerais bien vous la retrouver de Thomas Van Galter qui était en studio il y a pas longtemps. On a Loloman avec nous. Salut Lolo. Ah ben Loloman. Et donc Thomas Van Galter en studio. Alors c'est pas parce que il reprend. C'est surtout, je voulais montrer la photo du studio de ton. Impressionnant. Et d'ailleurs, vas-y. Je vais essayer. En revenant à cette histoire, mais les Daft, quand ils ont percé, ils ont signé sur un label quoi ? Un label écossais. C'est Soma. Oui. C'est dingue quand même. Oui. Donc, mais je pense qu'on a un sérieux problème avec la musique instrumentale en général, je pense, en France. On n'aime pas quand il n'y a pas de paroles. Il y a un petit souci. Il y a eu du temps entre l'explosion, si tu veux, tu vois, donc Daft Punk et et Around the World à la télé en boucle. Et le fait, moi je me rappelle que j'avais entendu Rolling Ice Scratching sur l'Echo des Garrigues, c'était en mode le soir à 2h du mat. J'ai dit tiens, c'est bizarre ce morceau acide, très Chicago même. Il y a un truc différent, c'est bizarre. Je sais pas, il y avait un truc un peu différent. J'avais pas trop apprécié au début, j'avoue. Mais c'était bien avant leur succès, quoi. Tu vois, c'était genre largement un an avant qu'ils soient connus, à peine connus, quoi. Même peut-être 2 ans. Je me rappelle, la première interview, c'était dans Coda en 94, mais ils étaient inconnus au bataillon. Non, ouais, c'est clair. Là, je la retrouve pas, la photo, dégoûté. Puis après la musique électronique, vu qu'en plus on était inspiré par la musique américaine en anglais, quand il y a eu la loi Tout Bon qui a imposé aux radios de diffuser au moins, je crois c'est 50% de musique avec des paroles françaises, alors on était baisé déjà, tu vois. Ouais. C'est de là qu'est venue la blague de Garnier sur le clip Flashback. Exact, oui. Tu vois, si tu veux. C'est quoi ce bordel? Si tu veux percer en France, tu chantes en français, quoi. Tu vois. On est en France, monsieur. Mais et surtout que pour les quotas, c'était pour les quotas officiels de la radio. C'est ça, la loi Tout Bon. C'est génial quand même. Et donc ça, du coup, la musique électronique, du coup,
l'export de la musique électronique française a été un peu tout de suite un peu mis un peu sur le parce que tout le monde les producteurs en France ils mettaient de la musique en anglais parce que c'est ce qui s'exporte le plus quoi, l'anglais. Donc bien sûr. Ah, alors ça fuse là sur le. Jean-Bière nous dit il y a aussi des soirées particulières en Bretagne. Demande à Ben de te raconter Pont-l'Abbé, la chambre avec les papillons et le public survolté. Ouais, là il y a du dos. Non, mais évidemment qu'il y a des soirées. Il y aura toujours des soirées particulières partout en vrai. Hein. C'est le propre de. Moi, c'est ce qui me fait aimer aussi ce boulot. C'est qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de routine, tu vois. Tu peux te retrouver dans des trucs parfois complètement improbables. Ça m'est arrivé de me retrouver à mixer dans un sous-marin. Ah ouais. Je veux dire, ou dans des spots complètement ouf, au milieu du désert. Oui, il y a des trucs improbables et c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais en fait. Et ça peut fun. être dans le bon comme dans le mauvais sens. Hein, c'est grave. Et des fois, t'as des bonnes surprises. Clairement. Tu sais, on a joué derrière Rachita, je te signale. Hein. Ah ouais. Par exemple. Et ouais. Ah, c'est un personnage iconique. Ben ouais, Feu Rachita également. Mais on s'est retrouvé sur un festival où en fait on jouait sur la même scène que Rachita. Donc il y a eu Rachita, après il y a eu Lysisteria qui était un groupe de rock, enfin de métal. Et nous on jouait juste derrière en live. T'imagines ? Clôturer la scène. Et en fait, ça a fonctionné quand même, quoi. C'est génial. Mais c'est ça qui fait le charme de ce boulot, quoi, et de cette passion. C'est d'être confronté à des choses que tu ne vivras jamais deux fois de la même façon. On tente un peu de loin, Ben, je crois. Là. Oui, c'est pas ça. C'est parce que je me suis un peu reculé. Ouais, non, mais c'est aussi parce que je baisse le micro. En fait, j'ai mes jambes qui commencent à s'allonger sur mon caisson de base, du coup ma tête part un peu. Ouais, mais en fait c'est surtout parce que Yannick est plus fort que toi, donc je suis obligé de jongler avec le potard à chaque fois. Et voilà, donc du coup là, faut que je remonte quand tu parles et que je baisse quand Yannick parle. Voilà. Un gigaphone. En fait, on a des gens Yannick, c'est plus fort que toi. On a des gens qui s'en vont, mais d'autres qui arrivent. C'est le phénomène qui arrive tout le temps, c'est qu'on a qui s'en vont parce qu'ils vont au dodo, et t'en as d'autres qui salut, ils viennent tard. C'est comme ça. Il y a Bruce qui dit un truc qui je n'étais pas au courant. Alors, il te pose une question, je vous la pose. Enfin, je te la pose. Que pensez-vous de la Deep House d'Argentine ? Elle se rapproche des Russes, très étrange. Alors là, je sais pas de quoi tu parles. Wow. Alors là, j'avoue, j'ai pas. Camoulox. C'est quoi ? C'est du troll ou c'est sérieux ? Je sais pas. Non, mais il y a sûrement de très bons producteurs. Il y en a d'ailleurs des très bons producteurs en Argentine, mais. Il y en a. Il y en a partout en vrai. Il y en a qui ont eu des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes pour moins que ça. Alors, attends, je vais continuer sur mes petites questions. Question millionnaire, Ben. Je te donne 1 million d'euros maintenant. Ouais. Il faut l'utiliser. Que fais-tu avec ? Qu'est-ce que je fais avec 1 million d'euros maintenant ? Déjà, je change pas ma vie pour le coup. Je continue à faire ce que je fais parce que je kiffe ça. Par contre, qu'est-ce que je peux faire avec 1 million d'euros ? Je pense que j'améliorerai encore mon studio pour le côté égoïste de dépenser l'argent en partie pour moi. J'en ferai profiter mes proches. Et puis, peut-être que je réfléchirai peut-être à monter un projet intéressant, tu vois, qui aura un impact intéressant avec l'argent que tu m'offres. Ok. Alors, j'ai Jean-Marc Montagne de Sucre qui dit des choses très intéressantes. Il revient sur la discussion qu'on avait juste avant par rapport à la France. Il dit que la France, ça vient aussi du fait que c'est un pays littéraire. On aime les chanteurs, maintenant les rappeurs. Il faut du texte. Il n'a jamais eu sa place pour la musique pure, contrairement à l'Angleterre, l'Espagne. La France est le deuxième. Yannick tout à l'heure. Ouais. La France est le deuxième marché de rap après les États-Unis au monde, ça oui. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas que la loi tout bon. C'est la culture française. Où il faut du texte, qu'il soit qualitatif ou non. Et ben maintenant on va faire un gros droit à tout ça. Grâce à l'IA, on va mettre du texte partout, on va toucher des droits d'auteur et on va faire imploser le système de l'intérieur. Il y aura des textes partout. Bon, après il y a quand même Jean-Michel Jarre qui était venu jouer
Oui, non, mais après, ça dépend dans quelle mesure on parle, dans quel volume d'écoute. Ouais, mais Jean-Michel Jarre comparé à Clo-Clo et Johnny, si tu veux, il fait pas le poids, tu vois. Ouais. Non, mais est-ce qu'on parle de musique populaire ou est-ce qu'on parle de musique underground? C'est ça la question. Ouais, mais ça, c'est typiquement français, ça aussi, tu vois. Tu vas dans d'autres pays, ils comprendraient pas ce qu'on disait, là. Ils diraient, mais ouais, ça passe à la radio, oui. Qu'est-ce que t'appelles l'underground? Il dit, ben, nous, c'est underground, ça, chez nous. Ah bon, non. Ouais, elle est faux. Non, elle est faux, ça passe c'était dans le top 10, ouais. Tu vois, c'est toujours pareil. Non, mais c'est culture. Après, c'est pas forcément négatif non plus. Comme il dit sur le chat, c'est très bien ce qu'il dit. C'est effectivement, voilà, on a une culture comme ça, on a notre éducation. On a pris 2 guerres dans la gueule, donc effectivement. Il est bien ce Jean-Marc. Il dit des choses intéressantes. Ouais. C'est vrai, il dit que pas dans le grand public, mais c'est vrai parce qu'en fait, je pense, c'est pour ça que les Américains nous respectent aussi, c'est parce que dans le pointu, on est peut-être les plus pointus au monde. Mais par contre, dans le grand public, on a le grand public parmi les plus pourris au monde. À mon avis, c'est un truc si on veut dire les choses plus simplement, je pense que ça doit se rapprocher de ça, tu vois. Ouais, il y a de ça. Mais après, il y a le bon et le mauvais public. Volume, effectivement, parce que des gens qui s'intéressent à notre musique, il y en a quand même de quoi remplir, tu vois, des salles suffisamment. Ouais. Ah, tu me régales, Yann. Ça y est, il y a toujours un moment où je chope un fou rire, on pète un câble. J'ai pas entendu ce qu'a dit Yann. Mais il y a le bon et le mauvais public, tu vois. Le bon c'est quoi la différence entre un bon public et un mauvais public? Le bon public, un mauvais public. Le bon public, il écoute la musique. Bon. Il danse. Il écoute, il danse, c'est le bon public, tu vois. Et puis t'as le mauvais public. Bon, lui, il écoute la musique. Bon, il danse. Il danse, mais c'est le mauvais public. Et voilà. Voilà, maintenant on a compris. C'était beaucoup plus clair. Mais ouais. J'allais le dire. Éternel débat, tu sais que ce débat revient très souvent dans l'émission. Hein. On en parle très souvent de notre pays. On est fiers d'être français, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que musicalement, c'est pas la même chose quand tu nais à Manchester, par exemple, ou quand tu nais à Béziers. Hein. Ici, c'est sûr que musicalement, si on prend 2 personnes, si elles se rencontrent, tu vois, elles auront des discussions un peu bizarres, quoi. Ils vont pas vraiment se comprendre, tu vois. Bah déjà, il y a la langue. Ouais, en plus on parle très mal anglais en France, ouais, ça c'est clair. À part toi, Ben. Ouais, yeah, et puis yeah, my friend, yeah, no problem. Non mais toi, t'es new-yorkais, c'est pas pareil. On se fout de ma gueule, mais c'est vrai que tu sais que je parle très souvent anglais à cause de mon taf. Mais tu sais que je parle parfaitement anglais. Mais ils me comprennent, les Américains, les Anglais. Mais ils aiment bien le French accent. Tu sais quoi, ils m'ont dit surtout. Do not change your accent because it is very French accent. Non, interesting and cute. Non, c'est pas ça du tout. Il m'a dit, première erreur que vous faites pas, que tous les Français font, ils essayent d'avoir un accent. Et en fait, il me disait, les Français, vous ne comprenez pas qu'en fait, l'accent, c'est naturel. Ça vient d'une région, par exemple. Un Anglais du nord de l'Angleterre n'a pas le même accent comme nous. Quand on est le sud, on n'a pas le même accent qu'à Brest, hein, Yann. Voilà, c'est normal. Mais c'est pareil. Alors nous, on essaye déjà d'avoir une langue qui est pas naturelle. Et en plus, on essaye de trouver un accent. Mais non, gardez votre accent. Et un jour, c'est vrai que c'est une américaine ou autre qui m'a dit, non, mais restez comme ça, on me fait. Je comprends très bien. Par contre, si jamais vous essayez d'avoir un accent, là, on vous comprend plus. Parce qu'ils ont l'habitude, en fait. C'est comme nous quand un Anglais parle en français. Bonjour, je parle le français. On les comprend parce qu'on a l'habitude qu'ils parlent comme ça. Et ben c'est pareil. Voilà. Bon après il y a ceux qui parlent très bien. Hein. Voilà quoi. J'ai des questions pour notre invité. Peut-être dans la continuité de si tu gagnais le fameux million, mais quel synthétiseur te fait rêver? Quel est le synthétiseur que tu aimerais peut-être un vrai Moog. S'il n'y avait pas vraiment de blocage au niveau financier, quel serait le kiff que tu te ferais? Sans parler des classiques, je pense que je m'achèterais un bon gros mur de modulaire, mais de modules qui coûtent quand même une blinde, tu vois, ça coûte vite cher. Et tu peux vite dépenser des dizaines de milliers d'euros dans du modulaire quand tu pars vraiment loin dans le délire. Ouais. Et ça, côté geek. Et en vieux synthé de collection. Un vieux synthé. Après, en synthé de collection, en fait, le truc, c'est que la valeur des synthés est vraiment définie par le côté collection, tu vois. C'est plutôt ça.
C'est comme avec les voitures, t'as des voitures que tu vas acheter des années 60. Ouais, mais sans parler de ça, au niveau du son, est-ce qu'il n'y en a pas un particulier, un vrai Moog de l'époque, par exemple, tu vois, ou un vrai... le Moog, je prendrais le Moog modular, tu vois, celui que tu patches avec les gros câbles en Voilà, par exemple. Tu vois, ça oui, mais ça vaut une fortune, mais c'est le seul moment où je me dirais que je pourrais acheter ça, effectivement. mais je mettrais pas 4000 balles dans une 808 ou 3000 balles dans une 909, ça c'est hors de question. C'est pas 3000 balles la 909, c'est entre 5 et 10 maintenant. Putain, selon l'état. Je suis resté sur 3, les gars. Non, Et 3, déjà, 3, faut que tu l'achètes tout de suite. 3000, tu l'achètes, il faut l'acheter tout de J'allais suite. te le dire. C'est non, comme mais attends, mais vous délirez. Non, Entre 5 et 10 5000, c'est parce qu'elle est un peu pourrave. Et Non. si elle est dans sa boîte et qu'elle est nickel, c'est 8-10 000. Alors les enfants, je sais qu'on prend un coup de vieux, mais je vous rappelle qu'on est en 2023. Hein, donc forcément, une TR-909, Jean, il est sorti en quelle année ? 84. Donc forcément, plus... Le mec dans les placements financiers de ouf. Ben oui, bien sûr. Moi, je me rappelle l'époque où elle valait 5000 francs, la TR-909. Déjà, je la trouvais trop chère, j'avais pas acheté. 5000 francs, ça fait 750 €. Ouais. Donc il faut savoir que si tu as une TB303, c'est plus 3000 aussi. Hein. C'est combien maintenant la TB ? Ouais, TB 5000. 5000, ouais. mais C'est moins parce que recherché, mais... C'était donné à l'époque avec une base, putain. Ouais. Et ouais. Non mais ouais, le placement, ouais, c'est des trucs, ça va prendre de plus en plus de valeur. Ouais. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des VST. Tu peux avoir tous les synthés de la Terre, tu vois, virtuellement. Mais regarde, toi, tu es l'exemple même. Il y a des synthés très récents, donc des vrais, hein, des machines réelles qui se vendent. Je crois qu'il s'en est jamais autant vendu. T'as jamais eu vendu aussi cher sur le marché les prix des anciens, des vieux analogiques, des vieux synthés vintage. Donc en fait, t'as tout qui est au taquet, quoi. Tout le monde a des VST, tout le monde a des machines analogiques récentes, et les analogiques valent une blinde. Donc ça, on l'aurait pas pu le. Parce que comme vous le disiez, il y a un marché de la collection. Bien sûr, toujours. Mais qui aurait pu le prévoir, ça, il y a 20 ans en arrière? Personne. Pas grand monde, hein, tu sais. Regarde mon flipper là derrière, là. Tu vois le Jurassic Park là, derrière le studio? Parce que ouais, on a un flipper dans le studio, c'est un peu la classe. Et ça, c'est il vient de fêter ses 30 ans. Il a eu 30 ans en septembre, ce flipper. Voilà. Ben, bizarrement, je l'ai acheté dans les 1000 €, maintenant il en vaut 3005. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. C'est que je viens de réparer la semaine dernière d'ailleurs. Mais voilà, tout ce qui est on va dire vintage entre guillemets, hein, ce qui maintenant devient vintage. Donc c'est-à-dire qu'une TR-909, nous on est né dedans, on était à fond dedans quand on faisait de la techno tout ça. Mais quelqu'un qui arrive aujourd'hui, pour lui c'est vintage, une TR-909. La musique. C'est quand même un vintage. Voilà, mais il va pas forcément le prendre. Voilà, bon, il y a les puristes qui vont dire tiens, je vais me faire un morceau avec la TR-909. Il y a Patrick, il est dégoûté sur le live. Il a vendu la sienne à 1500 € à l'époque. Mais quand en début 2000 En 2000, ouais. C'était pas cher, hein. Pas cher? T'aurais pas pu nous appeler, Patrick, hein. Voyons, Patrick. Attends, tu plaisantes? Ça faisait 10 000 francs. Déjà, il a pas pu la vendre 1500 € puisqu'il y avait il y avait le franc déjà. C'est en 2002 l'euro. Donc ça veut dire qu'il l'a vendu 10 000 francs. Donc à l'époque, 10 000 francs, c'était très 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 cher pour une TR-909. Ouais. Mais effectivement, il aurait fallu la garder. Non, tu l'avais vendu cher pour l'époque. Mais aujourd'hui, c'est sûr que... Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça vaut 60 000 francs. Voilà, 60 000 francs ça vaut. Donc du coup, ça vaut 6 fois plus. Ah, ça vache. Et ouais. Ça fait. Ben, je les mettrais pas là-dedans en tout cas, moi. Ouais. Chacun son truc, hein. Je vais te poser une question qui n'a pas de rapport avec l'argent, enfin pas forcément. Avec quel artiste tu rêverais de faire une collaboration? Tu as déjà collaboré avec des artistes de rêve, mais s'il y avait vraiment... Allez, je vais te poser en 2 fois, elle est toujours intéressante celle-là aussi. Un artiste, c'est possible, il est vivant, ou c'est pas possible, parce que c'est trop cher, mais t'en as envie. Et deuxième pendant de la question, quelqu'un qui est décédé, mais que tu rêverais d'avoir collaboré avec lui. T'es héros de, tu vois, le héros absolu, quoi, pour toi, tu vois. Ouais. Sur les vivants, j'irais chercher dans du Aphex Twin ou des choses dans le genre, je pense. D'accord. De ouf. Pour du monument de ce que ça représente, pour moi, tu vois. Du Aphex Twin, du Radiohead, mais vraiment faire du studio ensemble, tu vois. C'est clair. Ah ouais. Pour le côté vivant et pour le côté décédé. Ouais.
Quand même, c'est facile. Carlos. Pas évident. Ouais, parce que Papayou, franchement. Papayou. Ouais. Moi, j'aurais été là. Moi, j'hésiterais quand même entre Carlos et. Et Annie Cordy, ouais, mais bon. Bon, arrêtez de me l'embrouiller. Non, Prince, là. hein. Arrêtez de me l'embrouiller. Putain, Prince. Ouais, bah oui, il y a Prince. Non, mais j'ai essayé de réfléchir quand même à un artiste, musique électronique décédé. Allez, il y a Trevino, moi, que j'adorais. Qui ça? DJ Pierre. Un peu plus pointu, plus niche, entre guillemets, musique électronique. T'es pas obligé de faire musique électronique, hein. Oui, ça peut être. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu prends le. Si tu veux te faire Michael Jackson pendant qu'il enregistrait Thriller, moi, par exemple, perso. Oh, de ouf. Voilà, c'est. Moi, j'aurais bien été dans le studio avec toute la bande, là. Hein. Ah oui. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc. D'ailleurs, il y a très peu d'archives là-dessus. Si, énormément, tu plaisantes. Non, mais dans le studio. T'as tous les mecs qui étaient dans le studio de Michael qui ont des chaînes YouTube et ils t'expliquent comment ils ont fait ce son. Il y a 3 layers de ça, machin. Je te parle, moi, des vidéos d'archives de l'époque. Ah, de l'époque. Ouais, non, sûr. C'était hyper secret. C'était comme bien sûr, voilà, c'est pour ça que la recette du Coca-Cola. Y a rien. Voilà, et j'aurais trop aimé voir les studios, un petit peu, mais bon. Et t'as même des stems maintenant. Tu peux même toper les stems pour refaire le mix si tu veux. Ouais, mais je les cherche ceux de Thriller d'ailleurs. Je les ai, mais en. Thriller, je pense pas que tu les trouves. Si, je les ai, mais en MP3. Il me les faudra en Wave. Accroche-toi, Jeannot. Ouais. Donc, Ben. Eh ben, ouais, réponse Trevino pour l'artiste décédé. D'accord. Ok. Très bien. Je suis pas forcément sur du gros headliner et je parle plutôt de musique électronique. Après, effectivement, Yannick a parlé de Prince. Bah oui, tu vois, ce genre de ponte. Putain, ouais. Évidemment. Ah bah putain. Ben, je pense que c'est le moment de faire notre quiz. Parce que c'est le moment tant attendu, un moment fort de l'émission. Donc c'est un peu la fin de mes questions après ça, mais après on clôturera sur comment te suivre, les actus, et on peut peut-être finir avec de la musique aussi. Mais je vais te poser le quiz de la génération X, parce que oui, tu es la toute fin de la génération X, le tout début de la génération Y. Tu es à cheval entre les deux, donc tu es parfait. Alors attends, parce que je vais essayer de mettre... voir ce que ça donne. Tu es prêt? Donc tu connais le principe? Allez, ça marche pas beaucoup. Attends, 2 secondes. C'est pour ça qu'on aime les trucs qui sentent le cul? Parce qu'on est la génération X? Non. Non, il y a un lien? Non. Non, ce n'est pas ça. Non, attends. Le mec fait de la philosophie à 1h54. Hein. Ouais, mais fais gaffe parce que des fois les émissions repartent ici. Hein. C'est-à-dire que là, t'as Camille qui vient d'arriver, elle dit bonjour. Toi, elle vient d'arriver. Camille. Et le Camille. T'as une trentaine de personnes qui sont encore chauds là et qui veulent voilà, entendre le je quiz. mets l'ambiance. Bientôt, il y aura un slideshow, il y aura plein de décors différents. Là, à un moment donné, le Camille, quand il vient. Il est pas là pour être ailleurs. Voilà. Regardez comme c'est beau quand même. Et cette ambiance pour faire le quiz là. Regardez, c'est pas beau. Bon, magnifique. Oh là là. Bon, tu développes pas, tu réponds par une réponse ou l'autre et il faut répondre. Voilà, même si t'as pas envie, tu réponds. Tu es prêt, Ben? Allez, feu. 808 ou 909? 909. DX7 ou Moog? Moog. Atari ou Amiga? Atari. Fuse ou Plastic Man? Plastic Man. Les inconnus ou les nuls? Les nuls. Samantha Fox ou Sabrina? Samantha. Technotronic ou Black Box? Black Box. Mac, Linux ou PC? Bah plutôt Mac du coup. Hein. Mega Drive ou Super Nintendo? Mega Drive. Sylvester ou Arnold? Arnold. Johnny Depp, Brad Pitt ou Tom Cruise? Johnny Depp. Prince ou Michael? Prince. Derrick, Juan ou Kevin? Putain, c'est dur. Hein. Juan, allez. Alien ou Predator? Alien. Mad Max 2 ou Blade Runner? Blade Runner. Terminator 1 ou 2? 1. Rocky ou Rambo? Rocky. Freddy ou Jason?
Freddy. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Capitaine Flamme. Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball ou Ken le Survivant? Allez, DBZ. Euro ou franc? Euro. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Acid House ou New Beat? New Beat. French Touch ou Electroclash? French Touch. Années 80 ou 90? 90. Rave ou club? Rave. NTM ou IAM? NTM. Vinyle ou CD? Vinyle. Disco ou funk? Disco. Rock ou rap? Allez, rock. Classique ou jazz? Jazz. Soul ou reggae? Soul. Chicago ou Détroit? Détroit. Minimal ou maximal? Maximal. Carl Cox ou Jeff Mills? Jeff Mills. Ibiza ou Valencia? Je vais dire Valencia. Acardipan ou Svenvat? Acardipan, allez. Aphex Twin ou The Prodigy? Aphex. Drexia ou Doppler Effect? Allez, Doppler. Vitalik ou The Hacker? Vitalik. Question commuteur. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Kraftwerk. Question minimum syndicat. Berlin ou Francfort? Berlin. Eh ben voilà. Mais écoute, tu as bien répondu. En tout cas, tu as répondu rapidement. Bravo, Ben. Ouais, je l'ai fait en spontané. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Hein, c'est ce qu'il faut. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais C'est chaud. C'est fait exprès. Yana, c'est vraiment. Moi, ça va. Déjà, c'est chaud. Ah ouais, moi, Yana, ça va parce que si tu veux. Cornélien. Ah ouais, Détroit ou Chicago, celle-là, je te dis, c'est papa ou maman, quoi. C'est affreux. Il y a Marco, effectivement, qui dit que t'es un des rares à sélectionner Ronald Keats. Bah, parce que tant qu'à parler du padré, autant parler du padré, quoi. C'est ça. Ouais, ils ne sont pas nombreux à choisir Ronald Keats. Ouais. C'est vrai, je m'étais dit fait la réflexion même. Et la Mega Drive aussi. Et. La Mega Drive, parce que je l'ai eu. Eh oui. Et ouais. Quand t'étais tout petit. J'aurais dit Mega Drive aussi, parce que je parlais, je l'ai eu. Ouais. Ah, c'est dur. Mega Drive et Super Nintendo, c'est dur parce que ceux qui ont connu ça à l'époque, les deux étaient. C'était top, quoi. Bah, le problème, c'est que Street Fighter, il était sur Super Nintendo. Exact. Et, ouais. Et moi, la console, le pack Street Fighter Super NES avec qui n'a pas eu ce pack? Noël 92. Ouais, c'était fantastique, je me rappelle. Ça, Lachant et mon frère, j'y ai joué. C'était la folie. J'en ai encore mal. C'était la folie, ouais. C'était du grand n'importe quoi. C'était génial. Avoir Street Fighter à la maison, c'était le 2 en plus. Pour te dire, au studio à Paris, on avait une pièce avec Yannick, un chill. On avait mis une console de rétro gaming dessus avec Street Fighter, quoi, pour les pauses studio. Ouais. On se faisait des pauses Street Fighter et Mario Kart. Ah ouais, Mario Kart, c'était top aussi. C'était énorme. Tu jouais, mais tu t'arrêtais jamais d'y jouer. Tu t'en lassais pas, quoi. C'est génial. Ben ouais, c'est ça. C'est clair. La boucle infinie de jeux, quoi. Ouais. Ben, si on veut te suivre, écouter ta musique, si on veut te contacter, quels sont les médias à privilégier? D'abord pour te contacter et pour la musique. Pour me contacter, Instagram, je check mes messages normalement. Alors je dis pas que je les vois tous, mais sinon vous pouvez m'envoyer. Normalement il y a mon petit mail qui doit être dans le descriptif de ma bio Instagram. Si vous cliquez, vous allez pouvoir trouver mon mail qui est madben@madben.fr. Hein. Je veux dire, rien de plus simple au monde pour m'envoyer de la musique ou me contacter. Sur les réseaux sociaux, j'ai été pas mal actif sur Facebook, mais c'est vrai que
ça périclite un petit peu, même si ma page était plutôt celle que je faisais vivre, c'était plutôt Facebook il y a quelques années, mais maintenant je suis pas mal sur Instagram avec les limites que cela impose, c'est-à-dire que tu partages pas le même contenu de la même façon, avec le même audimat. Et tu es obligé de communiquer sur des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus attractifs et de t'adapter un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, Instagram, désolé, je développe encore. Et puis voilà. Après, pour la musique, le plus simple, moi je le dis toujours, hein, mais aller acheter sur Bandcamp, c'est clairement là où vous reverserez la plus grosse partie de votre argent pour le même tarif. C'est là où vous aiderez le mieux les labels qui proposent encore. Mais ça, on le dit tout le temps. Bandcamp all the way. Bandcamp. Blues, bordel. Regardez, il y a des trucs de fou. Ah, regardez ça. Il y a des requins. C'est fou, il y a des cosmonautes. T'as un Bandcamp, Ben? Profitons-en parce que ça va peut-être pas durer. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça a été racheté, oui, mais bon, après, pour l'instant. Ben, t'as un Bandcamp, toi? Perso? J'en ai un, mais alors, oui, il y a pas mal de choses dessus. Sur ce qui sort pas sur le label ou si sur des choses sur le label n'existe plus En fait, le truc, c'est que je peux pas partager les sorties sur mon Bandcamp et sur le Bandcamp du label en même temps. Oui, c'est sûr. Faire mais c'est normal. De la vampirisation du label. C'est normal. Donc, j'attends toujours un bon moment et ensuite je les mets sur mon Bandcamp. Oui. D'accord, ouais, ok, ouais, donc oui, parce que des fois, t'as aussi même des phénomènes où le label te dit, ben voilà, au bout d'un an, tu peux, si tu veux le mettre, ou au bout de 5 ans. Oui, bah c'est ça, exactement. Ouais, ça devient le back catalogue. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà, c'est effectivement, pour moi aujourd'hui, la meilleure façon de soutenir les artistes et les labels, c'est de passer par Bandcamp, ouais. Pas photo. Ouais, vraiment, nous on le dit, c'est vraiment, moi j'ai même, j'ai SoundCloud, j'ai juste une page, j'ai enlevé le truc pro, c'est pas du qualitatif en fait. Pour moi SoundCloud, j'ai réfléchi à la question, mais j'en parlais avec un copain qui fait des lives et il me dit ouais, mais en fait, je crois que t'as raison, j'ai les supprimés. Mais en fait, je pense que SoundCloud ça a du sens si t'es un DJ qui tourne et que toi tu cours pas après le fait de vendre ta musique, tu veux juste qu'un maximum de gens te connaissent. Donc là, oui, il faut avoir un SoundCloud avec 50 000 abonnés, naninana. Mais par contre, si tu n'es qu'un compositeur qui ne tourne pas, avoir un SoundCloud, pour moi, c'est jeter ta musique c'est la jeter aux toilettes, quoi. Moi, je publie plus rien sur SoundCloud. En fait, j'utilise SoundCloud simplement en mode pour envoyer des démos quasiment. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait. Comme on a fait hier. Exactement, ça permet d'avoir des liens privés très faciles. Alors pour ça, c'est top. SoundCloud, c'est génial pour des liens privés. Mais par contre, des fois, on a des gars qui nous envoient des démos pour le label. Je dis, les gars, vous avez votre track, ça fait 3 ans qu'il est sur SoundCloud, vous l'avez mis sur YouTube. On peut pas faire ça. Il faut que ce soit des exclus, il faut que ce soit, tu vois, en plus, donc ça casse la dynamique, en fait, aussi. Bien sûr. Mais c'est ça. Mais par ailleurs, SoundCloud, à une époque, a été très fort et moi, je sais que c'est un outil qui m'a permis, il y a 13 ans maintenant, quand j'ai publié des petits extraits de mes morceaux et tout, les gens ont tout de suite écouté, me disaient s'ils aimaient ou pas. Il y avait une belle interaction. Là, ouais, c'est vrai. Il y avait une interaction il y a quelques années. C'est vrai. Là, il n'y en a plus du tout. Là, ça végète, c'est n'importe quoi. Juste en mode stockage. Ouais. Après, Thibaut nous dit ça reste un bon cloud pour pas si cher. C'est vrai, parce que si on se met du côté de celui qui écoute, pas de celui qui produit, c'est vrai que c'est pas mal. Mais moi, pour découvrir des talents ou vraiment des sons qui me plaisent à moi, parce que moi j'ai des goûts assez spéciaux et je trouve pas mon plaisir sur Beatport par exemple, moi je vais sur Bandcamp, j'hallucine quoi. En fait, c'est le bouche à oreille et Bandcamp. Et je tombe sur des artistes, des fois le gars il a juste un Bandcamp, il a rien d'autre. Et il fait un son de fou furieux. Et ça tu l'as pas sur Beatport, pas forcément. Il y a des super trucs sur Beatport. Non. Mais cette interaction Bandcamp avec l'auditeur, elle est top parce que il y a pas, c'est instantané quasiment. Et puis des fois c'est cette pulsion de t'écoutes un truc, c'est tellement ça te fascine parce que c'est tellement dans le truc. Putain, je vais l'acheter, je vais mettre 1 €. Le mec il va le voir, ça va lui faire plaisir. Ça se trouve, je vais même pouvoir lui parler, lui dire au fait c'était génial. Et ça a pas de prix en fait quelque part, je trouve. C'est clair. Ah mais non, mais moi je sais que je suis toujours ravi quand je vois une petite notif que quelqu'un a acheté ma musique sur Bandcamp, je me dis c'est cool parce que
tu vois, c'est pas de la thune qui va dans les poches de Beatport, quoi. Ouais, et puis pareil pour les, tu vois, tout ce qui est Deezer, Spotify, bon, c'est sûr, c'est super pratique pour les gens qui veulent consommer la musique, ça c'est normal. Hein. Mais c'est vrai, quand tu vois ce qui revient à l'artiste, c'est presque honteux, quoi. Ah bah, bah, c'est vraiment à la marge, quoi. Hein. C'est anecdotique. Ouais. Mais bon, c'est effectivement Bandcamp à prioriser, et puis réseaux sociaux, Instagram, je continue à poster un peu sur Facebook, et puis voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est à l'occasion d'une soirée ou autre aussi. C'est l'occasion d'écouter en dehors d'internet. Si on te donne le mot de la fin sur peut-être aborder quelque chose qu'on n'a pas abordé, ou peut-être passer un morceau en particulier qui te ferait plaisir de ta discographie. Il y a Flo qui remet encore la sauce avec les étoiles. Merci Flo. Merci mille fois. Non, mais merci pour cette longue interview. Je vous avoue que je commence à avoir la grosse pâteuse. Hein. J'ai bien fait de prendre de l'eau avec moi et de boire quelques verres de vin et quelques bières. Mais merci beaucoup pour ce moment, c'était très cool. Et puis merci aux gens qui ont interagi avec nous. Merci à toi. Et il y aura une deuxième vie sur le replay. Faut pas l'oublier, c'est que bon là on est quelques dizaines, mais sur le replay après ça fait des bébés. Donc il y a des gens qui voient le truc 6 mois, 8 mois après qui au fait vous cherchiez ça, c'est ça, et au fait c'est ci, c'est ça. Et donc ça vit sur YouTube une deuxième fois. T'as des débats qui peuvent repartir aussi des fois sur les discussions, donc voilà. Et c'est quelque part un peu une espèce d'entretien un peu historique dans le sens où il y a vraiment chronologiquement tout de A à Z, donc c'est quand même pas mal dans un monde où tout est un peu éphémère et rapide. Je pense que ça aura de la valeur, je pense, avec le temps, tu vois. Ça laisse une trace. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose de 15 secondes consommé en 24 heures. C'est ça, exactement. Mais ouais, non, c'est très cool, et merci à vous pour cet accueil. J'ai envie de dire qu'on se croisera quand je viendrai dans le sud. Oui, avec plaisir, bien sûr, ouais. Ah oui. Voilà. Merci à Yann aussi. Hein, merci Yann de ta participation. Trunkline. On fait souvent ça, tu vois, on prend, on prend quelqu'un comme ça, c'était pas prévu, mais on peut le faire, donc c'est chouette. Voilà. En incursion, en infiltré. Et puis, pardon, je vous écoute. Merci à vous. Non, je voulais juste préciser que prochaine émission, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le visuel, mais donc c'est le 8 décembre, donc avec Soft Sonic. Donc ça aussi, ça va être bien. Soft Sonic, parce que j'adore. J'ai quelques scuds derrière là, on va bien discuter. Et donc voilà, après il y en aura d'autres aussi, on vous les annoncera quand ça sera. Voilà, pour l'instant on a des accords, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a des trucs perso, donc il va 2024, ça va être sympa. Ça va être sympa, au niveau des prods aussi d'ailleurs. Voilà. Les soirées, si tout va bien. Aussi, voilà. Oui, Thibaut, je réponds, c'est Thibaut qui prend les choses il est tout. J'arrive en retard. Oui, Thibaut, le 8 décembre, on a Antonin Southsonics et il voulait te poser une question. Allez, on va le faire. Désolé, je suis arrivé en retard, mais qu'est-ce que tu penses, Ben, de la techno à 150 BPM qu'il y a en ce moment? Allez, petite dernière question, un peu bonus. Alors ça, c'est un très long débat. Mais pour le comment dirais-je? Pour résumer ma pensée, c'est que moi j'ai appris à mixer à 145 BPM à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. C'est pas tant la vitesse qui me dérange. Bien sûr. Il n'y a rien qui me dérange en vrai au niveau de la vitesse. J'ai acheté les waveform transmission de Jeff Mills, ils étaient pitchés à 155 quand tu avais le pitch de la platine à 0, je crois, certains tracks, tu vois. Ça n'a jamais été un problème la vitesse. Le problème, ça peut être l'espèce de mauvais goût qui vient s'allier à la vitesse dans certains penchants de la techno actuellement, tu vois, remixer des Macarena et des choses dans le genre, dans une techno hyper speedée parce que il faut la speeder. Les faux bootlegs à la con, Mais ça, effectivement, mais en même temps, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des bootlegs de Madonna avec une rythmique, je parle de bootleg, pas des morceaux originaux. De rythmique plus ou moins commercial avec juste le chant de Madonna qui était collé dessus et ça faisait un white vinyle dans les années 2000 et il y en a plein qui jouaient ça et ça les faisait kiffer. Aujourd'hui, il y a des gens qui kiffent jouer de l'Eurodance remixé à 150 BPM avec toujours le même kick distordu et la basse à contretemps à moitié transouille.
j'ai envie de dire, ça me parle pas musicalement, hein, clairement, ça me parle pas du tout, et je pense que vous savez pourquoi. Après tout ce qu'on vient de se dire, c'est toujours quelque chose. Moi, quand je suis arrivé à la musique électronique au départ, c'est vrai qu'il y avait toujours cette volonté d'écouter quelque chose de différent et quelque chose de nouveau. Alors évidemment, on est passé au-delà de ça depuis bien longtemps, puisqu'elle est devenue hyper culturelle, la musique électronique, et elle est implantée partout maintenant. Mais là, on a vraiment extrapolé tout ce qu'il y avait extrapolé dans ce qu'on peut vivre sur certains artistes aujourd'hui, sur certaines scènes. Et je pense que ça répond bien à la question, à la remarque que je faisais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est que ça répond aussi à une demande d'apporter du contenu hyper cliquable, hyper bait cliquable pour générer du like sur des profils artistes. C'est une façon facile de consommer ce genre de musique. Elle est adaptée aux réseaux sociaux et c'est pour ça que ça cartonne. Eh ben, écoute, on finira sur un mini débat, c'est drôle, voilà. Voilà, donc du coup, écoute, merci à tous d'avoir suivi ce live. Hein, donc pour les grands fous, il y a du monde ce soir qu'on suit jusqu'au bout. Ah oui, il y en a encore. C'est pas mal. Trentaine encore qui sont là, ils lâchent pas. Hein. Donc du coup, comme je disais, Antonin viendra à Sousonic. Voilà, rendez-vous le 8 décembre. 8 décembre, prochain rendez-vous pour nous. On aura d'autres trucs à vous annoncer à ce moment-là. Voilà, exactement. Il y a le maxi de Jackie Meurice en vinyle qui sort demain sur le Bandcamp, mais après ça va être distribué, mais bon, on en a sur le Bandcamp en digital. Le Loloman qui était sorti début du mois, et pas mal de nouvelles choses qui vont sortir, pas mal de voilà. Petit rappel, cette émission ne sera plus disponible quand ce live va finir. Le replay commencera début de semaine, hein, donc début de semaine il y aura le replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir regarder ce que vous n'avez pas vu, hein, pour ceux qui sont couchés plus tôt, hein, ceux qui sont arrivés en retard pourront regarder le début, hein, voilà, et puis ça se trouve dans 20 ans, 30 ans, cette émission sera regardée encore par des gens, donc c'est un peu le but. Hein. Tout ça pour dire que mon cher Ben, tu es archivé, l'émission 59 se termine, voilà, l'histoire, la techno, maintenant t'en fais partie. Et il y aura ton interview, et quand les gens plus tard voudront savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2023, en 2010, tout ça, voilà, ils tomberont sur cette interview. Ah oui, il y a Camille Rodriguez avec nous, donc bisous à Camille. Pour ceux qui arrivent en cours de route, il y aura le replay sur le YouTube, ne vous inquiétez pas. Il y aura l'interview de Camille Rodriguez d'ici à peu près 2 semaines qu'on a monté cet été et qu'on invitera sûrement dans cette émission. Ouais, exactement. bien quand il viendra ici, je pense que ce sera plus sympa. Ouais, ce sera plus simple en studio. Voilà. Donc merci à tout le monde, merci à toi, Matt. De toute façon, on va se garder en antenne quelques minutes. Merci d'avoir été aussi accessible et réactif. Ouais. Merci. Avec plaisir, les gars. Yann pour ton humour et ta musique. Merci pour votre accueil. Et merci à tout le monde, j'insiste, parce que si on fait ça, c'est vrai que c'est parce qu'on est passionné, on veut laisser une trace, ça c'est sûr, mais on fait ça aussi parce que tous les jours on reçoit des messages de vous tous, des gens qui nous connaissent depuis longtemps, ceux qui nous découvrent, ceux qui sont plutôt sur tel et tel aspect. En général, on essaie de répondre à tout le monde et on crée des liens. En fait, l'idée, c'est créer une sorte de communauté de gens, d'aficionados de la musique électronique. Et c'est vraiment super agréable, passionnant et motivant. Donc, un petit like, un petit commentaire, un petit ici, acheter un track par-ci, voilà. Vous abonner. Sur le Facebook, n'hésite pas à suivre, à liker. Chaque petit effort nous renforce et nous permet de justement pouvoir avancer. Donc merci à vous tous et c'est très très important ce que vous faites. Peut-être plus que ce que vous imaginez. Donc, n'hésitez pas. Attends, j'ai balancé le jingle trop tard. Vas-y, jette-moi le jingle dans la gueule. Bien fait. Tiens, prends ça dans ta gueule. Allez, une petite Bonaldi pour terminer. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, écoutez, de toute façon, on va se garder en antenne quelques minutes. Hein, donc, restez. Et écoutez, au 8 décembre, voilà. Ouais, la censure, Marco il le dit. Voilà. Jean Bruce est censuré, il a dit Marco. Il y aura la preuve. Le CSA, il a dit. Et on le laissera en montage, parce que même mes erreurs de technique, je les laisse au montage au replay. Hein. Je coupe pas les erreurs techniques, hein. J'assume. Messieurs les censeurs, je vous salue. Bon, c'est parti. Ciao. Bisous à tous. Radio Punch. Punch.